Bonsoir, bienvenue sur la place de l'Hôtel de Ville de Poitiers. Nous allons vivre en direct ce soir et demain soir la 6e édition du Women's Series de Poitiers, tournoi international féminin de basket 3-3 pour commenter cette épreuve. À mes côtés, Maud Stervinou. Bonsoir Maud. Bonsoir Freddy, bonsoir à tous. Internationale de basket 3-3 et joueuse à 5 du côté de Monaco. Maud, on a un super plateau cette année dans cette compétition internationale féminine avec 4 des 5 meilleures formations mondiales, plus l'équipe de France et l'équipe de Paris qui s'est qualifiée ce matin. À quoi peut-on s'attendre dans ce tournoi au niveau du niveau de jeu justement ? Exactement, alors le plateau est très relevé, on a de la chance d'avoir des équipes de quasiment tous les continents qui sont représentées. Ce qu'on peut s'attendre, c'est à du beau basket, et c'est vrai qu'année après année, Poitiers arrive à faire venir justement ces équipes très compétitives, donc difficile pour l'instant de faire un pronostic, mais honnêtement ça promet du beau jeu. L'équipe de France est de retour ici à Poitiers, n'était pas venue depuis quelques années, on va en profiter bien sûr ce soir, l'équipe de France qui entrera plus tardivement dans la compétition, et nous on va s'intéresser au premier match. Déjà un premier ballon pour vous Maud, le premier match, vous voyez les joueuses qui s'échauffent derrière nous. Ce match opposera l'Égypte à Amsterdam, une compétition qu'on va suivre en direct jusqu'à minuit et demi ce soir, et puis on se retrouvera également demain. C'est la phase de poule ce soir, et puis demain ce sera quart de finale, demi-finale et finale évidemment en direct sur Noah et sur France.tv. On devrait se régaler, il fait chaud Maud, on va parler des conditions tout de suite. Ça va peut-être être un peu compliqué pour les joueuses, notamment celles qui commencent dès 19h. En effet, ça peut être compliqué. Alors après, on peut peut-être imaginer un léger avantage pour l'Égypte qui s'est mis en jambe ce matin grâce à ce tournoi de qualification justement. Je pense qu'aujourd'hui, justement, un des principes du 3-3, c'est la qualité d'adaptation. Les filles ont l'habitude justement aussi de ces conditions parce que dans des pays aussi à l'étranger, c'est des choses qu'elles peuvent retrouver. Donc on va voir qui s'adapte le mieux ce soir. On va voir si le public répond présent, parce que même s'il fait chaud pour les joueuses, il fait également chaud évidemment pour le public. Alors certains s'installent où il y a un maximum d'ombre. On va suivre ça évidemment en direct ce soir, et puis la présentation du premier match de cette soirée, le premier match de poule donc entre ces deux équipes, l'équipe d'Égypte en rouge et la formation d'Amsterdam en blanc. On va laisser rentrer les joueuses. En tout cas de cet après-midi, avec un tournoi qualificatif, et notamment cette belle équipe d'Égypte qui a remporté ces 2 matchs de poule. Ce matin, on va les retrouver sur le tournoi principal en Bolivie contre l'équipe d'Amsterdam dans quelques instants. Et avant ça, présentation des équipes. Ok, mesdames et messieurs, merci d'accueillir s'il vous plaît l'équipe d'Amsterdam. Le premier match de la soirée, on va accueillir les joueuses des deux équipes. On commence par la formation d'Amsterdam, 3e équipe au classement mondial, avec dans ses rangs Lieslo Kulk, Keona Doustra et Kiki Fleuren. Alors normalement les équipes sont composées de 4 joueuses. Malheureusement Zoé Slagter, qui devait compléter ce roster, est forfait, elle est blessée. Les néerlandaises qui sont donc que 3. Alors évidemment avec la chaleur, on le disait, et l'accumulation des matchs, ça peut être compliqué sur l'ensemble de la journée, mais sait-on jamais. En effet, ça peut être un des avantages. Après, aujourd'hui, on a une joueuse d'expérience, notamment Fleuren, qui peut être capable justement de savoir jouer par rapport à ce désavantage-là. Donc on verra bien comment elles vont s'adapter. Face à l'équipe d'Amsterdam, une formation égyptienne qui est passée par les qualifications ce matin avec Nadine Selawi, numéro 7. Numéro 15, Ranem Mohamed. Numéro 8, Soraya Mohamed. La reine d'Égypte, c'est son surnom, vous allez voir. Ses passes aveugles, son style très particulier. Et la numéro 23, Mustapha. Voilà le roster de cette équipe d'Égypte, qualifiée en gagnant ces 2 matchs. Des qualifications ce matin, 21-10 contre l'Azerbaïdjan et 21-11 contre le Bénin. 2 grosses victoires pour cette équipe d'Égypte ce matin, qui est donc entrée dans le tableau final, comme l'équipe de Paris qui s'est qualifiée également
L'équipe de Paris qui fait partie du collectif de l'équipe de France. On vous rappelle les règles du jeu. Si vous n'êtes pas des adeptes du basket 3-3, si vous découvrez la discipline ou si vous ne vous en souvenez plus après avoir suivi évidemment les JO de Paris 2024. 2 équipes de 3 joueurs et un remplaçant quand c'est possible. S'affrontent donc sur un demi-terrain avec un seul panier. La possession dure 12 secondes. Les tirs intérieurs valent 1 point. Les tirs extérieurs 2 points. Et les lancers francs 1 point. La première équipe qui marque 21 points remporte la rencontre. Ou alors celle qui a le plus de points après les 10 minutes de temps effectif. Si aucune des 2 équipes n'a atteint les 21 points. Et en cas d'égalité à la fin des 10 minutes, il y aura une prolongation. Et c'est la première équipe qui marque 2 points qui remporte le match. On parlera également des fautes, puisque les fautes sont importantes dans le basket 3-3. Après 6 fautes, 2 lancers francs sont accordés. Et à partir de la 10e, 2 lancers et la possession adverse. Allez, c'est parti pour le premier match de poule de cette 6e édition du tournoi Women's Series. Et ça part fort avec ce panier. Vous parliez de cette joueuse d'Amsterdam, qui est réputée justement pour son tir extérieur, et elle le tente le deuxième directement avec beaucoup de confiance. C'est vrai qu'elle est très dangereuse, et on connaît l'importance de ces paniers à 2 points justement en 3-3, parce que c'est une discipline qui va très très vite et donc on peut rapidement creuser l'écart. Et donc les 2 premiers points pour Kiki Floren, 17e joueuse mondiale. Et qui a enchaîné avec une très bonne défense justement en interceptant ce ballon sur le poste, et un rebond de sa coéquipière qui lui permet d'avoir un lancer franc. Lancer franc converti. Et Amsterdam qui prend tout de suite 3 longueurs d'avance. On le disait, Maud, l'Égypte a joué ce matin, c'est un avantage d'avoir pris ses repères. Ça peut être un avantage. Là, on voit que Ranem a été capable de tirer avantage de la situation par rapport à une joueuse plus petite qu'elle. Et c'est vrai que ça peut leur permettre d'avoir un peu de rythme. On voit l'entrée en jeu de Soraya également, qui est une joueuse qui est connue pour être très clutch. Donc, qui met des paniers assez spectaculaires. Décisive. Et qui fait des très belles passes aussi. Donc il y a une belle création dans ce collectif égyptien. Très bonne situation là de backdoor. Donc justement, on voit que Sarawi a été capable de trouver cette petite coupe dans le dos de son défenseur. Et donc elle marque 1 point facilement dans la raquette. On le sait aussi, les Néerlandaises sont connues pour leur adresse à l'extérieur. Et on le voit, elles n'hésitent pas à prendre leur tir. En tout cas, ouais. Ça fait vraiment partie de l'identité de cette équipe, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Elles ont compris à quel point l'adresse pouvait être importante. Rebond pour les Néerlandaises. Elle va shooter longue distance. Ça rebondit sur le cercle et ça ressort. On est déjà, il me semble, au 5e ou 6e tir à 2 points pour les Néerlandaises. Alors c'est important quand même de trouver de l'alternance pour tout simplement garder de la confiance, parce que c'est vrai que enchaîner des échecs, c'est pas forcément toujours évident. Donc ça va être important de mettre la balle à l'intérieur également pour elle. 3-2 en faveur d'Amsterdam. Et on le voit, Soraya là, qui a été capable de créer un switch. Donc le switch, on le rappelle, c'est quand la défense change en fait tout simplement d'adversaire. Et là, malheureusement, elle n'a pas eu assez de temps pour essayer de trouver un tir. Donc la possession sera rendue aux Néerlandaises. Floren qui refuse ce tir et qui trouve une très belle pocket pass sur son intérieur. Un point de plus pour Amsterdam. Le duel de grande à l'intérieur. Rebond en faveur des Égyptiennes. Elle va shooter. Et elle va obtenir la faute. Donc 2 lancers francs. On a vu ces dernières années un petit peu le 3-3 évoluer aussi au niveau des compositions d'équipe. C'est vrai que fut un temps, la taille n'était pas forcément importante. Maintenant, les rosters, donc les effectifs affichés, essayent d'avoir des joueuses grandes pour avoir justement des situations de jeu de post-up. Et c'est intéressant parce qu'on peut être capable de les sanctionner en trouvant justement ces situations de mismatch, donc une petite sur une grande et inversement. Et là, l'Égypte va devoir un petit peu jouer sur cet aspect-là du jeu. Le deuxième lancer est raté pour Soraya Mohamed. La remise en jeu sera en faveur de l'équipe d'Amsterdam.
L'équipe d'Amsterdam qui a terminé 5e du Women's Series de Chengdu et 2e à Shanghai. Et on les a vus également sur le podium du côté d'Orléans. 3e. Pour l'instant, la stratégie fonctionne bien, justement, d'être capable de trouver Kulk en dessous le panier. Malheureusement, elle ne marque pas forcément, mais elle provoque des fautes, donc c'est intéressant. C'est intéressant d'être agressif, justement. Oh, magnifique ce shoot de Nadine Selawi et l'Égypte qui passe en tête. Et l'opportunité de marquer un point supplémentaire. C'est raté, c'est bien revenu du côté des joueuses d'Amsterdam. Kulk qui décide d'attaquer le cercle. Et ça rentre. On voit une légère domination sur ce début de match aussi sur les rebonds offensifs de la part des Néerlandaises qui s'offrent des secondes chances. Et là, une très bonne défense de Fleuren sur une joueuse plus grande qu'elle. Et... Regardez, elle shoot directement. Elle est sortie de l'arc de cercle. Elle a pris ce shoot. Et elle offre 2 points d'avance à Amsterdam. Et elle fait le choix de faire une faute sous le panier, une faute très intelligente d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour l'instant les Néerlandaises passent seulement à 2 fautes et c'est quelque chose d'intelligent d'être capable d'arrêter le jeu, notamment parce qu'elles sont 3. Donc ces petits temps de répit peuvent être importants et surtout elle avait compris qu'elle n'avait pas l'avantage. Donc c'est très bien joué de sa part. C'est bien joué également là, le duo Ranem Selawi. Et hop, une nouvelle fois. Super action, on voit l'activité là de Selawi qui est très importante, qui a été capable d'intercepter ce ballon et de transitionner très très vite. Elles sont très agressives. Bataille pour la possession de ce ballon, il y aura une faute. Il y aura un temps mort. On est sur un match assez offensif, hein, déjà 7-7, donc oui. On peut imaginer potentiellement une fin de match en 21 points avant les 10 minutes. Oui, 3 minutes seulement de jouer, déjà 7 points de chaque côté effectivement. C'est un temps mort télé, il y en a 2 par match. Les équipes ont le droit aussi à un temps mort par rencontre. Exactement, et ça va être un choix stratégique de la part des Néerlandaises notamment qui vont potentiellement le prendre à un moment où elles ont besoin de souffler, de garder de la lucidité. Là on le voit, elles n'ont pas forcément perdu trop de temps à essayer de discuter. Leur jeu a l'air d'être bien en place, mais elles en profitent pour récupérer. Et les Égyptiennes rentrent sur ce match-là avec une composition d'une petite, entre guillemets, et 2 grandes joueuses. Avec cette équipe d'Amsterdam qui fait un petit peu office d'équipe 2, l'équipe des Pays-Bas, avec les jeunes joueuses. Les Égyptiennes qui affichent leur prénom sur le maillot. À l'image, ici, de Ranem Mohamed qui obtient la faute en plus de ce panier. C'est très bien joué cette situation, dos au panier, on sent de la maîtrise dans ses fondamentaux et elle a réussi à marquer avec la faute, donc ça va être intéressant pour les Égyptiennes. Le lancer franc non converti. Ouais, elle avait fait la feinte en partant à droite, en revenant à gauche. Malheureusement, Kulk n'a pas tiré avantage de la situation par rapport à Soraya, mais l'action était très bien jouée encore une fois. Elle cherche vraiment à sanctionner les situations de mismatch dans la raquette. On la retrouve, Kulk avec le ballon. C'est raté tout de suite, vous voyez la réponse de Nadine Selawi. La balle à peine ressortie. Plus de réussite cette fois-ci pour Lieslo Kulk. Situation très intéressante justement, jeu entre Fleuren et Kulk sur cet écran où il y a eu une confusion défensivement et Fleuren a bien lu la situation en servant Kulk qui s'est retrouvée toute seule sous le panier. Donc c'est important aussi d'avoir des plans de jeu défensifs qui sont bien définis pour éviter ces situations-là. 8 partout. Bien joué, on s'appuie sur l'adversaire. Pour Ranem Mohamed. Oh, la réponse immédiate, magnifique de Keona Doustra. À longue distance. Et le mano à mano se poursuit, le chassé croisé. Panier validé et la faute une nouvelle fois pour Ranem Mohamed. Malheureusement, la Néerlandaise a pensé faire la faute avant, mais le panier est quand même accordé parce qu'elle était en situation de double pas. Donc ça peut potentiellement offrir 2 points aux Néerlandaises et donc il y aura égalité finalement. Échec au lancer pour Ranem Mohamed, championne d'Afrique 2022. Elles sont très agressives, on voit il y a des percussions qui sont vraiment intéressantes. Là, sur le jeu de 1 contre 1, l'attaque gagne pas mal pour l'instant. Ouais, belle passe, une nouvelle fois.
Et là c'est très intéressant, j'ai envie de souligner vraiment le travail de Selaoui, la numéro 7 égyptienne qui propose beaucoup de coupes, beaucoup de jeux sans ballon. C'est un travail qui est très important pour ses coéquipières. Et elle arrive justement à trouver des paniers faciles sous le panier grâce à son jeu sans ballon qui est très intelligent. Là, vous en parlez, il y a du mismatch, la différence de taille là. Elles sont venues à deux pour essayer de rendre la tâche difficile à Kölk. Donc elle aura un lancer franc. Pour l'instant, elles sont pas encore très à droite derrière la ligne. Donc ça peut être un choix qui est payant de faire des fautes plutôt que de laisser des paniers trop faciles. Troisième faute seulement pour l'Égypte. 5, vous le voyez, du côté d'Amsterdam. Qui mène 12-11. On va essayer d'être un peu plus agressive défensivement, mais là Amsterdam vient de faire sa 6e faute, donc on le rappelle, la prochaine faute offrira des lancers francs systématiquement à chaque faute à l'équipe égyptienne. Ouais, c'est bien joué. Et elle conclut. Ranem. C'est très bien joué, on est encore sur des situations très basiques du basket avec ce give and go qu'on appelle aussi le passer 20, où on fait la passe et on coupe directement au panier. Allez, l'Égypte qui passe devant, 13-12. Alors je sais pas vous Freddy, mais je pense sincèrement que ce match va se finir en 21 points vu... Oui, vu comme on est parti, un petit peu plus de 5 minutes de jeu, déjà 12-13. L'occasion d'égaliser pour Kölk. C'est fait, 13 partout et on joue directement. C'est une des spécificités du 3-3 aussi, ces compositions pendant les lancers francs, de laisser une joueuse en dehors de la ligne des 2 points justement pour essayer de trouver des situations de 2 points très rapidement après. Alors ça nécessite une vraie organisation défensivement et d'être capable d'anticiper. Là elle s'est ouvert un tir ouvert, donc c'est intéressant, c'était un bon tir à prendre. Dès la récupération du ballon, en fait, on sollicite la joueuse qui s'est décalée. Exactement, il y a même des situations où on peut proposer un écran de la part d'une des joueuses qui était là pour le rebond et c'est souvent 2 points pour les équipes. Très bien joué, elle a sauvé ce ballon et elle offre un panier facile à sa coéquipière. Ranem qui va avoir une belle fiche de stats au niveau du scoring. Bien joué, ça, cette passe aussi. Et elle se retrouve toute seule. 14 partout. Ou l'interception de Dousstra à longue distance. C'est raté. Rebond pour Ranem. Mohamed. Pour l'instant, les Néerlandaises tiennent le coup physiquement. On le rappelle, elles sont que 3. Elles n'ont pas de possibilité de changement. Dousstra se retrouve toute seule à 2 points et c'est dedans. Et c'est dedans. Attention, 16-14. Petit écart. Oui, il y a faute là, oui. De Ranem Mohamed. On sent des équipes qui sont plus préoccupées par le côté offensif pour l'instant que défensif. On le rappelle encore, c'est des stratégies et des identités aussi par rapport aux différentes nations. Et là, on est sur 2 nations qui ont un côté offensif très intéressant. Le deuxième temps mort. Mais la récupération importante, on a des poches de glace. Il fait très chaud, vous le rappelle, ici à Poitiers. Cet après-midi, plus de 30 degrés. Et les matchs qui ont été décalés d'ailleurs, qui devaient commencer dès 17h30. Et outre les conditions climatiques, on le rappelle, le 3-3 c'est une discipline qui demande beaucoup d'énergie avec justement cette faculté à aller vite, à passer de l'attaque à la défense. Donc c'est très énergivore pour les joueuses. C'est l'occasion de faire le break. C'est raté pour Floren. On défend bien pour l'instant du côté d'Amsterdam. Et on est récompensé. Floren qui récupère ce ballon. Pas de réussite encore à longue distance. C'est Soraya Mohamed qui shoot maintenant. Pas plus de réussite. Rebond Floren une nouvelle fois. Et Floren qui prend le lead de l'équipe justement en essayant de mettre en place des choses. Très intéressant. Dousstra pour Kölk, un point de plus pour Amsterdam. 17-14. C'est bien défendu, mais c'est bien joué de la part de Nadine Selaoui. Et Selaoui qui concède une faute directement après et donc qui va offrir des lancers francs à Kölk. Il y en aura 2.
Une activité un petit peu moins contrôlée de sa part, mais en tout cas elle met beaucoup d'énergie et ça sert quand même à son équipe parce qu'elle arrive à, depuis tout à l'heure, intercepter pas mal de ballons et à offrir beaucoup d'actions offensives à son équipe. 18e point pour Amsterdam avec Kölke lancé. Le deuxième est raté et la balle sera redonnée à l'Égypte. Il y a eu une violation de la ligne là, justement elle est partie trop tôt et donc la balle est rentrée à l'Égypte. Exactement. Oui, bien joué encore une fois. Quelle activité pour Ranem Mohamed. Voilà, c'est difficile, ça doucera. 18-16, l'Égypte qui revient à une possession. On va jouer à l'intérieur avec Mustapha. Elles essayent vraiment de profiter de cet avantage de taille face aux Néerlandaises. Alors les Néerlandaises répondent quand même à l'enjeu physique en essayant d'être dures. Floren qui tente à 2. Oui, c'était bien vu. C'est une discipline aussi qui amène justement beaucoup de tentatives aussi et qui... ce qui est intéressant à voir justement, c'est que ces filles ne doutent pas à prendre leur tir et il faut continuer à les prendre parce qu'on le sait, c'est une discipline voilà, où il y a beaucoup d'actions répétitives et puis voilà, c'est important de ne pas douter surtout. 21 points à atteindre, les Juifs d'Amsterdam sont à 3 petits points victoire à se remettre à l'ombre avant leur deuxième match. Et les joueuses égyptiennes ont pas dit leur dernier mot. 2 minutes 20 encore à jouer dans ce premier match des poules. Avantage à Amsterdam pour l'instant face à l'Égypte, 18-16. On vous rappelle Amsterdam, l'une des meilleures formations actuelles, 3e du ranking mondial, du classement. Et elles ne sont plus qu'à 3 points de pouvoir remporter ce premier match. Les 2 premières de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Oh, bien joué. Nadine Selawi qui a trouvé la mire là. 18 partout et l'Égypte qui égalise. Ouais, bien vu le move. Ah, malheureusement c'est raté ensuite. C'était bien joué, dommage. Pour Kölke. C'était bien joué, mais c'était aussi très bien défendu. On l'a vu justement l'intensité que Selawi a pu mettre à l'intérieur. Rebond de Floren qui se retrouve seul à 2 points. Il ne faut pas lui en promettre normalement. C'est raté. 18 partout, 1 minute 35. Qui d'Amsterdam ou de l'Égypte va remporter ce premier match? C'est pas loin de la perte de balle. Finalement, on conserve du côté d'Amsterdam le bon contre. Très bien. C'est là oui, la belle passe immédiate. Selawi est très précieuse défensivement depuis tout à l'heure. Elle a intercepté beaucoup de ballons et ça permet justement de transitionner encore une fois très rapidement, de trouver ses points sous le panier. Elle a besoin de récupérer du côté de Dousstra. Voilà, passe de Selawi. Magnifique pour Mostafa El Sharawi. Et nouveau temps mort. L'Égypte en tête. L'Égypte qui était menée 18-16 et qui a fait la bascule 19-18. Et l'Égypte est à un panier de la victoire. Un panier extérieur offrirait un succès à l'équipe égyptienne. Et ça sera la possession pour les Égyptiennes. Ouais, c'est une balle de match. Et ça va être important pour les Néerlandais, surtout de couper les paniers à 2 points et de ne pas faire de faute. Elle rejoue à l'intérieur, bien vu. Elle a fait le choix de la laisser passer. Tentative de Floren à 2 points. Oh, magnifique. Amsterdam qui égalise 20 partout. Prochain panier, offrir la victoire à l'équipe. Peut-être ici, oui. C'est Ranem une nouvelle fois qui inscrit ce panier. Et l'Égypte qui s'impose 21-20 face à Amsterdam. Quel match. Vous aviez bien vu, Maud, que le match n'irait pas jusqu'au bout des 10 minutes. Et on voit qu'elles se réjouissent de leur entrée dans la compétition. Justement, elles nous ont offert un beau spectacle avec des paniers intéressants à la fois derrière la ligne et sous le panier. On a également vu un jeu sans ballon, encore une fois, qui était très intelligent de la part des Égyptiennes. Mais voilà, les Néerlandaises ont quand même proposé du beau jeu, malgré le fait qu'elles ne soient que 3. Victoire égyptienne, l'Égypte qui s'était déjà imposé 2 fois ce matin et qui donc remporte ce premier match de poule face à Amsterdam. On vous donne le programme des prochains matchs.
Dans un instant, on va découvrir les Françaises de Paris Région Île-de-France, opposées au Rapid Bucarest d'Hortense Limousin. Et oui, il y a aussi une Française dans cette équipe roumaine. Ensuite, nous aurons le Canada face à la Hongrie. Et enfin, Neftchi Sokar face à Ottawa. Et donc cette équipe de Bucarest qui est considérée comme étant une équipe commerciale, on en voit de plus en plus sur le circuit ces dernières années. Et donc elles ont la particularité de ne pas forcément être roumaines, malgré le fait qu'elles représentent Bucarest. Donc on a Hortense Limousin qui est une Française, on a Gervasini qui est espagnole. Oui, Enoa Gervasini, oui. Une lettonne et une lituanienne aussi qui est très réputée pour son tir extérieur. Donc c'est une équipe qui est composée avec beaucoup de polyvalence et d'alternance. Donc ça va être un beau défi pour nos Françaises. Équipe commerciale, vous avez joué vous-même, Maud, pour une équipe chinoise? En effet, c'était Sichuan Yanda en 2023 et donc c'était l'une des premières équipes commerciales à émerger. Et en fait, la particularité, c'est que ça permet de remporter des points à la fois, en l'occurrence pour la Chine et pour la nation concernée. Exactement, et on sait maintenant l'importance de ces points-là parce que les règles ont changé et dorénavant, le ranking pour les qualifications aux Jeux Olympiques commence 2 ans avant, contrairement aux précédents Jeux Olympiques où les points ne comptaient qu'1 an à l'avance. Basket 3-3, discipline olympique depuis 2017, les premiers Jeux à Tokyo en 2021 et bien sûr les Jeux de Paris en 2024 avec une belle médaille d'argent pour les garçons côté français. Effectivement, on voyait beaucoup plus d'équipes commerciales chez les garçons. D'ailleurs, on l'a vu dans les tournois organisés ici lors de ce festival de basket 3-3 cher à Sylvain Meignier, son créateur et organisateur. On en voyait un petit peu moins chez les femmes. Et voilà, là cette année, on le voit avec ces équipes de Bucarest, l'équipe d'Amsterdam notamment. On verra un petit peu plus tard l'équipe numéro 1, Neftchi Sokar, équipe d'Azerbaïdjan. Et puis après, on a des pays, on a le Canada, on a la Hongrie qui sont représentés. On a la France, bien sûr, la Pologne, l'Australie également. On vous reparlera de ces équipes au fur et à mesure de cette retransmission. Merci d'être avec nous sur Noah et sur France.tv. On est ravis, comme tous les ans, de vous proposer ce tournoi, cette compétition de basket 3-3. Et regardez qui entre sur le terrain. Hortense Limousin, numéro 2 mondial, s'il vous plaît. C'est la meilleure française actuellement de la discipline. Hortense Limousin. À ses côtés, numéro 13, Marta Michenko. L'Espagnol Enoa Gervasini. Et Martina Petrenete qui complète le roster de Bucarest. 5e équipe mondiale. 2e à Amsterdam, 5e à Vienne. C'est leur première finale à Amsterdam. Elles sont allées défier les Néerlandaises à domicile et on le voit tournoi après tournoi. C'est vrai que c'est une équipe qui devient de plus en plus compétitive. C'est leur 2e année sur le circuit avec justement un noyau qui est resté, notamment cette joueuse lituanienne et Hortense Limousin. Donc on a hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer cet été sur le circuit. Elle propose une équipe quand même très athlétique avec trois joueuses de grande taille. Hortense qui est un peu plus petite mais qui compense énormément de choses par sa rapidité et son leadership sur le terrain. Et on va découvrir le réservoir de l'équipe de France avec ce collectif de Paris-Île-de-France. Vous avez vu rentrer Anna Tadic avec le numéro 15, numéro 17 Zoé Wadou, numéro 33 Eve Wembanyama. Et numéro 7, la championne de France, victorieuse de la Coupe de France de basket à 5, Camille Droguet de Basketland, qui fait partie de cet effectif de Paris, Île-de-France, de ce collectif en général de l'équipe de France, un mode, avec 3 équipes dans ce collectif. Il y a l'équipe de France, classique, il y a l'équipe des moins de 25 ans et cette formation de Paris, Île-de-France.
Encore une fois, l'intérêt pour la France, c'est d'aligner le maximum de joueuses sur ces tournois pour avoir de la compétitivité, pour remporter le maximum de points également et pour permettre aux filles d'accumuler un maximum d'expérience. Il y a encore quelques années, les rosters, donc les effectifs des équipes n'étaient pas limités. Depuis maintenant 2 ans, chaque équipe peut avoir uniquement 6 joueuses. D'où l'intérêt justement de créer plusieurs équipes. Et ça fait 3 opportunités donc de gagner des points en vue des qualifications pour les JO de 2028. C'est la course au ranking, course au classement. On prend en considération les 20 meilleures joueuses de chaque nation pour établir ce classement. Exactement, et c'est vrai que sur des tournois comme les Women's Series, il y a la possibilité de rapporter pas mal de points à partir du moment où déjà on passe les quarts de finale. C'est très intéressant pour les nations concernées. Et donc la première possession sera pour les Françaises. Les Françaises et leur maillot bleu avec Camille Droguet en possession du ballon. Qui va le perdre ce ballon? Petit point, un petit peu de tactique. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour une équipe de commencer plutôt défensivement. On le rappelle, elles ont le choix à partir du moment où il y a ce jeté de pièces. Tout simplement parce qu'en cas de prolongation, l'équipe qui a commencé en défense commence avec la possession sur le début de la prolongation. Donc il y a un côté stratégique aussi à se mettre. Prolongation. Exactement. D'avoir le premier ballon. Camille Droguet au rebond. Avec Eve Wembanyama. Met le pied sur la ligne malheureusement. Elle est sortie, ouais. Une possession pour Bucarest. Si vous ne suivez pas particulièrement le basket mais que vous êtes avec nous cet après-midi, Eve Wembanyama, c'est la grande sœur de Victor Wembanyama. Un jeu encore très intéressant de la part d'Hortense Limousin. Elle est réputée aussi pour ça, pour sa vivacité avec ses appuis qui sont très rapides, et elle propose une coupe dans le dos qu'on appelle aussi communément dans le jargon le backdoor, et elle permet d'offrir à Bucarest son premier point. À longue distance, ça rentre pour Anna Tadic. Internationale française à 5 aussi, Anna, dans sa carrière. Qui est franco-serbe, donc la prononciation exacte c'est Tadic. Maud. Qui est réputé aussi pour justement sa capacité à tirer à longue distance, et c'est vrai que c'est intéressant pour un profil de joueuse comme elle qui est plutôt grande d'être capable d'avoir cette alternance, et ça permet aussi beaucoup de dangerosité pour l'équipe de Paris. Le deuxième point pour le Rapid Bucarest. Wadou de très loin, qui est capable de mettre ses tirs aussi parce qu'elle est réputée vraiment pour son adresse, et qui va provoquer une faute sous le panier. Ouais, avec une belle passe d'Anna Tadic justement. Zoé Wadou qu'on a vu ce matin déterminante face à Rome, parce que la France a joué ce matin, enfin l'équipe de Paris, les Françaises ont joué 2 matchs pour se qualifier pour cette phase de poule. Lancer franc réussi. Avec une victoire contre l'Ouganda 18-15 et un succès contre Rome 17-16 avec 9 points de Zoé Wadou justement. Et ça a été dur face à Rome, les Françaises de Paris qui étaient menées de 5 points en début de rencontre. En effet, Wadou a été vraiment une des clés de la réussite parce qu'elle a proposé un jeu avec énormément de justesse, justement avec sa capacité à prendre des tirs à 2 points, mais également à faire sauter son défenseur pour l'attaquer derrière et trouver la bonne passe ou la finition qui va bien. Contrairement à la confrontation d'avant, on sent des équipes beaucoup plus agressives défensivement, donc on verra bien si ce match-là nécessite les 10 minutes de fin de jeu. Camille Droguet qui vient provoquer une nouvelle faute. Camille qui est connue aussi pour ses percussions. C'est vrai que c'est une joueuse qui est très athlétique, qui est capable de driver avec beaucoup d'agressivité vers le panier, et on va la voir convertir justement son drive derrière la ligne. Le 4e point pour Paris sur ce lancer de Camille Droguet. Hortense Limousin, sa vitesse, vous en parliez, elle obtient la faute. Elle est difficilement arrêtable honnêtement, et en plus elle a cette faculté à
à être capable d'écarter le ballon quand elle vient chercher son petit lay-up ou son lay-back sous le panier, ce qui fait d'elle vraiment une joueuse redoutable. Malheureusement, le lancer franc sera raté, mais elle récupère son rebond. Oui, exactement. Elle a sollicité sa grande intérieure. Et encore une balle récupérée par Hortense Limousin. Oh, bien défendu là. Anna Tadic. Et la belle passe de Camille Droguet pour Eve Wembanyama. Très belle lecture. On a vu Tadic justement faire le signe à Camille Droguet d'essayer de trouver Eve Wembanyama dans la raquette, qui avait pris l'avantage avec sa position. Ça leur permet de prendre 2 points d'avance face à Bucarest. Trois secondes dans la raquette contre Marta Michenko. Une des règles fondamentales également dans le basket, c'est cette interdiction de rester plus de 3 secondes dans la raquette, de prendre position trop longtemps, et elle a été attrapée par les arbitres sur ce coup-là. Oui, bien joué. Ah, c'est dommage, c'est raté. Elle va récupérer ce ballon. Eve Wembanyama. Ça rentre pour Zoé Wadou. Allez, Paris qui se détache, 7-3. Bel avantage pour l'instant. Bel avantage, c'est vrai qu'elle creuse l'écart face à cette équipe, mais en tout cas l'agressivité reste de mise, et Wadou qui tente encore une fois à 2 points. Ouais, elle a raison. On a réussi un. Ouais, là c'était un petit peu lu. Cette passe en plus dans les pieds. C'était bien défendu par Anna Tadic. Bien défendu, c'est vrai que le choix offensif n'était pas forcément le plus juste, mais avec encore une fois un jeu qui est si intense à la fois en attaque et en défense, ces petites erreurs de lucidité sont compréhensibles évidemment. L'équipe de Paris Région Île-de-France qui est coachée par Gwenaël Pestel, le conseiller technique sportif ici au pôle de Poitiers. Entraîneur de l'équipe de France, aux côtés du sélectionneur François Brisson. Et donc ils se répartissent les tâches, et c'est Gwenaël Pestel qui sur ce tournoi dirige l'équipe de Paris. Allez, Eve Wembanyama avec Zoé Wadou. C'était compliqué cette passe. Oh, la mauvaise passe d'Enoa Gervasini pour Hortense Limousin. On sent qu'il y a encore des automatismes à mettre en place, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, Hortense elle se nourrit vraiment de ces situations de jeu sans ballon, et malheureusement sa coéquipière n'a pas fait preuve de suffisamment de patience pour la trouver avec justesse. Hortense qui a beaucoup joué en 3-3 la saison dernière, qu'on a retrouvé du côté de Toulouse. Exactement, elle a fait une très belle saison également au 5-5. En 5-5, ouais, exactement. À Toulouse de se maintenir dans l'élite, et puis elle est repartie immédiatement avec Bucarest. L'année dernière, elle avait fait une saison stratosphérique aussi au niveau du 3-3, même en termes de ranking individuel. Ouais. Et donc Bucarest a trouvé vraiment une joueuse intéressante pour ses rangs. Vous voyez, faute au sol. Oui. Faute sur Anna Tadic. La meilleure marqueuse et meilleure passeuse en moyenne de Toulouse en Ligue féminine, vous en parliez. À partir du moment où elle a intégré l'effectif, bien sûr. Hortense Limousin, qui a débuté au Pays Basque et qui a un terrain de basket 3-3 qui porte son nom désormais du côté de Denec Baturcuit. Et on voit les Rapides de Bucarest sont déjà à 6 fautes d'équipe, donc on le rappelle, à la prochaine faute, elles offriront des lancers francs directement aux Françaises. Ouais, c'est un très bon début de match de Paris. 7-3, les adversaires déjà à 6 fautes en 3 minutes 40. C'est pareil, on a joué ce matin du côté de Paris, bien joué. Anna Tadic encore une fois qui ajoute un point, le 8e. Ah, la réponse à longue distance, magnifique. Signé Martina Petrenete. Très réputée cette joueuse lituanienne justement pour son tir à 2 points. Encore une fois, ça fait partie de la culture du basket 3-3 lituanien, cette capacité à prendre des tirs extérieurs. Et là, ça permet un petit peu
se rapprocher avec un deuxième consécutif de sa part. Exactement. Camille Droguet avait ajouté un point pour Paris juste avant. Et encore une réussite à longue distance. Allez, le main contre un peu fort avec la planche pour Anna. 2 points d'avance pour Paris. Hortense Limousin qui attaque le cercle. Ouais, c'est pas payé. Camille Droguet qui va faire la même chose et qui elle rentre ce ballon. Allez, +3 pour Paris. Le 1 contre 1. Elle est sanctionnée, Camille Droguet. Et donc elle a fait le choix d'attaquer le panier sur cette 3e possession et un choix payant parce qu'elle va provoquer la faute et obtenir un lancer franc. Lancer franc raté mais rebond pour Bucarest. Une nouvelle chance à longue distance pour Petrenete. Cette fois-ci, ça rebondit sur le cercle. Michenko avec Eve Wembanyama. Ça rentre pour Marta Michenko. 38e joueuse mondiale. Le rapide qui revient à 2 longueurs. À longue distance, c'est raté mais rebond Camille Droguet. Attaque une nouvelle fois le cercle avec réussite. Le 11e point pour Paris. Et on note vraiment la rapidité d'exécution dans le jeu de Zoé Wadou qui est capable de vraiment prendre ses tirs à une vitesse incroyable. Et quand on est entouré de joueuses comme Camille Droguet, Anna Tadic et Eve Wembanyama, c'est vrai qu'on est un peu plus sereine au niveau du rebond parce que c'est des filles qui sont très actives dans ce registre de jeu. Même si Camille Droguet et Eve Wembanyama sont considérées plutôt comme des joueuses extérieures, elles ont les qualités athlétiques qui leur permettent justement d'être très impactantes dans ce domaine-là. Elle lancé un peu trop fort, mais rebond une nouvelle fois pour Marta Michenko. Et qui fera marcher. Oui. Bonne défense de la part d'Eve Wembanyama. La mode tactiquement, quand on sait que le rapide est à 6 fautes, est-ce qu'on a la volonté justement d'attaquer un petit peu le cercle, de pénétrer, d'essayer de créer des fautes pour obtenir ces lancers? Oui, honnêtement, et dans ce roster, on a une joueuse comme Camille Droguet qui a suffisamment d'expérience pour être capable de le notifier. Alors là, elles n'ont pas été capables forcément de trouver l'accès au panier, mais comme vous le dites, Freddy, c'est vrai que ça va être très important d'essayer de casser les bras au maximum, d'aller essayer de provoquer le plus de fautes possible pour avoir des points derrière la ligne. La faute de Camille Droguet, la 5e pour l'équipe de Paris. On aura encore le droit à un joker à ce niveau-là pour les Françaises. Ouais, la bonne passe d'Hortense Limousin, impeccable pour Enoa Gervasini. Beaucoup de précision dans ce jeu à 2 justement sur pick and roll, et être capable d'avoir la bonne lecture notamment par rapport à la défense qui est proposée, et là elles ont été capables de le faire. Pas de réussite sur le shoot pour Anna Tadic, dommage. Attention, Bucarest était à 2 longueurs. Hortense Limousin qui rajoute un point pour le rapide. 11-10 pour les Françaises. Une belle défense derrière de la part de Bucarest. Ouais. Et là pour de Camille Droguet cette fois-ci, qui récupère ce ballon. On les sent impactés physiquement. C'est vrai qu'on voit que Tadic a raté un petit peu plus de paniers sous le basket tout simplement, mais c'est vrai que physiquement c'est pas simple forcément de jouer avec tous ces petits coups, et là elle vient le convertir main gauche. Donc, elle peut jouer avec son corps, hein. On la voit souffrir un peu, grimacer, mais il faut qu'elle joue là-dessous. Elle a l'avantage, 1m95 hein. Et avec un plus petit gabarit on peut aussi attaquer le cercle, la preuve avec Hortense Limousin. Sans réussite sur cette action-là. 2 points d'avance pour Paris. Nouveau temps mort. C'est bien ce qu'elles produisent les Françaises. C'est bien, il faut rester vigilante parce qu'elle est là aussi toute la spécificité du 3-3. C'est que malgré une avance tout à l'heure, il me semble, qui a été de 4 ou 5 points, Bucarest tient le coup, et jusqu'au bout il faut rester prudente, il faut rester concentré. Et justement l'aspect tactico-technique là rentre en compte justement d'avoir la bonne stratégie pour pouvoir le remporter. Ces temps morts permettent aussi de mettre en place des systèmes, de réfléchir. Et de souffler. Et surtout de souffler, évidemment. Contre Rome, elles avaient été menées de 5 points, elles avaient inversé la tendance, donc elles savent que c'est possible dans un sens comme dans l'autre.
les joueuses de Paris. Bien joué ça, de la part de Zoé Wadou. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle propose. C'est vrai que c'est une joueuse qui a sûrement longtemps été catégorisée shooteuse, mais elle a cette faculté à avoir les bonnes lectures et à driver. Elle a une grande justesse dans ses finitions. C'est un peu court. Ce shoot en fin de possession. Oui, Zoé Wadou qui joue à 5 mais à l'étranger. À l'étranger exactement, elle fait des très belles saisons. Elle a fait le choix de partir il y a quelques années maintenant, après avoir été dans les rangs de Villeneuve d'Ascq notamment, fait une formation à l'INSEP. Mais aujourd'hui, elle trouve son compte, disons à l'étranger. Oui, bien sûr. C'est elle qui fait la 6e faute, attention. La prochaine, ce sera également 2 lancers pour Bucarest. Zoé Wadou qui a joué d'abord en Espagne, puis en Pologne, où elle a disputé l'Eurocup. Italie, Belgique, République tchèque et Lituanie où elle fait doubler cette année. Oh, ça ressort. La gabelle pour Hortense Limousin. Et la bataille au rebond. Impressionnante. 2 points d'avance pour Paris. Et Tadic qui décide de jouer loin du cercle. Ouais, elle était pas loin de réussir. Elle n'a pas réussi à reprendre cette balle correctement. Zoé Wadou. Elle se relève. Dans le décor. Ouais. On le rappelle, c'est vrai que les possessions de 12 secondes passent très vite et des fois il y a un petit peu cette urgence de trouver un tir. Alors il vaut mieux tenter que de ne rien faire, mais c'est vrai qu'il faut se réadapter par rapport au 5-5 où on passe de 24 secondes à 12 secondes de possession. C'est une demi-possession en fait par rapport au 5-5. La faute de Camille Droguet aura 2 lancers. Ils ont la possibilité d'égaliser. Oui, à 2 minutes 06 de la fin. On devrait aller au bout de ces 10 minutes. Premier lancé parfait. Ils ne sont plus qu'à un petit point des Françaises. Et le deuxième est raté, mais au rebond, Michenko. Et la bonne interception. Allez, mettre en place un système et marquer. Pour reprendre au moins 2 points d'avance, c'est Camille Droguet qui attaque le cercle avec réussite, bien joué. Sa vitesse qui fait la différence sur Marta Michenko. Et la réponse d'Hortense Limousin, tout en rapidité. Ça s'accélère avec Ebouembanyama à 2 points. Le bon rebond. Une belle lutte sous le panier justement. Tadic, elle est bloquée par Hortense Limousin. Elles essayent de la sanctionner, c'est vrai, encore une fois, sur ces situations de mismatch. Donc je le rappelle, c'est quand une grande se retrouve sur une plus petite. Mais Hortense, avec l'expérience aussi, arrive maintenant un petit peu à lutter contre ça en essayant de s'appuyer justement sur les hanches et les genoux, ce qui n'est pas forcément facile pour les grandes. Et ce qui lui permet, sur cette situation, en tout cas, de convertir cette balle sur une balle perdue pour les Françaises. 1 minute 35, 1 point d'avance pour Paris. Qui fait la course en tête mais qui sent le souffle de Bucarest dans son dos. Fin de match à suspense. Allez, possession importante évidemment. Ça rentre pour Guevasini. Après un rebond offensif, elle a été capable de s'offrir une seconde chance. Bucarest qui égalise. Attention de ne pas perdre de balle. Il reste 2 secondes. 2 secondes pour shooter. Camille Droguet, elle prend le shoot. Oh, super. Magnifique, ça rentre au buzzer. Un point d'avance pour Paris. À longue distance, c'est raté cette fois-ci. Là, chaque rebond va être très important. Wadou qui tente sa chance à 2 points. Oui, pourquoi pas, directement. Et Michenko qui marque le 15e point. Oh, Camille Droguet. Attention, on a une blessée, il faut arrêter le jeu. Les arbitres l'ont vu, c'est Martina Petrenete qui est blessée. Camille Droguet qui ajoute un point pour Paris. 16-15, il reste 45 secondes. Ouais, elle est blessée, Martina Petrenete, elle a pris place sur
sur le fauteuil des remplaçantes. Oh, le bon contre. Oh, bien joué de la part d'Hortense Limousin. Et qui rate son shoot ensuite. Allez, on demande à... Voilà, c'est ça qui était demandé. Ah, c'est raté, c'est dommage au rebond. Elle se bat, elle va pouvoir retrouver Wembanyama. Oh, ça rentre pour Wembanyama. 18e point pour Paris. Et oui, Zoé Wadou qui avait demandé à Anna Tadic de se porter sous le cercle. Et finalement, c'est à longue distance qu'on trouve la solution. Reste 10 secondes et 3 points d'avance pour Paris. Ah, c'est bien parti pour les Françaises pour remporter ce premier match face à l'équipe de Bucarest. Après ce shoot longue distance d'Eve Wembanyama, on avait d'abord trouvé Anna Tadic sous le cercle. Et après ce rebond, la bonne passe pour Eve Wembanyama qui s'était bien décalée. Et Paris qui mène donc 18-15. Le contre d'Anna Tadic qu'on revoit. Et ce shoot à l'extérieur. 3 points d'avance pour Paris, 10 secondes. Et la possession en plus pour les Françaises. Avec Camille Droguet, on fait tourner le chrono. Et Eve Wembanyama qui va prendre le shoot. Il y aura une faute d'abord de Martina Petrenete qui va offrir 2 lancers. Et tous les points sont très importants hein, puisqu'en cas d'égalité on départagera les équipes au nombre de points marqués. Donc sur la ligne des lancers, Eve Wembanyama à l'occasion d'ajouter 2 points. Le premier réussi, le 19e point pour l'équipe de Paris. Il restera 1 seconde et 6 dixièmes. Le deuxième est raté. Le temps de ressortir, éviter le shoot à longue distance. Il est raté. Victoire de l'équipe de Paris face au Rapid Bucarest 19-15 sur leur lancée. Les Françaises de ce tour de qualification ce matin avec leurs 2 victoires. Bien, elles enchaînent face au Rapid Bucarest. Un succès 19-15. Maud, vous êtes avec Camille Droguet. Bonsoir Camille, félicitations pour cette première victoire. On le sait, ce matin, vous vous êtes qualifié après le Q-Draw. Les conditions ne sont pas forcément simples, notamment climatiques. Qu'est-ce que tu penses justement de cette entrée en matière ? Je suis plutôt contente, j'étais déjà plutôt contente de ce qu'on a pu produire ce matin, même si là c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est dur avec la chaleur, le soleil et tout, mais de toute façon c'est pour tout le monde pareil, tout le monde est dans la même position, donc plutôt contente et du coup ça donne envie de jouer les matchs suivants quoi. Ok super, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Camille Droguet, merci beaucoup Maud. Oui c'est bien, l'équipe de Paris qui débute parfaitement cette phase de poule avec ce succès. L'équipe de Paris dans la poule de Bucarest et de l'équipe d'Australie, hein, poule très relevée pour les Françaises. Et donc on est ravis du côté de Camille Droguet et du roster français de cette belle victoire face à Bucarest. Petite surprise néanmoins compte tenu de la qualité de l'adversaire de cette formation du Rapid Bucarest, d'Hortense Limousin. Hortense Limousin qu'on retrouvera vers 21h15 justement face à l'Australie. On essaiera de recueillir son sentiment à l'issue de ce deuxième match tout à l'heure. La meilleure joueuse française numéro 2 mondiale, Hortense Limousin. Et on a une très belle affiche à venir justement avec ces Canadiennes qui sont très performantes sur le circuit depuis de nombreuses années. Beaucoup de joueuses connues dans cette équipe, donc ça va être encore une fois un match très intéressant à regarder. L'équipe de France qu'on vient d'apercevoir du côté du playground de l'hôtel de ville de Poitiers. Le match suivant oppose le Canada à la Hongrie. L'équipe du Canada avec Paige Crozon, 4e joueuse mondiale s'il vous plaît, son numéro 7. Très gros palmarès, Paige Crozon. Figure bien connue également du basket canadien.
Catherine Plouffe, son numéro 2, 10e mondial. À côté de ces deux joueuses, on retrouve Mérissa Russell, 91e joueuse mondiale. Et complète ce roster Cassandra Brown, 73e joueuse mondiale. Quelle équipe du Canada? On est sur un effectif XXL. C'est vrai que les plus connus de cette équipe sont Paige Crozon et une des sœurs Plouffe, justement, qui ont l'habitude, encore une fois, de cette discipline, qui ont également fait les Jeux Olympiques de Paris. Donc ça promet, encore une fois, un jeu très intéressant. Paige Crozon, connue notamment pour son adresse assez spectaculaire, qui a été capable de débloquer beaucoup de situations pour les Canadiennes et qui est bien entourée. Face à l'équipe du Canada, la formation hongroise avec le numéro 15, Fanny Zabo. À ses côtés, Mia David. Le numéro 17, Tamara Serencec. Et pour compléter cette équipe, numéro 24, Franka Tot. L'équipe de Hongrie qui participera à l'Eurocup à Anvers du 11 au 13 septembre. Équipe qui s'est qualifiée en Slovénie. Il y avait un tournoi de qualification que les Hongroises ont remporté. Et donc elles seront à Anvers du 11 au 13 septembre pour cette Coupe d'Europe de basket 3-3. Alors sur le papier, on est quand même face à une équipe un petit peu moins expérimentée que le Canada, mais des fois ça peut aussi créer de la surprise. Donc on verra bien comment elles vont entamer ce match face à une équipe solide qui, encore une fois, je le répète, connaît vraiment bien la discipline. C'est vrai que le Canada aligne 4 joueuses parmi les 100 meilleures mondiales. Du côté de la Hongrie, on a Mia David qui est 130e et Tamara Serencec qui est 115e mondiale. Donc avantage sur le papier à la formation du Canada. Le Canada qui, comme la France, a créé un collectif de joueuses. Et on retrouvera d'ailleurs dans cette compétition et lors du prochain match la formation d'Ottawa avec encore des grands noms du basket 3-3 canadien. Mais place d'abord à cette rencontre entre le Canada et la Hongrie. Le Canada en blanc. Le Canada qui est déjà venu à Poitiers avec, vous disiez, les sœurs. Et une première tentative. Plouffe, justement, c'était Catherine. Eh bien, c'est elle qui inscrit le premier point. On l'a vu, les Hongroises ont commencé avec la possession, mais une très bonne défense des Canadiennes avec une première interception qui a permis au Canada de vite récupérer ce ballon et de prendre l'avantage. Catherine Plouffe qu'on connaît bien en France. Elle a joué à Bourges notamment, Basketland, d'ailleurs elle est double championne de France. Elle a joué à la Montpellier, à Roche-Vendée, cette saison en France. Une joueuse très forte qui a fait la joie de toutes les équipes par lesquelles elle est passée, tant sportivement qu'humainement. Et c'est vrai qu'elles sont connues, elle et sa sœur, pour leur qualité. C'est des intérieurs grandes avec cette faculté à jouer dos au panier, à prendre des tirs. Et depuis quelques temps maintenant, elles ont pris un petit peu le 3-3 en main au Canada et elles tentent de faire vraiment des belles choses avec leur nation. Elles sont un peu passées à côté de la Coupe du Monde. Début juin, assez étonnante. D'ailleurs, le match décisif était contre l'équipe de France, d'ailleurs, le match de poule, avec une défaite face à la France et une élimination prématurée des Canadiennes. C'était une surprise de voir cette équipe sortie très tôt. Ça a été une surprise en effet, mais d'où l'important justement de ne pas forcément jouer que sur son statut et sa notoriété, parce que c'est une discipline qui évolue très rapidement et les équipes prennent en expérience aussi tout aussi rapidement, donc le niveau s'élève constamment. Et on n'a pas le droit à l'erreur sur des tournois comme ça. Russell qui a tenté sa chance à 2 points. Et l'équipe de Hongrie qui est sanctionnée sur ce rebond. Ballon qui sera redonné aux Canadiennes. Ouais, belle passe, magnifique. Cette passe de Russell pour Plouffe.
Un système de jeu au final assez simple sur le papier mais qui fonctionne à coup sûr parce que Plouffe a cette capacité justement à tenir le contact avec son défenseur et à s'ouvrir l'accès au panier. Et d'expérience, Freddy, je peux vous dire que si Plouffe a décidé de prendre sa position, c'est difficile de l'en empêcher. Allez, la Hongrie pour ouvrir son compteur. Avec la planche, et malheureusement, Ça ressort. et la possession sera canadienne. Et voilà l'image. Catherine Plouffe, sa sœur fait partie de l'encadrement d'ailleurs de l'équipe canadienne. Oh, c'est dedans. 2 points supplémentaires. Un système qu'elles ont l'habitude de faire justement avec ce premier ballon qui arrive donc au niveau du coude, de l'elbow aussi en tête de raquette sur une des sœurs Plouffe, et Crozon qui arrive rapidement pour la contourner et s'ouvrir un tir à 2 points avec le corps obstacle de Plouffe qui lui permet justement de garder le défenseur de Crozon. Et du coup il y a 2 options, il y a l'option shoot et l'option où Catherine Plouffe peut se retourner aussi. Exactement, et selon justement le choix défensif, Plouffe peut facilement ouvrir et couper au panier, ce qui fait justement de ça un système très compliqué. Et un point supplémentaire pour Paige Crozon, l'un des plus gros palmarès des joueuses engagées ici à Poitiers. Et Russell tranquillement. Allez hop, le 6e point du Canada. Et pour l'instant, vous avez annoncé le Canada sur le papier plus fort que la Hongrie. C'est le cas. Allez, le premier point. Il est inscrit par Franck Attoth. De quoi lancer les Hongroises. Un peu court, ce shoot de Mérissa Russell. Et c'est très intéressant ce qu'elle a été capable de faire. Cette passe. Ah, c'est pas conclu, c'est dommage. Russell capable justement de ressortir le ballon rapidement et de mettre son défenseur dans son dos pour s'ouvrir l'accès au panier. Encore une fois, ça nécessite à la fois du QI basket et des qualités athlétiques. Il faut pas laisser shooter Paige Crozon. On le sait, elle est capable de finir meilleure marqueuse de son équipe assez facilement et même du tournoi. 8e point déjà pour le Canada. Équipe complète, le Canada. Vous avez vu le danger partout. La faute offensive de Mérissa Russell. On sent une équipe rodée, on sent que les Canadiennes justement aussi savent mettre leur jeu en place, notamment des automatismes qui sont mis... Regardez le mouvement là par exemple qu'on voit au ralenti, celui de Catherine Plouffe qui passe derrière sa vis-à-vis. Il y a une connaissance du jeu qui est assez impressionnante de sa part. Allez, on attaque le cercle, c'est bien vu de la part de Tamara Serenses. Pour le 2e point hongrois. Elle est ouverte là. Et oui, c'est ouvert pour Cassandra Brown. Elle en profite. 2 points de plus pour le Canada. C'est un match qui va pouvoir également potentiellement se terminer avant les 10 minutes. Et il a déjà 10 points en un tout petit peu plus de 3 minutes pour le Canada. Allez, le temps mort. Le temps mort télé. La Hongroise qui a décidé de faire la faute justement là en encerclant la joueuse canadienne, elle s'est sentie battue, donc choix stratégique de couper le jeu. Ouais, quelle est la solution, Maud? Qu'est-ce que vous voyez-vous sur le terrain qui pourrait permettre à la Hongrie de revenir un peu au score? Est-ce que ça passe d'abord par la défense? Je pense que face à une équipe comme les Canadiennes, c'est important d'élever son niveau de jeu défensif parce que se lancer dans une course à la meilleure attaque, ça peut être très compliqué face à une équipe encore une fois qui est dangereuse à la fois à 2 points et à 1 point. Donc être très agressive, essayer de passer le maximum avec les joueuses dans les écrans et, voilà, bien joué. Et bien jouer leur coup justement sur ces lectures. Mais c'est important de ne pas les lâcher parce qu'elles vont sanctionner chaque petite erreur. Et elle donne une balle à l'intérieur à la Hongroise. C'est une belle situation de jeu à 2 qu'elles ont trouvé là.
12-5 en faveur du Canada. Ah, elle avait pris le meilleur là sur Merissa Russell, qui était contrainte de commettre la faute. C'est la deuxième faute de Russell sous le panier justement, où encore une fois elle se sent battue. Donc on le rappelle, c'est des fautes qui sont stratégiques et qui sont intelligentes à faire dans la mesure où elles ne sont pas encore sanctionnables par des lancers francs. Et ça permet aussi tout simplement d'arrêter le jeu et des fois de couper un petit peu l'élan d'une équipe qui pourrait se mettre en rythme. Il me semble qu'il y a une situation qui est revue par les arbitres, ce qui explique cet arrêt de jeu. 6 minutes à jouer, 12-5 pour le Canada. Allez, on va revenir au jeu. Canada qui s'est imposé ici à Poitiers en 2023, qui avait battu la Chine 17-16 en finale. Et je m'en souviens bien car à mes dépens on avait été battu justement par les Canadiennes en quart de finale lorsque je jouais avec l'équipe de Sichuan Yuanda, une équipe vraiment qui était très solide, où à l'époque elles alignaient les jumelles Plouffe. Et ça avait été très compliqué d'y faire face. Le Canada qui avait été également finaliste de la première édition du Women's Series de Poitiers en 2019, battu par la République tchèque. Au palmarès, la France s'était imposée en 2021 devant la Russie 21-15 avec dans l'équipe Marie-Ève Paget, Anna-Maria Philippe, Laetitia Guapo et Minia Touré. France qui avait d'ailleurs battu la France moins de 25 ans dans cette compétition en demi-finale. L'Allemagne s'était imposée face aux USA en 2022, la victoire du Canada en 2023, et l'Espagne s'était imposée face à l'Allemagne en 2024. Pas d'édition du Women's Series l'an dernier, c'était en même temps que la Coupe du Monde. Ce festival de basket 3-3, puisqu'ici il n'y a pas qu'un tournoi international, mais 10 jours consacrés à cette pratique avec des scolaires. Le traditionnel tournoi Urban PB, puis une compétition masculine également demain. Et donc la Hongroise qui est contrainte de lancer ce panier de loin car il restait plus qu'une seconde. Et donc ça sera une possession pour les Canadiennes. Un peu fort cette passe. Ça manque de justesse. Elles ont essayé de sanctionner justement cet avantage de taille pour Brown, mais malheureusement Plouffe l'a envoyé un peu trop loin. Donc ça permet aux Hongroises de récupérer le ballon. Allez, Paige Crozon qui défend bien une nouvelle fois. Récupération pour le Canada. On la retrouve. La fin de 2 tirs. Finalement, ce sera pour Catherine Plouffe avec la planche. Ça rentre pour Catherine Plouffe. 2 points de plus pour le Canada, 14-5. Moins de réussite du côté de la Hongrie. Ouais, belle passe, superbe demande surtout. Hein, le jeu en mouvement de Cassandra Brown. Un jeu sans ballon très précieux, hein, on le rappelle, les situations de backdoor sont très intéressantes au 3-3, ça va vite. Et à la fois le jeu proposé est intéressant et la qualité de passe, vraiment de ces situations à 2 sont très agréables à regarder. 5 minutes de jeu, large avantage pour le Canada, 15-5. Possession Paige Crozon. À noter que ce sont des détails à ne pas négliger, être capable de finir le match avant la fin des 10 minutes. On le rappelle, avec des conditions climatiques telles quelles, c'est intéressant en termes de récupération. Elles vont enchaîner un autre match et si elles sont capables de jouer seulement, entre guillemets, 6 minutes, ça peut être important pour la récupération et la fraîcheur pour le second match. Je crois que Merissa Russell est d'accord avec vous. Au buzzer, elle a inscrit ce panier. Là maintenant, c'est une belle passe pour Paige Crozon. 18-5. Beaucoup de précision, on l'appelle également la pocket pass, la passe dans la poche, où elle a été capable de la faire entre 2 joueuses. Et techniquement, c'est réalisé avec beaucoup de justesse. 4e faute pour l'instant, sans conséquence pour les Hongroises.
Mais le Canada n'est plus qu'à 3 points de la victoire. Et on les sent tout aussi concentrés et déterminés à vouloir proposer du beau jeu. Crozon qui tente sa chance à 2 points. Ouais, ça rentre encore pour Paige Crozon. Elle s'est juste reculée derrière la ligne pour pouvoir prendre ce shoot. Shoot qu'on appelle aussi le step back et qu'elle maîtrise à la perfection, justement, avec cette capacité à faire un pas en arrière et à mettre le défenseur un peu dans le vent. Prochain panier du Canada, ce sera la victoire pour les Canadiennes. Il est signé Mérissa Russell. Et regardez, un tout petit peu plus de 6 minutes de jeu pour les Canadiennes pour s'imposer 21-6 face à la Hongrie. Démonstration de la 4e équipe au classement mondial pour une entrée parfaite dans la compétition. En effet, c'est le terme adéquat, Freddy. Une vraie démonstration de leur part avec beaucoup de sérieux. Ce qui va leur permettre maintenant d'aller se reposer avant l'enchaînement du second match. Les Canadiennes qui affronteront les Chinoises de Beijing à 21h40 dans cette poule B. Composée donc de Canada, Hongrie et des Chinoises. Et donc Freddy, quelle est notre prochaine affiche? Neftchi Sokar face à Ottawa. On va retrouver des Canadiennes, mais cette fois-ci sous le nom d'Ottawa. Face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le basket 3-3 féminin. La meilleure équipe au classement mondial. Cette équipe d'Azerbaïdjan de Neftchi Sokar. On va retrouver sur le playground de l'hôtel de ville. Merci à vous d'être avec nous en ce début de soirée pour suivre ce tournoi Women's Series 6e édition. On revoit les highlights de cette rencontre et notamment ce shoot de Mérissa Russell, la réalisation également de Paige Crozon pour cette démonstration du Canada. 21-6, belle entrée en matière. Et le Canada avec cette victoire qu'on retrouvera vraisemblablement en quart de finale. Quand vous gagnez de 21 points et que vous laissez l'adversaire à 6, c'est la qualification dans la poche. Et donc on voit les Canadiennes rentrer sur le terrain, notamment Casey Bosch qui est aussi très connue dans les rangs des Canadiennes, une joueuse avec beaucoup d'impact dans le drive, beaucoup d'énergie et une joie de vivre aussi qui la qualifie bien. On la voit très souriante souvent sur le terrain et elle apporte un petit peu ce supplément d'âme justement au Canada. On va la découvrir, cette joueuse numéro 4 à 127e mondiale. Elle qui a terminé 4e des JO 2024 et qui était vice-championne du monde en 2022. On va découvrir ces visages des Canadiennes qu'on aurait pu d'ailleurs retrouver dans cette équipe qu'on vient de voir à l'instant. Équipe nationale du Canada sur ce tournoi. Le Canada qui a opté pour la même stratégie que d'autres nations, justement, on le rappelle, en alignant 2 équipes différentes pour avoir le maximum de points possible en vue de la préparation et de la qualification aux Jeux Olympiques. Et donc la particularité de leur adversaire ce soir, Neftchi, donc c'est une équipe aussi commerciale qui a vu le jour en 2023 et qui a très rapidement performé. Donc elles sont coachées par un entraîneur serbe. Et cette année, pour la première fois, on voit Aoi Katsura, donc une joueuse japonaise qui appartenait à une autre équipe commerciale l'année précédente avec Düsseldorf, ouais. Exactement, en Allemagne, et donc qui a rejoint leur rang. Donc on verra bien ce que ça va donner, cette composition. Mais en tout cas, ce sont des joueuses qui ont de l'expérience et qui connaissent encore une fois très bien leur sujet. C'est cette équipe d'Azerbaïdjan qui s'est imposée cette saison à Orléans et qui a terminé 5e de son tournoi le week-end dernier en Azerbaïdjan, 3e à Manille aux Philippines en mai. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, Freddy, de la mise à jour des effectifs de ce tournoi. Une des meilleures joueuses de Neftchi qui est
qui est Carter. On ne sait pas encore forcément si elle sera là, mais c'est vrai que c'est une des joueuses les plus dangereuses de cette équipe. Donc on verra bien comment elle s'en sorte si jamais elle est absente. Ouais, on l'a pas vu encore hein, sur le terrain. Pour l'instant, elles ne sont que 3. Et effectivement, Arika Carter, pour l'instant, n'est pas présente. On n'a pas eu la confirmation de son absence non plus. Hein, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas confirmer pour l'instant. Je vois en tribune aussi une des joueuses de cette équipe justement qui est peut-être blessée, alors parce qu'elle n'est pas en maillot, mais qui est aussi une des pièces majeures de cet effectif. On la voit auprès des coachs. On va découvrir dans quelques instants les joueuses qui composent ces deux équipes. On se retrouvera également demain, je vous rappelle, aujourd'hui c'est la phase de poule. Demain, on assistera au quart de finale, demi-finale et finale du tournoi. Et on est ensemble ce soir jusqu'à minuit et demi environ, puisque le dernier match de la soirée est prévu à 23h55. On retrouvera d'ailleurs cette équipe d'Ottawa en rouge, d'Ottawa, face à l'équipe de France. Et on voit l'arrivée de Carter. Elle est bien là. Surprise du chef. Et la voilà. Elle s'était fait discrète. La voici. C'est une joueuse qui a débloqué pas mal de situations pour son équipe. Et je le rappelle, dorénavant, c'est quasiment 3 ans d'expérience. Donc c'est une équipe qui ne cesse d'évoluer et d'être de plus en plus dangereuse. Elle est née à Los Angeles, Arika Carter. Elle avait été draftée d'ailleurs en WNBA. Si elle a peu joué dans le championnat américain, elle a poursuivi sa carrière en Grèce et ensuite on l'a retrouvée en Espagne. Une joueuse très polyvalente, hein, capable aussi d'être très dangereuse à la fois au niveau des 2 points que dans le drive. Elle a une faculté à créer un jeu offensif très intéressant pour ses coéquipières et à être capable de trouver la bonne passe au dernier moment ou de finir. Allez, on va découvrir la composition de ces deux équipes. On commence avec cette formation de Neftchi. Avec la première joueuse internationale japonaise, le plus 25, 66e mondial, Aoi Katsura. La japonaise, vous en avez parlé, Maud. 15e de la Coupe du Monde avec le Japon. 9e l'an dernier. À ses côtés, une joueuse expérimentée, 207e mondial, 18e mondial, pardon, Dina Ulianova. Numéro 14, Nevena Vukovic, la joueuse serbe, 69e mondiale. Et enfin la voilà, Arika Carter, la 5e joueuse mondiale. Le roster de cette formation de Neftchi Sokar. Et donc on va voir l'entrée en jeu des joueuses d'Ottawa maintenant. Nia Baker, numéro 14. Et numéro 12, Jade Belmore. Elle faisait partie de l'équipe canadienne 2e de la Coupe américaine, battue par les États-Unis en finale, Jade Belmore. Le numéro 77, Seisha Grantalen, 20e joueuse mondiale.
Et Casey Bosch qui continue de faire son show, justement, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Une joueuse très dynamique et très plaisante à regarder, tant elle fait parler sa bonne humeur. De l'expérience pour Casey Bosch, victorieuse de la Champions Cup en 2025, vice-championne du monde 2022, je vous le disais, 3e en 2025, 4e des JO, sacré palmarès, 13 victoires sur le circuit Women's Series, dont 2 finales en 2022 et 2023, et elle faisait partie de cette équipe canadienne qui s'était imposée ici à Poitiers en 2023. Casey Bosch. Et donc pour rappel, on vient d'assister justement en direct au lancer de la pièce pour déterminer qui aura la possession. Donc c'est vrai que c'est une particularité du 3-3 aussi, où chaque équipe a une couleur en amont, et une fois la pièce jetée, l'équipe qui remporte le duel choisit d'avoir la balle en attaque ou en défense. Et pour petit rappel, encore une fois, ça peut être un avantage de commencer en défense, car en cas de prolongation, l'équipe qui a commencé défensivement aura la première possession en cas de prolongation. Et en l'occurrence, l'Azerbaïdjan va commencer avec la balle. Belle opposition entre ces deux équipes. Match a priori sur le papier un peu plus indécis que le précédent. On va voir qui de Neftchi ou d'Ottawa va prendre le meilleur sur son adversaire. Donc, premier écran de Harika Carter là, qui trouve un tir à 2 points immédiatement. Et c'est manqué, mais un rebond de sa coéquipière. Et Casey Bosch, malgré, c'est vrai, un profil de joueuse un peu plus petite qui peut vraiment être très hargneuse sous le panier et embêter les grandes. Première glissade de sa part. On l'a vu à l'œuvre. Malheureusement, c'est raté cette tentative. Et on a vu son explosivité. Allez, son duel face à Carter, remporté par la joueuse de l'équipe d'Azerbaïdjan. Et c'était pourtant très bien défendu. C'est vrai qu'il y a des choix défensifs qui sont faits de la part des équipes. Là, en l'occurrence, Casey Bosch suit dans l'écran, donc elle tente de passer au-dessus et de suivre son vis-à-vis direct. Elle a fait les efforts, mais Carter a été vraiment trop forte sur ce 1 contre 1. Elle a cette faculté justement à jouer avec le contact et elle fait parler ses qualités athlétiques. On le voit, les tribunes se remplissent également, donc les gens se mettent le maximum à l'ombre, mais en tout cas le public est présent ce soir. Contrairement à ce que ce plan laisse apparaître, évidemment, puisque là vous êtes en face dans la tribune la plus au soleil. Les gens se sont positionnés dans les 2 autres tribunes. Très belle défense de la joueuse canadienne là, justement, qui vient intercepter ce ballon en dissuadant cette possession de jeu à 2, et Casey Bosch qui trouve un tir à 2 points. C'est un peu court. Une des choses que l'on nous apprend justement dans le 3-3, c'est cette capacité à suivre son tir qu'on retrouve moins dans le 5-5. Donc justement, c'est ce que Casey Bosch a fait là, justement, directement après avoir pris son tir. Elle a tenté d'aller prendre le rebond, et en tout cas l'équipe de France, c'est une des choses qui tentent de mettre le plus en avant, parce qu'on le rappelle, les rebonds sont très importants pour s'offrir des secondes chances, et notamment quand on a des équipes avec des qualités athlétiques qui peuvent se le permettre. Ouais, belle passe. Et le panier de Sesha Grantalen. D'autant, j'allais dire qu'on le sent quand son shoot est un peu, soit un peu court, soit un peu long. On peut anticiper la prise de rebond, en tout cas d'aller en direction du panier. En effet, c'est des choses qui se ressentent une fois qu'on a lancé le ballon. Mais c'est vrai que ce sont des habitudes à prendre, parce que cette transition de passer d'une saison de 5-5 à une saison de 3-3, c'est pas forcément évident. Ça nécessite pas les mêmes compétences et les mêmes facultés. Mais aujourd'hui, on est quand même assez avancé dans le début de la saison, donc on sent que les filles ont repris les bonnes habitudes. Et Carter qui va encore chercher le contact avec Bosch, mais qui cette fois-ci l'emporte face à elle. Les ailières de formation ont peut-être plus cette habitude-là de suivre leur shoot. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on nous demande moins au niveau du 5-5, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces notions de tag émerger. Et quand je parle de tag, justement, c'est cette volonté d'aller chercher son défenseur pour éviter le jeu rapide. Alors, encore une fois, ça dépend de ce que les coachs veulent proposer, mais c'est des choses qu'on retrouve moins chez les petites. Allez, après son échec longue distance, Carter attaque le cercle et rajoute un point pour Neftchi Sokar. 3-2.
Et Carter qui est capable de finir à la fois avec sa main gauche et sa main droite. Casey Bosch qui tente à 2 points et ça sera encore court. Ouais, pour l'instant, c'est un peu court sur ces tentatives. Mais sur un match légèrement moins en réussite offensivement, contrairement au précédent. Ouais. Ça manque un petit peu de réussite. Nouvel exemple sur cette tentative de Dina Ulianova. Et là, le 1 contre 1 remporté par Nevena Vukovic. Vukovic qui a joué avec son épaule justement en tentant d'écarter le contact tout simplement. Et Casey Bosch qui défend très bien et trouve sa coéquipière toute seule sous le panier. Ouais, belle passe. Ottawa qui vient donc égaliser avec Neftchi. Ouais, encore une belle passe. Cette fois-ci, c'est Carter qui sollicite Vukovic. Le 5e point. Le temps mort. Vidéo. TV temps mort. Qui va leur offrir l'opportunité de potentiellement ajuster un petit peu leur stratégie. On le rappelle, Neftchi mène le match 5-4. C'est un match qui reste très serré. On n'a pas encore vu énormément de changements du côté de Neftchi. On a vu les joueuses bien classées comme Arika Carter, 5e mondiale. On a vu tout à l'heure Hortense Limousin, 2e. Parlez-nous de ce classement, Maud. Il est très évolutif, évidemment en fonction du nombre de tournois auxquels les joueuses participent. On a notamment Laetitia Guapo qui a très longtemps été dans les premières mondiales, qui a un petit peu moins joué et qui évidemment a reculé au classement. Exactement, alors ce sont des points qui se remportent et qui s'annulent sur une année glissante. Donc l'important justement de participer au maximum de tournois, parce que une simple participation, même si on ne fait pas forcément un très bon résultat, nous permet de remporter des points. Et encore une fois, c'est important de figurer sur le maximum de tournois tout simplement pour tenter d'en remporter. Aujourd'hui, les équipes commerciales justement ont cette possibilité d'y participer parce qu'on le rappelle, en fait, elles payent leur entrée sur ces tournois, contrairement aux nations qui doivent performer pour pouvoir... Oh, bien joué. On est obligé de s'arrêter là, c'est vrai qu'elle a marqué Arika Carter à longue distance. Et c'est pas rendu, malheureusement. Non. J'ai un petit doute quant à la participation de Katsura, la japonaise du côté de Neftchi, qui n'a pas encore fait son entrée en jeu. Alors, elle peut être potentiellement blessée. C'est vrai que c'est étonnant. Elle s'économise pour l'instant. À suivre, effectivement. Belle passe de Carter, une nouvelle fois. La situation était très bien trouvée. Cette passe était précise et bien accomplie. Ouais, c'est bien défendu, mais elle trouve la solution. Casey Bosch. On va réactualiser le score. C'est bien Ottawa qui a marqué son 7e point. Voilà, 8-7 en faveur de Neftchi Sokar. Et très peu de fautes. Pour l'instant, on a quasiment joué 5 minutes. Et on voit l'arbitre intervenir justement parce que on sent un petit peu de tension entre les joueuses, mais c'est vrai que c'est une discipline encore une fois qui amène plus d'agressivité que le 5-5, donc certains contacts peuvent être plus virulents. Mauvaise remise en jeu là. C'est pas compris entre les deux joueuses. Et ça donc offre la balle à Ottawa. Ça lui a permis de s'offrir un tir intéressant à la Canadienne. Elle a eu le temps d'armer. Et là, Lengren qui vient justement trouver le panier sous les bras de la joueuse d'Azerbaïdjan. Et Carter qui drive encore avec beaucoup d'agressivité, qui fait encore une fois parler ses qualités athlétiques et une finition de main gauche beaucoup trop facile pour elle. Et le 1 contre 1 de Sesha Grantalen qui égalise 9 partout. On a le sentiment que les équipes se relâchent un petit peu défensivement, donc ça peut tomber encore une fois sur un match très offensif, mais là Carter n'arrive pas. En fin de possession, il était obligé de shooter. Belle défense d'Ottawa. Il y a un choix stratégique aussi quand on voit la possession justement découler de donner la balle à certaines joueuses qui sont capables de plus créer un tir. En l'occurrence, Carter a démontré qu'elle pouvait le faire. Même si sur sa dernière possession, c'est pas payant, elle a vraiment débloqué beaucoup de situations sur certains tournois. Le shoot complètement raté là de Casey Bosch. Pourtant, elle était
ouverte. On s'était pas bien entendu du côté de la défense de Neftchi avec l'entrée justement de Aoi Katsura, vous en parliez. Elle est là sur le terrain. Elle n'avait pas suivi Casey Bosch. Et de la part des équipes, il y a aussi des fois un choix stratégique au niveau des changements où on essaye de faire reposer sa grande en même temps que la grande d'en face, justement pour éviter les situations de mismatch, donc d'avoir des grandes qui se retrouvent sur des petites et vice versa. Et là en l'occurrence Katsura qui ressort rapidement car Grentalen revient et donc on fait rentrer la pivot aussi d'Azerbaïdjan en même temps. Beau duel d'intérieur. Oui. À l'avantage de la défense sur ce coup-là. Bataille pour prendre le positionnement sous le panier. En effet, il y a une sacrée lutte pour ces intérieurs afin de prendre leur position. Et là, la balle sera rendue à Neftchi. Neuf partout, 4 minutes à jouer dans ce match serré. Un peu forte cette passe de Carter. Casey qui s'est retrouvée toute seule mais qui a préféré tempérer, essayer de construire une attaque. Et c'est gagnant parce que Bellemare va aller provoquer une faute. Ouais, la faute de Vukovic. On ressent du côté de Neftchi justement cette volonté de passer le ballon à Carter pour essayer de trouver des situations de pick and roll parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise à la perfection, même si sur cette dernière action justement elle a manqué un petit peu de justesse. Elle a envoyé ce ballon trop fort, elle a quand même une vraie qualité de lecture. On le voit au fur et à mesure que le match découle, les temps morts se font plus silencieux, les filles en profitent pour récupérer, pour s'hydrater. Même si les conditions climatiques deviennent un peu plus agréables, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'éprouvant pour elles. Pour essayer de gagner des cadeaux avec notre partenaire JRDF, on va vous proposer un petit quiz directement en tribune, pas besoin de se lever, on peut rester à l'ombre. Ce sera juste après ce match. Compte tenu de la canicule, les autorités qui ont demandé qu'il n'y ait pas de compétition entre 13h et 19h. Par précaution, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'événements en France qui ont été annulés, notamment dernièrement l'Ironman à Nice. Oui, exact. Et on peut être chanceux de considérer que ce tournoi ait été maintenu parce que c'est vrai que ça reste un plaisir. Donc quand on a la possibilité d'adapter, c'est génial. C'est l'avantage de pouvoir jouer le soir, parce que le terrain est éclairé. Et quand la nuit sera définitivement tombée, on continuera à jouer ici à Poitiers sur le playground de l'hôtel de ville. Ouais, la belle passe, bien jouée. On réclamait une faute, elle ne joue plus d'ailleurs. Carter, elle a laissé tranquillement Nia Baker prendre le rebond. Elle se laisse un petit peu dépasser par ses émotions et elle perd le ballon. Bon, elle va le récupérer car la Canadienne l'a mis en touche, mais c'est vrai que c'est important de rester concentré et de ne pas forcément perdre trop de temps sur des décisions qu'on ne peut pas forcément contrôler en tant que joueuse. Et le ballon qui est dévié par la Canadienne. Il restera 2 secondes et 7 dixièmes. Et on voit Carter qui demande de s'écarter, qui ne demande pas d'écran et qui va vouloir jouer Casey Bosch en 1 contre 1. Ouais, magnifique. Elle inscrit au buzzer un point de plus. Et elle a joué, comme vous disiez, Casey Bosch. Et ça lui a réussi. Capable de faire parler ses qualités de driveuse. Pour l'instant, on la retrouve pas forcément beaucoup sur le tir extérieur. Encore une bonne défense d'Ottawa. Le 1 contre 1 remporté par Nia Baker. Attention, 3 points d'avance pour Ottawa. Et je vous en parlais tout à l'heure justement, Freddy, de la volonté des équipes aujourd'hui d'aligner des joueuses de grande taille justement avec des qualités de jeu de haut ballon qu'on retrouve de plus en plus, et on retrouve ces situations là justement avec des duels qui sont intéressants à suivre. 2 minutes 30. 3 points d'avance pour Ottawa. Allez, un shoot ouvert avec la planche, c'est raté pour Dina Ulianova. Allez, pour faire le break, ce ballon, oh, il est dedans.
Bien joué. Nia Baker qui ajoute un point pour Ottawa. On le sait, une des particularités du 3-3, c'est le fait que les 4 joueuses vraiment sont très responsabilisées, mais on le remarque chez Nefti, il y a beaucoup de possessions et beaucoup de ballons qui passent par Carter quand même. Elle est vraiment le leader de cette équipe, à la fois offensivement mais aussi défensivement, car elle est très solide sur la capacité à tenir ses duels. Et là, elle trouve encore une passe à l'intérieur et c'est réussi. Ouais, bien conclu par Nevena Vukovic. 14-11. La Serbe qui commet la faute. Alors sincèrement, j'ai une impression assez particulière parce que je trouve qu'on sent une domination offensive de la part de Nefti. Pour autant, elles sont derrière au scoring et je pense que ça s'explique un petit peu peut-être par le désintérêt sur le côté défensif. Donc ça va être important d'élever leur niveau de jeu parce que Ottawa répond présent et Casey Bosch qui prend son rebond beaucoup trop facilement. Avec personne à disputer la balle du côté de Nefti. Le shoot de Carter raté. On le voit, Katsura est vraiment là pour apporter certaines fautes, faire souffler ses coéquipières. Il y a forcément quelque chose Oui, c'est sûr, ouais, parce qu'elle rentre très peu de temps. Et effectivement, là, elle fait faute. Et donc Ottawa qui a 4 points d'avance à 1 minute 15 de la fin de ce match. Et donc il y aura un lancer pour la Canadienne. L'occasion de prendre encore un petit peu plus d'avance à quasiment 1 minute de la fin de ce match. C'est un peu court. Rebond pour Nefti à 1 minute 10. Carter qui va falloir réagir là. Ses coéquipières justement pour venir lui poser des écrans et essayer de jouer de leur avantage. Elle a du mal à trouver Dina Ulianova. Carter qui s'excuse pour la qualité de sa passe, mais on sent une équipe un petit peu moins fraîche physiquement, un petit peu plus usée aussi, notamment à travers leur body langage. Et un rebond des Bien Canadiens. suivi. Encore une fois, effectivement, au niveau en tout cas de la bataille sur les ballons, avantage Ottawa. 16-11. Et c'est peut-être cette agressivité là qui va permettre aux Canadiennes de s'imposer. Face à la formation Azeri. Il y avait un Carter. contact avec Bosch. Oui. Les arbitres qui ont laissé jouer. Carter qui a pu inscrire ce 12e point. Une faute stratégique de la part de Carter justement sous le panier qui n'avait pas l'avantage. Une autre statistique qui peut être intéressante à analyser là, c'est 5 fautes pour Nefti et maintenant 6 mais seulement 3 pour Ottawa, donc ça dénote quand même une agressivité qui peut être moindre défensivement contrairement aux autres rencontres du début de soirée. Carter qui va avoir la possession et qui va peut-être essayer encore une fois de jouer en bonne intelligence avec sa grande. Mais le temps joue pas en leur faveur. Hein. Un 13e point, ok, mais vous allez au bout de la possession. Il en reste 2 minimum. Une belle passe est bien conclue par Secha Grandtalen. 17-13, la victoire d'Ottawa sur quel score? Carter qui prend un shoot longue distance pour conclure au buzzer. Et la victoire d'Ottawa 17-13 face à Neftchi Sokar. Et c'est intéressant tout de même le tir que prend Carter sur cette fin de possession parce que pour nos téléspectateurs, c'est important de comprendre que justement certaines qualifications en phase finale peuvent se jouer justement au point avérage, donc chaque point compte parce qu'en cas d'égalité justement de victoire ou de défaite, c'est le score et le nombre de points marqués qui comptera, donc jusqu'au bout il faut tenter de marquer des points. Le nombre de points marqués, effectivement, puisqu'on peut se retrouver avec une égalité entre 3 équipes. Et là, 13 points seulement pour Neftchi, c'est peu. La victoire donc d'Ottawa, 17-13 face à Neftchi.
C'est un départ parfait pour les Canadiennes, que ce soit l'équipe du Canada ou l'équipe d'Ottawa. Chacune dans une poule différente. L'équipe d'Ottawa avec Neftchi Sokar donc. Et dans cette même poule, on a l'équipe de France. On a hâte de retrouver justement avec notamment Marie Manet, Laetitia Guapo, Marie-Michel Milapi et Marie-Ève Paget, donc des joueuses qui ont toutes beaucoup d'expérience dans cette discipline et qui ont eu l'occasion aussi de performer, même si pour le moment elles n'ont encore gagné aucun tournoi. Elles sont allées relativement loin sur certaines compétitions. L'équipe de France 8e de la Coupe du Monde, battue en quart par les États-Unis, 18-16 seulement. 2e à Orléans et 4e à Vienne. L'équipe de France, je vous ai donné le rendez-vous peut-être. Le deuxième match contre Ottawa, on en a parlé, à 23h55. Le premier contre Neftchi Sokar, c'est à 22h05. L'entrée en lice de l'équipe de France, entrée tardive dans ce tournoi. Quand même la dernière équipe qui entrera en lice, ici à Poitiers. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a tout un travail qui est à faire avec l'ensemble du staff pour essayer de garder les organismes frais, justement, parce que c'est vrai que c'est des horaires qui sont inhabituels. Et donc ce matin elles sont parties se faire un déverrouillage justement sur le terrain. Il y a forcément une sieste dans l'après-midi, mais là on les a vus venir supporter leurs coéquipières de Paris. Mais c'est important, voilà, de rester concentré et de se préparer pour leurs rencontres qui seront plus tardives que les autres. JRDF, vous inquiétez pas, il y aura un petit peu de tout, c'est accessible à toutes et tous. Encore un petit peu de temps pour se connecter. Un match joué dans chaque poule. Désormais, on vous rappelle les résultats de ce début de soirée. La victoire de l'Égypte contre Amsterdam, 21-20. La victoire des Françaises de Paris Région Île-de-France, 19-15 contre l'équipe de Bucarest d'Hortense Limousin. Belle performance des joueuses tricolores, Camille Droguet, Anna Tadic, Zoé Wadou et Eve Wembanyama. Le Canada en démonstration face à la Hongrie. Un succès à 21-6. Et puis cette victoire d'Ottawa à l'instant face à Neftchi Sokar, 17-13. Pour les premiers résultats de cette soirée, les premiers matchs de poule. Alors que vous le voyez, on retrouvera dans quelques instants l'équipe d'Amsterdam face à la Pologne. Amsterdam qui n'a plus le choix. En effet, qui a connu une courte défaite contre les Égyptiennes. Donc là, second match contre les Polonaises qui sont également connues et réputées sur ce circuit, qui ont pas mal d'expérience. Après, ça reste un premier match et c'est jamais forcément évident en tant que joueuse de rentrer dans une compétition. Outre les conditions climatiques, encore une fois, ça reste une entrée en matière et c'est important de bien le faire. Je les voyais tout à l'heure justement à l'hôtel faire une petite session de mobilité, une petite session de vidéo aussi où elles préparent leur match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de vidéos à la fois sur les systèmes collectifs que peuvent proposer les équipes, mais également sur les spécificités de chaque joueuse individuellement. Même si c'est vrai qu'au fur et à mesure des tournois, on apprend à connaître ses adversaires, c'est toujours important de faire des petits rappels par rapport aux qualités de nos vis-à-vis. Ça marche pas, on a attendu très longtemps pour un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe la régie? La suite du programme, donc ce match entre Amsterdam et l'équipe de Pologne. On retrouvera ensuite Bucarest face à l'Australie, avec là encore l'obligation de victoire pour la formation de Bucarest. Ensuite le Canada affrontera les Chinoises de Beijing. Et on voit notamment en tribune une des joueuses chinoises qui n'est pas dans l'effectif pour ce tournoi, mais qui est Wang Lili, qui est très très connue, une des meilleures joueuses de cette équipe, une joueuse très expérimentée
et qui est quand même, malgré le fait qu'elle ne joue pas, capable d'apporter toute son expérience et son leadership en dehors du terrain pour permettre à ses coéquipières justement de remporter le plus de matchs possible. Et après cette entrée en lice de l'équipe chinoise, on retrouvera le dernier match de cette deuxième session de poule entre Neftchi Sokar et l'équipe de France. Voilà le programme à suivre en direct sur Noah et sur France.tv pour cette 6e édition des Women's Series, avec donc 2 formations tricolores et la meilleure joueuse française, Hortense Limousin, dans les rangs de Bucarest. Qui, on le rappelle, l'année dernière avait terminé 2e au niveau du ranking et des statistiques, donc une distinction individuelle, et aussi voilà, elle a été capable d'amener son équipe dans le top 8 et de qualifier Bucarest sur les finales mondiales, ce qui est quand même pas anodin pour une première saison sur le circuit, parce qu'on le sait, année après année, c'est un circuit où le niveau est de plus en plus relevé, donc c'est quelque chose d'intéressant à souligner. L'importance cette saison, Maud, sont évidemment ces tournois Women's Series, qualificatifs pour la finale. En effet, chaque tournoi compte. C'est important de gagner le maximum de points possible sur chacune des étapes qui se déroulent partout dans le monde. 24 étapes au total, 4 en France, Orléans qui est déjà passé, Poitiers cette semaine, Marseille le week-end prochain, puis rendez-vous à Bordeaux les 19 et 20 août avant la grande finale du côté de Shanghai les 5 et 6 septembre. Et puis on retrouvera ensuite la Coupe d'Europe de basket 3-3, autre rendez-vous important de ce calendrier, puisque la Coupe du Monde, elle, a déjà eu lieu début juin. Vous parliez notamment de ces tournois à venir, notamment à Marseille et à Bordeaux, et moi j'invite tous nos téléspectateurs qui ont l'occasion de pouvoir vivre un tournoi de 3-3 en direct à le faire, parce que c'est vrai que c'est une ambiance qui est très singulière, c'est vraiment génial à vivre en termes d'atmosphère et de spectacle. Donc si par tout hasard vous êtes du côté de Marseille l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rendre à ce tournoi, vous ne serez pas déçus du spectacle. Qui sont spéciales GRDF cette fois-ci, vous inquiétez pas, il y aura également des questions un peu plus 3-3. Il y a encore 5 petites secondes pour répondre. Donc je repère sur le téléphone en tenue, interdiction de ticket, attention du voile ici. Ok, là aussi c'est pas mal. Il fait meilleur du côté du playground de Poitiers. Pour les équipes, ça va être appréciable. Le soleil est tranquillement en train de se coucher. Le terrain est complètement à l'ombre désormais. Ça va être plus agréable, il fera moins chaud. Et ce sera évidemment beaucoup mieux pour le spectacle ce soir ici, sur la place du Maréchal Leclerc. Vos favoris, Maud, dans cette compétition? On a vu déjà quelques équipes à l'œuvre. Est-ce que l'une d'elles vous a impressionné? J'ai trouvé les 2 formations canadiennes très intéressantes. C'est vrai qu'il y a des belles compositions qui sont affichées, beaucoup de polyvalence dans les 2 équipes, beaucoup d'expérience aussi. Alors maintenant je suis impatiente de voir l'entrée en matière des Françaises, parce qu'elles ont une équipe aussi qui est très compétitive, et donc j'aurais tendance à retenir pour l'instant beaucoup le jeu des Canadiennes. Et vous, Freddy? Le Canada évidemment, par rapport à sa large victoire et puis par rapport au jeu proposé, je suis d'accord avec vous, un petit peu déçu par Bucarest. Mais voilà, on va saluer surtout la belle performance des Françaises de Paris, région Île-de-France surtout. Et puis on espère effectivement que la France imite le Canada avec ces 2 formations qui pourraient remporter leur premier match. Mais évidemment ça va être compliqué, parce que le match de Neftchi juste avant, cette défaite concédée face à Ottawa impose
à l'équipe d'Azerbaïdjan de s'imposer face aux Françaises. Et je ne sais pas, pour une entrée en matière du côté des Françaises, on va se retrouver face à une équipe qui doit absolument s'imposer, qui a déjà du rythme. Ça peut peut-être être compliqué. Là, je vous pose la question, Maud, qui avait l'habitude de ce genre de match. Jamais simple d'entrer dans une compétition, et en plus, quand votre adversaire n'a plus le choix, ça doit être encore plus compliqué. C'est vrai que le contexte est particulier pour les Françaises. En revanche, elles ont pu observer le fait que Neftchi jouait quasiment seulement à 3 joueuses. Donc ça va être important d'essayer de sanctionner ça. Je pense qu'il y a suffisamment d'expérience du côté des Françaises pour être capable justement d'avoir la bonne lecture par rapport à ça. Je pense à des filles comme Marie-Ève Pagé ou même Laetitia Aguapo et encore Marie Manet qui ont justement l'expérience pour être capable d'avoir l'impact physique nécessaire pour essayer de jouer justement avec le jeu des fautes et d'être le plus agressif possible pour tenter d'épuiser leur adversaire, parce que c'est vrai qu'encore une fois, jouer un match à 3 c'est jamais évident. On l'a vu, Katsura offrait quelques secondes de répit à des coéquipières, mais sans vraiment avoir de l'impact sur le jeu, hormis pour faire des fautes dites stratégiques. Mais pour être totalement transparente avec vous, je reste persuadée qu'une des meilleures stratégies reste de se concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en application sur le terrain, à la fois offensivement et défensivement. Évidemment, c'est important de connaître son adversaire, mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable d'imposer son jeu et son rythme. On impose d'abord son jeu avant de s'adapter à l'adversaire. Sauf si on est dominé, je suppose, où là il faut trouver la réponse à ce que propose l'adversaire. Totalement, et je pense qu'aussi ça peut être une des clés de réussite, notamment par rapport à l'arbitrage, parce qu'on le sait, l'arbitrage peut aussi se calquer des fois sur l'équipe qui met le plus d'intensité, et donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus, notamment quand on voit l'importance des fautes. On le rappelle, au bout de 6 fautes dépassées, ça offre des lancers francs directement à l'équipe adverse, donc c'est un paramètre à prendre en considération. Les joueuses à l'échauffement, on va retrouver ces deux équipes pour ce nouveau match. À suivre en direct sur Noah et sur France.tv. Le basket sur nos antennes. Après la finale du championnat d'élite 2 en 3 matchs que vous avez pu suivre sur Noah. Ce duel entre Paula Cortés et le Poitiers Basket 86 qui a finalement tourné à l'avantage des Béarnais, vainqueurs en 3 matchs après une grosse défaite à l'aller, 82-106 au Palais des Sports. Les Palois sont parvenus à s'imposer à l'Arena Futuroscope avant de valider leur montée du côté du Palais des Sports pour un retour dans l'élite 3 ans après leur descente. Rencontre que vous avez pu suivre donc sur Noah. Et bien on poursuit le basket ce vendredi et demain samedi pour ce Women's Series, la 6e édition de ce tournoi international féminin. C'est le plus haut niveau ici à Poitiers. Le tournoi qui se poursuit avec ce match entre la formation d'Amsterdam et la Pologne. Et les Polonaises justement d'Aleksandra Ziemborska, c'est vrai qu'on a 4 joueuses qui sont d'expérience, mais cette joueuse numéro 0 est très réputée, elle est assez spectaculaire. On va pouvoir la voir dans ses œuvres, capable de mettre des tirs extérieurs très impactants, capable d'être dans le drive, et c'est une véritable leader pour son équipe. La vice-championne du monde, moins de 23 ans. Alexandra Ziemborska, 4e de la Coupe d'Europe en 2024 et 4e de la Coupe du Monde 2025. Mais avant de découvrir cette équipe de Pologne, on va revoir les joueuses d'Amsterdam avec Lislo Kulk, Keona Doudstra, et enfin Kiki Fleuren, championne du monde et d'Europe des moins de 23 ans. C'était en 2023. Kiki Fleuren, l'équipe d'Amsterdam qui n'est composée que de 3 joueuses en raison de l'absence pour blessure de Zoé Slakter, la 15e joueuse mondiale. Et donc on va découvrir cette formation polonaise
13e au classement mondial, qui a du mal en Coupe du Monde avec une seule victoire en 5 matchs. Dans cette équipe, on retrouve Anna Pavlovska, qui était présente à la Coupe du Monde d'ailleurs, avec à ses côtés Claudia Gerchen, Amalia Rembizewska et son numéro 22. Et enfin, vous en parliez, Alexandra Ziemborska. On le rappelle, les Néerlandaises qui ne sont que 3. Donc ça peut être un réel avantage pour les Polonaises. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, jamais simple de rentrer dans la compétition. Mais elles ont pu observer le premier match des Néerlandaises, essayer de justement comprendre où pouvaient être leurs failles. Et donc on verra bien si elles vont être capables de les sanctionner. Et donc on assiste encore une fois à ce jeter de pièces pour déterminer à qui sera la possession. A priori, les Néerlandaises ont le choix. Et on verra bien, il me semble qu'elles ont décidé de commencer avec la possession. À l'arbitrage pour cette rencontre, Andrada Sender et Miroslava Jovicin, duo roumain et serbe. Amsterdam qui n'a plus le choix après sa défaite 21-20 contre l'Égypte. L'équipe néerlandaise doit absolument s'imposer face à la Pologne pour compter au moins une victoire, et avec les 20 points inscrits contre l'Égypte, ce serait intéressant pour la qualification. C'est parti pour cette rencontre, 10 minutes où la première équipe en 21 points, premier panier signé Keona Douchtra pour l'équipe d'Amsterdam. Beau jeu de 1 contre 1, là, elle a été capable de la sanctionner et s'est rendue immédiatement après. Exactement, avec Claudia Gerchen qui égalise un partout avant de commettre la faute sur cette passe. On voit dès les premières secondes de cette rencontre à quel point l'intensité défensive risque d'être relevée. Justement, on va voir si les Néerlandaises ont un petit peu appris de ce premier match contre les Égyptiennes, où elles ont tenté un match d'attaque qu'elles n'ont pas remporté. Malheureusement, ça s'est joué à 21-20. Et donc, elles ont sûrement compris que ça allait être important de relever leur niveau défensif malgré le fait qu'elles ne soient que 3. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. On va suivre sa mode. Bien joué la réponse de Kulk. Rembizewska, de partout. Ça part vite. Ça part fort. Et ça sera un rebond pour Alexandra, justement sous le panier. Et à la conclusion, Amalia Rembizewska pour le 3e point des Polonaises. La 2e faute polonaise. Une des formations offensives des Polonaises qu'on a pu voir précédemment aussi, c'est d'avoir 2 joueuses des 2 côtés, donc à 45 et une dans l'axe. Et cette volonté d'essayer de faire bouger le ballon pour faire bouger la défense et proposer des jeux d'écran autour, ça permet d'offrir plusieurs solutions offensives. Ça rentre pour Keona Douchtra à longue distance. Avantage désormais à Amsterdam, 4-3. Pour la réponse immédiate d'Anna Pavlovska. Douchtra qui a été capable de bien jouer ce mismatch. Je le redis, c'est vraiment retrouver une grande sur une petite et qui n'a pas été la jouer sous le cercle, mais qui a préféré rester de loin parce que son défenseur ne montait pas et qui a été capable de lui mettre le 2 points directement malgré sa main levée. Indication de l'arbitre sur la faute. On est sur une 2e faute offensive consécutive, il me semble. Donc, oui, exactement, c'est ça. C'était une faute néerlandaise la première fois. Et la 3e faute polonaise, cette faute offensive. On essaye encore une fois de trouver Florence sur un tir à 2 points et c'est bien fait. C'est un système aussi chez les Françaises qui s'appelle le V, justement, où on a cette joueuse qui vient poser un écran pour la shooteuse et lui permettre de s'isoler. Bien défendu de la part de Kulk.
La balle redonnée à Amsterdam et encore une fois un shoot à longue distance de Kiki Floren. Ouais, bien défendu, encore une fois elle va avoir peut-être l'opportunité, non finalement. Elle a préféré patienter, essayer de jouer quelque chose de plus long et de construire une attaque. Doustra qui depuis tout à l'heure s'illustre sur ses 1 contre 1. Oui, exactement. Un petit peu court sur celui-ci, elle a tenté le fade away, justement ce tir un petit peu écarté et on a un 2 points de la part des Polonaises. Ouais, la sanction des Polonaises immédiate avec ce 2 points. Les Kiki Floren encore une fois à longue distance. Ça rebondit sur le cercle, mais rebond pour Doustra qui shoot à son tour et ça rentre pour Doustra, bien joué. Et on voit un petit peu cette communion de la part des Néerlandaises et elles laissent exprimer leur joie parce qu'on le sait, encore une fois, c'est énergivore. Elles mettent énormément d'intensité dans leur jeu et ça leur permet de passer devant. On le voit sur les situations d'écran, les Néerlandaises changent. Donc quand il y a un écran, il y a cette faculté à switcher parce que c'est 2 petites, donc pas forcément d'intérêt à essayer de passer avec. C'est encore une fois un profil d'équipe atypique parce que 2 joueuses de petite taille avec seulement une grande, donc c'est important d'être capable de s'adapter et de s'économiser aussi sur certains efforts. Physiquement on le voit, hein, c'est très intense. Avant un match comme ça on a vu le petit échauffement, mais on est déjà sur le terrain d'à côté quelques minutes avant pour faire monter le cardio. En effet, il y a tout un travail un petit peu d'échauffement des articulations, travail de mobilité et de gamme de course tout simplement pour arriver avec l'échauffement nécessaire pour disputer et commencer la rencontre. On vient de toute façon avec un préparateur physique, j'imagine, sur chaque tournoi comme ça. Exactement, la plupart des staffs aujourd'hui sont composés d'un entraîneur principal, évidemment, d'un médecin, d'un kiné et d'un préparateur physique qui a un rôle qui est primordial, c'est vrai, parce que c'est important de garder la fraîcheur nécessaire, de rester aussi mobilisé malgré le temps qu'on peut avoir des fois entre chaque rencontre qui peut être plus ou moins court. Mais c'est pas toujours évident d'avoir 2 heures entre 2 rencontres parce que évidemment on n'est plus suffisamment chaude. Il y a aussi des fois l'opportunité de pouvoir rentrer à l'hôtel, de se reposer un petit peu, de faire des soins quand c'est nécessaire. Mais il faut se réactiver ensuite et il est là tout l'enjeu justement du préparateur physique, garder une fraîcheur pour les joueuses. Et du côté de l'équipe de France, c'est Quentin Hoth qui est présent, préparateur physique l'équipe de France 3-3 féminin, qui est là à Poitiers ce week-end. Ouais, c'est magnifique. C'est très bien joué, c'est vrai que ce shoot de Claudia Gertchen qu'on a vu tout à l'heure à l'aise dans la raquette et qui là s'illustre à longue distance. Il faut de la polyvalence aussi au basket 3-3. Complètement, c'est ce qui en fait des joueuses qui sont très dangereuses quand elles sont capables à la fois d'apporter ses points de loin et à la fois à l'intérieur. Tout en ayant évidemment un impact physique. La belle passe et la conclusion, deuxième Borska. La Pologne qui prend 2 longueurs d'avance, 18. Floren qui s'illustre aussi là un petit peu sur ce changement de rythme après l'écran et qui a été capable au final de rajouter suffisamment de vitesse pour aller finir sous le panier. Précieuse Kiki Floren, 19 pour la Pologne. Ouais, elle échappe ce ballon malheureusement. Claudia Gertchen. On est sur 2 équipes qui proposent des choses très intéressantes offensivement. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de jeux d'isolation, même si elles sont capables de le faire, mais le ballon circule bien. On le voit sur les situations de jeu à 2 notamment, avec des confusions défensivement, et ce qui permet aux 2 équipes en réalité de sanctionner. Kulk en échec à longue distance. Un rebond, deuxième Borska, et qui va conclure juste derrière. Floren en échec, rebond polonais. Et ça sera une faute offensive. Faute offensive, ouais. C'est Amalia Rembizewska qui est sanctionnée, me semble-t-il. Qui n'a pas l'air forcément de comprendre et qui exprime un petit peu sa frustration auprès de l'arbitre. On le rappelle, hein, c'est important d'être capable de contrôler ses émotions sur ces rencontres qui peuvent être sujets à beaucoup de tension et de frustration évidemment. Une nouvelle faute d'Amalia Rembizewska, cette fois-ci défensive. Ça va offrir un lancer à Liselott Kulk. Et on se rapproche dangereusement de la barre des 7 fautes pour les Polonaises. C'est vrai qu'à partir des 7 fautes, il y aura 2 lancers francs
après chaque faute. Amsterdam qui revient une longueur. 11-10 en faveur de l'équipe de Pologne. La faute de Kiona Dulstra. Alors j'ai un doute sur le fait qu'elle se soit d'abord pris le ballon dans le visage par sa coéquipière et ensuite la main de son adversaire, qui s'excuse évidemment parce que c'est pas des coups qui sont fair play mais qui sont pas non plus volontaires. Oui. Donc, encore une faute offensive, on en voit pas mal sur cette rencontre. Oui, on en voit beaucoup. On n'a pas de système de faute individuelle au basket 3-3 comme on peut avoir au 5-5. Totalement, la même joueuse peut faire les 10 fautes, ça n'aura pas d'impact sur Sa présence sur son le temps de jeu. terrain. Ouais. Exactement. Contrairement au 5-5, on le rappelle, c'est 5 fautes par joueur. La 5e vous élimine. Kiki Fleuren, longue distance. C'est très court. Et on voit le coach néerlandais crier un petit peu des tribunes. On le rappelle aussi, la particularité du 3-3, c'est qu'il n'y a pas le droit d'avoir de coach en bord de terrain. Et ça peut même être sanctionné de la part des arbitres si jamais ils s'aperçoivent que les coachs donnent des consignes. Et donc on retrouve le staff et les entraîneurs dans les tribunes. Et là, on observe, nous, de notre poste, justement, le coach néerlandais qui leur demande de se concentrer sûrement sur des ajustements qu'elles ont vus en amont de la rencontre. On sent un petit peu d'agacement de sa part. Anna Pawlowska convertit son lancer. 2 points d'avance pour la Pologne face à Amsterdam. 12-10. Alors c'est également une stratégie de la part des Néerlandaises. Là, comme on l'a vu, il y a eu le panier marqué. Les Néerlandaises auraient pu directement récupérer le ballon et sortir, sauf qu'elles ont décidé de le laisser sortir pour tout simplement, je pense, récupérer un petit peu. Souffler un peu, oui. Gagner quelques secondes, hein, encore une fois, avec une composition seulement de 3 joueuses, tous les détails comptent. Le 11e point signé Kulk. Kulk qui est sanctionné. Et honnêtement, Freddy, je ne suis pas sûr que l'arbitre était parti pour siffler la faute. Ouais, moi non plus, mais le effectivement. cri a dû... Et le fait que la balle sorte peut-être aussi. En effet. En tout cas, elle est sanctionnée. 5e faute d'Amsterdam. Situation de backdoor, on voit la joueuse polonaise qui réussit quand même à prendre 2 rebonds offensifs consécutifs, mais la néerlandaise qui reste dure au sol et combative. Alors ça peut être dedans. Ah. C'est raté pour Ziemborska. On retrouve une nouvelle fois à l'intérieur Kulk pour le 12e point d'Amsterdam. Qui a été capable de finir là avec de la justesse sur son layback. Fleuren qui ressort et qui retrouve Kulk. Un point supplémentaire. Un cri de rage. On le sent, hein. Il y a de la tension dans ce match, il y a aussi beaucoup d'intensité. Mais elle fait preuve de beaucoup de toucher sur ses finitions. On la voit finir face au sec. C'est pas toujours évident hein, de savoir bien doser son geste, mais elle l'a fait à plusieurs reprises avec beaucoup de justesse. Oui, elle permet à Amsterdam de repasser en tête. 13-12. Avant ce temps mort, l'occasion. Et d'apaiser un petit peu les émotions de leur coach. Vous l'avez à l'œil. Amsterdam qui s'est incliné 21-20, on le rappelle, tout à l'heure contre l'Égypte. Et qui là est devant face à la Pologne d'un point seulement. C'est serré dans ce groupe. Et c'est ce qui rend ce tournoi d'autant plus excitant. C'est vrai qu'on le redit, hein, le niveau est très élevé et ça peut se jouer à peu de choses. Et on essaye encore de sanctionner avec Kulk qui... une nouvelle fois. Beau rebond. Malheureusement, elle en met un petit peu trop sur la planche. Je tiens à souligner quand même la combativité de Dulstra qui se retrouve pas mal au sol parce qu'elle se jette sur tous les ballons. Et c'est vrai que c'est un body langage et c'est des efforts qui peuvent être communicatifs, notamment quand on a une équipe qui peut être un petit peu affaiblie en termes d'énergie.
ça peut apporter un supplément d'âme de voir sa coéquipière de faire ça et inciter le reste du groupe à suivre son exemple. Des efforts qui ne sont pas toujours forcément visibles au travers des statistiques, mais qui sont indispensables à la réussite d'une équipe. Et un lancer franc réussi pour Kulk. Donc on passe à 14-12 pour les Néerlandaises et une tentative à 2 points des Polonaises. Avec un gros rebond, là, une belle bataille. Et la perte de balle finalement. Et encore une récupération pour Kulk. Le ballon qui ressort, Kiki Floren qui s'en empare. Et Douchstra qui va attaquer le cercle, le drive. Et un point supplémentaire. Attention, Amsterdam qui se détache, 15-12. C'est dommage d'avoir perdu ce ballon justement sur la transition. On le sait, dans le 3-3, il y a beaucoup d'exercices spécifiques justement sur ces ressorties de balles. Où en tout cas, avec l'équipe de France, on les a beaucoup travaillés, à savoir est-ce qu'on les faisait plutôt à terre, plutôt en l'air. C'est important d'être capable de lire ce que fait le défenseur, de se rendre disponible aussi pour ses coéquipières. Et là, malheureusement, je pense qu'elle a manqué de lucidité après l'effort qu'elle avait fourni sur ce rebond qu'elle a été attrapée. Le lancer d'Anna Pavlovska est réussi, 15-13, 2 minutes 50. Et les Néerlandaises qui font encore le choix de laisser ce ballon sortir pour gratter quelques secondes. C'est vraiment remarquable l'intensité dont elles font preuve. On le redit, à 3, il n'y a aucun changement. C'est un effort qui est très intense. Et c'est une discipline dans laquelle on ne peut pas se cacher malheureusement. Elle est loin, elle est très loin. Kiki Floren et ça rentre. Oh, ça va faire mal à la tête des Polonaises. Cette tentative réussie de Kiki Floren. On le sait, ce sont des joueuses qui n'ont pas forcément de distance, un petit peu à l'image de notre Française Zoé Wadou. C'est des joueuses à qui il ne faut pas laisser 1 mètre parce qu'elles sont capables de sanctionner encore plus dans des moments qui sont opportuns comme celui-ci pour créer encore plus d'écart. C'est raté pour Alexandra Ziemborska. Et on retente sa chance. Oui, pourquoi pas. C'est une nouvelle fois raté. La balle sera redonnée normalement à l'équipe d'Amsterdam. 2 minutes 20. 4 points d'avance pour Amsterdam. Elles vont sûrement aller tenter de prendre ce match en 21 points. Elles ont démontré des belles qualités offensives, collectivement et individuellement. Et malheureusement, Floren qui arrête son dribble trop tard et qui ne s'offre pas la possibilité de tirer. Si elles gagnent en 21 points, Amsterdam, elles seront qualifiées. Encore cette même joueuse qui est vraiment qui fournit un travail acharné, notamment sur les rebonds. Et Kulk qu'on retrouve à l'intérieur, qui va essayer de jouer dos au panier. Un point supplémentaire pour Kulk, elle qui en a déjà marqué 9 dans le premier match face à l'Égypte. Oh, et ça pourrait être tragique pour les Néerlandaises d'avoir une joueuse blessée ou amoindrie à ce stade. Oui, on va prendre des nouvelles de Kiona Douchstra. Elle peut prendre son temps. On a demandé un temps mort de toute façon du côté d'Amsterdam. À moins de 2 minutes, 5 points d'avance, 18-13. Amsterdam qui doit absolument gagner, je vous le rappelle. Pour les Polonaises, ce qui va être vraiment important, c'est de couper tous les tirs à 2 points. Qui pourrait vraiment être tragique pour elle à encaisser. Donc ça va être important d'être vraiment agressive haut sur le porteur du ballon notamment. Les Polonaises qui totalisent 8 fautes déjà. Allez, Kiki Floren. Et un petit point des règles au niveau des fautes. Au bout de 10 fautes, c'est 2 lancers francs plus la possession. Et oui, c'est pour ça qu'à 8, on s'en approche. Et dans un jeu aussi agressif que le 3 contre 3, on peut vite y arriver. Magnifique cette action de Kiona Douchstra qui marque un point et qui obtient la faute en plus. Elle est partie le chercher. Ceci, elle va offrir la possibilité à Amsterdam d'être à seulement 1 point de remporter ce match. Condition de réussir ce lancer. Il est court.
Donc on l'aura compris, hein, l'ADN et l'identité de cette équipe néerlandaise justement, elle est surtout basée sur son apport offensif, hein. Un premier match en 20 points, potentiellement un second en 21 points. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Manque de réussite, Keona Douctra sur la ligne des lancers. Amsterdam qui reste donc à 19 points. Il va rester 0,2 secondes. Ah non, ça repart à 12 secondes. Non. Il y a une contestation légitime absolument. De la part des Néerlandaises parce que le cercle n'a pas été touché. Donc a priori, il devrait rester 0,2. On va revoir sur ce shoot. Si le ballon touche pas le cercle, et visiblement c'est le cas. Il n'y a pas de doute, hein, de la part des arbitres. C'était juste une petite erreur de la part de la table. 6 dixièmes de seconde. Il va falloir shooter. C'était compliqué, c'est raté. Mais souvent la stratégie dans ces situations-là justement, c'est donc de mettre une grande sur la petite en haut pour avoir justement cette envergure au niveau des bras et de dissuader au maximum le tir shoot, qui va être pris. Allez, Douctra pour Kulk, qui bien joué. trouve parfaitement Kiki Floren. Donc on a Le 20e point des Néerlandaises. une réelle inversion des rôles où on a retrouvé justement Floren sur le terrain presque de Kulk dans la raquette et qui a été capable de finir. Donc elles ne sont plus qu'à 1 point de la victoire et d'une potentielle qualification, pardon. Très bien joué. Bien joué. Le panier de Claudia Gertchen. Allez, la balle de match, elle est là. Elle est là. Et c'est réussi. Keona Douctra qui conclut ce match sur le score de 21-14. Et vous le disiez, Maud, la qualification d'Amsterdam. On voit les filles qui sont ravies de leur performance, leur coach également, mais c'est vrai que à souligner encore une fois cette performance à seulement 3 joueuses, elle est vraiment intéressante. Donc les Polonaises qui n'auront pas le choix de gagner leur second match. Donc Pologne et Égypte se disputeront le deuxième ticket. Avantage pour l'instant à l'Égypte qui a gagné son premier match. Et en 21 points, on le rappelle. Et en 21 points, oui. Ça veut dire que la Pologne doit battre l'Égypte. Ouais, sachant qu'elles n'ont marqué entre Au guillemets moins que 7 points d'écart. 14 points. Ça va être compliqué. Mission difficile pour la Pologne. On risque de retrouver effectivement l'Égypte et Amsterdam demain en quart de finale. On revoit les belles actions de cette rencontre. Cette belle passe pour Kiki Floren qui attendait tranquillement. Comme vous le disiez, c'est l'inverse de la situation habituelle. La passe de Kulk pour Floren. Et le panier décisif de Keona Douctra, le 21e point de cette formation d'Amsterdam. Victorieuse donc 21-14 face à la Pologne. Le prochain match, vous le voyez, il opposera le Rapid Bucarest à l'équipe d'Australie. On va découvrir la formation australienne dans quelques instants. Elle qui fait son entrée dans la compétition face à l'équipe de Bucarest. Le Rapid Bucarest, 5e équipe mondiale face à l'Australie, 8e au classement international. Victorieuse en Azerbaïdjan le week-end dernier. Les Australiennes qui s'en sont imposées à Sumgate. Équipe qui avait terminé 5e du côté de Shanghai. Et surtout, les joueuses Marina Whittle, Emma Clark et Anna Hank qui ont obtenu la médaille d'argent à la Coupe du Monde à Varsovie début juin, battue par les Américaines 21-20 en finale. Grosse équipe d'Australie qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, la formation du Rapid Bucarest avec dans ses rangs la meilleure joueuse française de basket 3-3 actuellement, Hortense Limousin.
À ses côtés, la lettonne Marta Michenko. Eloi Gervasini, l'espagnol. Et enfin, la lituanienne Martina Petrenete. Et elles vont être obligées de proposer une performance XXL si elles veulent rivaliser face aux Australiennes, hein, qui sont vraiment une équipe très compétitive, qui sont aussi souvent sur le podium, si ce n'est gagnante à l'Asia Cup. C'est un roster très impressionnant. On va découvrir cette équipe d'Australie. Marina Whittle, numéro 21, la 22e joueuse mondiale, 5e des JO de Paris 2024. À ses côtés, Lauren Nicholson, joueuse de basket à 5, la double championne d'Australie 2017 et 2023. Numéro 77, Emma Clark, la 39e joueuse mondiale. Et enfin, Anna Honk et son numéro 12, 32e mondiale. Elle aussi, vice-championne du monde avec Emma Clark et avec Marina Whittle. C'est donc Lauren Nicholson qui complète cet effectif sur ce tournoi Poids-de-Vin. Alors je ne sais pas si nos téléspectateurs se rendent forcément compte derrière leur écran de la dimension athlétique de cette équipe australienne, mais j'ai eu l'opportunité et l'occasion de les affronter, et c'est vrai qu'elles ont un physique très intéressant pour la discipline, parce que c'est des joueuses qui font minimum tout 1m80 et qui ont une capacité et une faculté à tenir les contacts qui est assez impressionnante. Le championnat australien aussi veut ça. Il y a des joueuses également qui ont évolué en WNBA, donc la NBA féminine américaine, et on le sait, c'est un championnat qui est très athlétique et qui demande justement des ressources physiques importantes. On va découvrir cette équipe d'Australiennes. On va voir aussi comment ces Australiennes réagissent face à la vitesse d'Hortense Limousin notamment. Ça va être un duel intéressant à suivre. L'opposition entre la Française et ses joueuses australiennes. Grand gabarit effectivement. 1m80 et 1m88. C'est Alana Honk la plus grande. Avec son 1m88. Et donc forcément aussi c'est une joueuse qui a un petit peu moins de mobilité que les autres, donc Bucarest va pouvoir essayer de jouer sur cette petite faille de la part des Australiennes. La première possession est australienne. Et la bonne défense de Bucarest. Très bonne défense, elles ont montré beaucoup d'agressivité sur cette première attaque de la part des Australiennes, et c'est intéressant, on les voit passer vraiment dans tous les écrans, ne pas lâcher le contact, et ça va être une des clés de la réussite de ce match. Marina, la lituanienne, qui attaque le panier sans réussite. Pas plus de réussite pour Marta Michenko. Bucarest battu par l'équipe de Paris lors de son premier match, et qui donc n'a plus le choix également dans cette rencontre. Et là on essaye de sanctionner Hortense Limousin, mais c'est très bien joué de sa part, parce que la joueuse australienne est restée trop longtemps dans la raquette, donc 3 secondes, et la possession revient à l'équipe roumaine. Et Hortense Limousin qui retrouve Michenko, qui vient provoquer la faute. Qui obtient la faute, oui. Le jeu à deux là sur cet écran était très bien joué, et c'est là qu'on sent le leadership et la lecture de jeu aussi de la part d'Hortense Limousin, une vraie meneuse de formation qui a été capable de créer le switch, donc de faire en sorte que la plus petite se retrouve sur la grande. Situation qu'on appelle encore une fois le mismatch. Marta Michenko qui ouvre la marque, le premier point. Beaucoup d'agressivité. Sanctionné, je pense qu'elle a baissé le bras tardivement, mais l'arbitre sanctionne l'intention.
Et le lancer converti par Anahank, un partout. On va assister à un gros combat, je crois. En effet, on a le sentiment que le corps arbitral va laisser le contact se faire au vu de cette première minute de jeu. Et encore une fois, bien joué, Hortense Limousin. Sur cette situation de backdoor. Voilà, ligne de fond. La Française inscrit le deuxième point. Whittle à longue distance. On voit toute la rage justement sur le report de cette balle grâce à une intensité défensive notable. Possession Bucarest. Petrenetti. Il shoot à longue distance. C'est raté. Le rebond pour Emma Clark. La possession australienne, 1 contre 1. Elle est bien vue. Whittle qui est réputé aussi pour cette capacité à utiliser le contact de son défenseur pour être capable de finir sous le cercle. Oui, Hortense Limousin, magnifique. Malgré la différence de taille. Exactement, mais c'est très intéressant ce qu'elle est capable de proposer parce qu'elle éloigne le ballon de son corps pour éviter le contre. Et c'est des choses qu'elle a énormément travaillé. C'est vrai que c'est quelque chose qui la représente bien. Un nouvel exemple, cette fois-ci en défense, dans l'autre sens. Petit problème de communication entre les deux joueuses. Hortense attendait sa coéquipière un peu plus loin. Oui, pour cette passe. Clark en échec. Allez, si on veut voir Hortense Limousin dans cette compétition demain, il faut que Bucarest s'impose face à l'Australie. Oh, la faute, ouais. C'est bien construit de la part de Whittle qui a été patiente, qui a essayé de lire justement ce que faisait son adversaire en regardant son travail d'appui et qui a été capable de prendre ce tir en provoquant la faute. De lancer. De lancer. Exactement. Shoot à longue distance. Faute de lancer. Premier réussi pour Marina Whittle. Sacré palmarès celle aussi. Marina Whittle 2 sur 2. Vice-championne du monde, on vous l'a dit, 3e en 2023, 5e en 2025. Triple vainqueur de la Coupe d'Asie 2023, 2024 et 2025. Et 5e des JO de Paris 2024. Qui manque de justesse un petit peu sur cette passe. Qui va aller souffler un petit peu. Oui, il y a faute. Exact. La bonne défense là, dès le départ de Anahank, qui avait lu cette passe d'Hortense Limousin. Bien joué, bien lu. Elle a bien coupé, Hortense. Allez, maintenant il faut proposer quelque chose. Ok, elle a tenté de l'arrêter justement en essayant de l'accrocher. C'était sûrement une des meilleures solutions pour éviter de se faire dépasser dans le drive par Hortense Limousin qui va laisser sa place. C'est un système très intéressant là pour trouver un tir à 2 points de la part de la Lituanienne qui représente l'équipe du Bucarest avec cette sortie justement où elle part sous le panier à un écran au niveau de la raquette pour l'isoler. Et après c'est à elle d'avoir la bonne lecture sur ce que fait son défenseur, mais là en l'occurrence elle avait pris suffisamment d'avance pour avoir un tir à 2 points. Avantage Australie 4-3 après 3 minutes de jeu. 3 fautes du côté de Bucarest, 2 pour l'équipe australienne. Et un vrai combat ce soir entre ces deux équipes. Et le score relativement bas démontre deux équipes agressives défensivement.
C'est vrai qu'elles ont mis le curseur assez haut dans ce domaine-là. Le shoot en fin de possession de Whittle en échec. Et Hortense Limousin qui va récupérer ce ballon. Et la super passe malheureusement qui ne va pas passer. Ouais, elle avait bien été suivie par Anna Hank une nouvelle fois. Et Hortense Limousin qui va seule et qui obtient la faute. C'est bien joué, encore une fois, ses qualités de vitesse lui permettent de débloquer certaines situations, notamment quand il reste peu de temps. Et là, elle vient vraiment chercher les lancers francs sur la dernière seconde. Je crois qu'elle va pouvoir en jouer dans ce match-là pour offrir des solutions et des paniers à son équipe. Ça, c'était bien joué, l'écran était magnifique. Et elle en profite, Emma Clark, pour inscrire 2 points. Malheureusement, les joueuses de Bucarest ont laissé beaucoup trop d'espace pour une joueuse qui est capable comme ça de sanctionner à 2 points. Et ça reste des joueuses de très haut niveau, donc dans la mesure où on leur laisse quelques centimètres ne serait-ce que pour armer, ça peut être gagnant pour elles. Bien joué la lecture. Ah, c'est raté. Emma Clark qui n'est pas en réussite. Et regardez, en réponse, Bucarest qui va obtenir un lancer pour cette faute de Whittle sur Martina Petrinete. Très bien joué de sa part justement, le fait d'avoir gardé Whittle dans son dos pour avoir l'accès au panier. Elle provoque la faute. Ouais, on le revoit sur ce ralenti. Merci à Damien Russel qui nous propose toutes ces images à la réalisation de ce Women's Series Poitvin. Bon rebond signé Emma Clark. Un point de plus pour l'Australie. Un manque de concentration là, de la part de la Lituanienne justement sur son box-out. Le box-out, on le rappelle, c'est justement la volonté de garder la joueuse dans son dos lorsqu'il y a un tir pour éviter qu'elle puisse justement jouer le rebond. Sur l'action suivante, Hortense Limousin qui avait attaqué 2 joueuses sur elle. Elle avait fait une bonne passe et malheureusement pour l'équipe du Rapide, le shoot n'a pas été concluant. Pourtant, elle avait éliminé 2 joueuses en trouvant ce shoot ouvert pour sa partenaire. Carvasini, la faute. Ouh là là. Ouais, c'est blessé. Ça ressemble à une béquille. On n'aime pas voir ce genre genou. d'image, mais Ça va, se relève. Ouais, genou contre genou, j'ai l'impression. Plus le choc, mode, je crois. j'ai l'impression que c'est ça. On espère en tout cas. Il y a sûrement un peu plus de peur que de mal en général sur ces situations où c'est vrai que le choc peut être violent et la douleur intense. Je sais pas si c'est un genou contre genou, j'ai l'impression que son genou a potentiellement un peu tourné, mais effectivement sur le ralenti je suis pas certain. Ouais. Mais elle continue de jouer, donc c'est positif. Oui. Même si pour l'instant Whittle n'est pas forcément dedans à longue distance, c'est vraiment très fort ce qu'elle fait. Dans sa capacité de lecture sur le jeu à 2, sur les écrans, sa qualité d'appui et sa manière d'armer aussi très rapidement. Oh, ça rentre pour Martina Petrinete qui égalise 7 partout. Et Emma Clark qui s'impose devant Hortense Limousin. Oh, bien joué. Ouais, assez court, c'est dommage. Elle s'était débarrassée de Whittle sur son move. Et cette fois-ci, elle attaque le cercle. Et là, elle trouve la réussite. Martina Petrinete, la joueuse lituanienne. 8 partout. Je pense que Whittle s'en sort bien justement parce que honnêtement, une des hantises des joueuses sur le circuit de 3-3, c'est de finir sur les highlights, sur les réseaux sociaux, justement après ce genre d'action. Donc le fait que ça n'ait pas été concluant, c'est bénéf pour elle. Et oui, évidemment. La bonne défense de Garazini. Le 1 contre 1. Ouais, bien joué, beau bras. Marta Misenko. Et Whittle qui provoque encore une faute
son tir. Pour l'instant, on est à 6 fautes pour Bucarest, donc la prochaine va les amener justement à offrir des lancers francs à chaque faute à l'équipe australienne. Le premier réussi par Marina Whittle. Et le deuxième également, le 10e point pour cette équipe australienne. Alors là, je ne sais pas trop si c'était un tir ou une tentative de passe. Ouais, j'avais l'impression que c'était une passe pour Musenko et elle n'a pas pu intervenir, bloquée par la joueuse australienne. On la retrouve, Musenko. Whittle, parfait. Bien joué. Ouais, magnifique sur Gervasini. Allez, Hortense Limousin qui attaque le cercle à son tour avec son drive. Elle passe entre les deux Australiennes. Le jeu qui s'accélère. Et il y aura un temps mort. Je trouve très honnêtement que l'équipe de Bucarest est bien construite parce qu'on observe justement une joueuse comme Hortense Limousin qui est capable d'être dans le drive, dans l'agressivité. Leur grande Letton également qui offre un jeu dos au panier très intéressant et la capacité des autres joueurs justement à tirer de loin, ça en fait une équipe dangereuse dans tous les secteurs et qui est difficile aussi à défendre forcément, même si les Australiennes tentent de sanctionner cette petite défaillance au niveau de la taille d'Hortense Limousin. Pour l'instant, c'est une stratégie qui n'est pas forcément payante parce que c'est un match qui est très serré, on le rappelle, 10-11 pour les Australiennes. Ça promet une fin de match très intéressante. Ouais, avec de la pression forcément pour le Rapid Bucarest qui doit s'imposer. Elle est sortie, la joueuse australienne. Et Hortense Limousin une nouvelle fois sur son drive. Elle profite de l'écran de Gervasini au départ pour attaquer le cercle. Et elle égalise. Et la réponse immédiate des Australiennes avec Anna Hank pour un point supplémentaire. On va essayer de mettre la balle à l'intérieur pour Bucarest, jeu dos au panier. Il me semble que c'est 3 secondes de jeu à l'intérieur qui sont sifflées de la part de l'arbitre. Australie qui a toujours un petit point d'avance. Rencontre indécise entre ces deux formations. Ah oui, là, si vous laissez Anna Hank comme ça seule, Whittle évidemment, elle a tout vu. Petite confusion encore défensivement. Là, ouais. on sent un petit peu d'agacement parce que c'est vrai qu'il y a sûrement des stratégies qui sont mises en place en amont. Mais on perd forcément en lucidité, encore une fois, avec un effort aussi intense. L'erreur est inévitable. Puis le basket, hein, que ce soit en 5-5 ou en 3-3 reste un jeu d'erreur. C'est à l'équipe qui en fera le moins. Et le retour en jeu de notre française pour l'équipe de Bucarest. Alors, sans être chauvin, elle est quand même indispensable à l'équipe. Maud. Oh, bien joué. Martina Petrenete qui égalise à 13 partout. Par son activité, sa proposition. Alors là, évidemment, c'est plus compliqué. La différence de taille. Malheureusement. On a perdu ses lunettes, Hortense Limousin. Tenter le petit cross devant, mais malheureusement le ballon lui a échappé. Et ça fait partie aussi de ses qualités, hein, cette capacité à dribbler vite, fort. Elle ne se pose pas au contact, c'est bien défendu. Et malheureusement, elle va quand même être sanctionnée. Elle est sanctionnée, oui. Un petit peu dans l'incompréhension. Sincèrement, je pense pas qu'elle aurait pu mieux défendre cette situation. Mais elle doit sûrement rentrer trop dans le cylindre de la joueuse australienne au moment du tir. Et donc, les Rapids de Bucarest qui sont passés à cette faute, donc on le rappelle, il y aura à chaque fois des lancers francs pour les Australiennes.
Le premier raté et le deuxième également. Sans conséquence donc pour l'équipe roumaine. Encore un shoot longue distance pour Petrelete. Il y aura une faute de l'Espagnol, Noah Gervasini. C'était exactement le même système que précédemment, justement, où on essaye de retrouver la Lituanienne sur sa force principale, à savoir le tir à 2 points. Attention aux fautes. Tout à l'heure, il n'y avait pas eu de conséquences. Cette fois-ci, Anna Honk marque se lancer. Et dans la l'avance pour l'Australie. Dans la mesure où Bucarest passe à 10 fautes, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus dommageable parce qu'on le rappelle, ça sera 2 lancers francs et la possession. Et à ce stade du jeu, avec un match aussi serré et aussi proche de la fin, ça pourrait être compliqué pour l'équipe roumaine. On va entrer dans les 2 dernières minutes. 2 points d'avance pour l'Australie. Oh, la belle passe d'Hortense Limousin. Et Bucarest qui obtient la faute. Martina Petrelete sur la ligne des lancers. C'était la 6e faute australienne. Il n'y a donc qu'un lancé. Et il rentre avec un peu de réussite. Bucarest qui revient à une longueur. Moins de 2 minutes. Du suspense dans cette rencontre. Qui de l'Australie ou de Bucarest s'imposera dans ce match. Bien joué, belle passe. Et la conclusion d'Anna Honk. La récupération, la sanction. Attention, ça fait +3 pour l'Australie. Le Rapid Bucarest en danger. Et ce ballon qui n'entre pas, heureusement. Gervasini prend le rebond. Oh, c'est beau ça. Bien joué. Ça, c'était important. Un rebond, un panier et une interception à suivre. Et là, ce serait jackpot avec ce 2 points de Gervasini. Et regardez, en 20 secondes, le Rapide qui était mené de 3 points et qui revient à égalité. Tout est relancé, 17 partout. C'est la beauté vraiment de ce sport, hein, justement, cette incertitude jusqu'à la fin. Et encore une récupération. Non, le temps de jeu est arrêté, il me semble que... Il y a une confusion. Oui, il y a une discussion. Alors les arbitres n'avaient pas sifflé, hein. C'est le buzzer qui avait retenti, mais c'était la fin de possession australienne, me semble-t-il. Donc on discute entre les arbitres. Et la table de marque. La décision. C'est important, hein. Il est très important à ce stade. Les explications des arbitres. Et donc qui rappellent les joueuses à l'ordre parce qu'elles leur signifient qu'elles n'ont pas arrêté le jeu. Et donc, Ce sera donc une faute technique. En effet, parce qu'elles ont fait des changements sans notifier la table. Et ça oui, permet... elles ont changé alors que le jeu était encore en cours. Exactement, mais je pense qu'il y a eu une confusion et un manque de communication entre le corps arbitral et les joueuses. Et c'est plus une incompréhension qui a amené cette situation que... C'est dur, hein, parce que ça fait un lancer, ça fait un point de plus pour Bucarest. C'est dur pour les Australiennes, ce coup-là. On est plutôt content pour notre française. Bien sûr. Faute technique suivie d'un lancer, hein, c'est la règle. Au basket 3-3, la réussite d'Emma Clark qui égalise 19 partout. Vous avez vu ce ballon qui finalement est rentré. Et l'interception australienne. Il y aura un entre-deux entre les joueuses. On s'est battu là du côté de Michenko pour récupérer ce ballon. Et c'était dans les mains de Marina Whittle. Et on a revu ce panier, cette réussite. 44 secondes, 19 partout entre Bucarest et l'Australie. Avec deux équipes avec plus de 7 fautes d'équipe, donc ce qui fait que chaque faute sera sanctionnée de lancer franc. Donc c'est un moment donné où justement il va falloir être lucide sur les choix à faire, notamment potentiellement sur l'agressivité à apporter vers le panier. Alors on est pour notre française, on disait Hortense Limousin, pour qu'elle reste dans la compétition.
Mais évidemment, ça ferait les affaires de Paris que Bucarest s'incline, puisque Paris serait qualifié. Et Hortense qui va s'offrir un panier. Le 20e point. Attention, c'est une balle de match sur chaque lancé. L'Australie peut marquer à 2 points. Cette tentative. Oh, ici, la victoire de l'Australie et la déception évidemment pour le Rapid Bucarest. Le panier d'Emma Clark à longue distance qui crucifie le Rapid Bucarest qui s'incline 21-20. La deuxième défaite de l'équipe roumaine qui élimine la formation dès la phase de poule après cette deuxième défaite. La première contre Paris et celle-ci cruelle sur ce dernier shoot australien. 21-20 et donc eh bien l'Australie qui se qualifiera aux côtés de Paris dans cette poule. Mais on suivra avec attention néanmoins leur confrontation vers 23h05, le match de l'Australie face à Paris, région Île-de-France, et on l'imagine une grosse déception du côté de Rapid Bucarest et d'Hortense Limousin qu'on va retrouver à vos côtés, Maud. Hortense, félicitations pour ton match. On t'a vu très leader encore une fois sur cette confrontation face aux Australiennes. Une fin de match très cruelle. Qu'est-ce qui a manqué par rapport à ces Australiennes qui ont su être décisives sur la fin? Là, le match s'est fini il y a moins d'1 minute, donc je sais pas trop. 2 erreurs à la fin qui nous coûtent de 2 points, je pense que c'est tout. On te souhaite tout le meilleur pour la suite de la compétition. On va continuer à te suivre. Merci beaucoup à Hortense Limousin de nous dire un petit mot après cette défaite cruelle sur ce dernier panier d'Emma Clark décisif. Ce panier pour l'équipe d'Australie. Cette victoire 21-20, vous le revoyez, la joie de Marena Whittle et la déception d'Hortense Limousin après ce panier cruel. C'est ça le basket 3-3. Elle venait de donner l'avantage à son équipe. Et malheureusement pour elle et pour son équipe, ce shoot décisif d'Emma Clark qui offre la victoire à l'Australie. 21-20 et donc Bucarest qui sort de la compétition avec 2 défaites. 19-15 contre l'équipe française de Paris et 21-20 contre l'Australie. Oui, on a senti beaucoup de déception de la part de notre Française. C'est vrai que c'est jamais évident de perdre et de faire face à des scénarios comme ça, mais on connaît sa résilience, sa capacité à aller de l'avant. Il y a beaucoup de tournois cet été et c'est sûrement des situations desquelles elles vont apprendre et essayer de tirer les meilleures conclusions possibles. Et les Australiennes qui sont imposées le week-end dernier et qui poursuivent sur leur lancée avec cette victoire sur ce shoot à 2 points d'Emma Clark. On retrouve le Canada qu'on vous a déjà présenté, ce roster avec Cassandra Brown, avec Paige Crozon, avec Catherine Plouffe et avec Mérissa Russell. Les Canadiennes qui sont imposées largement contre la Hongrie 21-6 lors de ce premier match de cette poule. Les Canadiennes qui vont retrouver face à elles la formation chinoise de Beijing. Donc les Chinoises qui font leur entrée en matière face aux Canadiennes. On le disait tout à l'heure, Freddy, elles nous ont impressionnés par leur justesse offensive notamment. Donc ça va être un duel intéressant. Dans cette équipe Feng Yisen, Lily Wang. Lily Wang qui est présente donc dans les tribunes. Et il y a eu une erreur de la part des rosters, mais une joueuse leader de cette formation chinoise. Et des homonymes. C'est Xuemeng Wang qui joue et non Lily Wang que vous aviez dit, vous aviez vu en tribune et que vous aviez annoncé. Et donc c'est l'occasion pour moi de retrouver une ancienne coéquipière, un numéro 2 de Beijing, Lai Lai, avec qui j'ai pu jouer en équipe commerciale il y a de ça 3 ans et qui maintenant représente la formation nationale. « 14e équipe au classement mondial, cette formation de Beijing. Elle a terminé 3e à Shanghai, 5e à Amsterdam, 8e à Orléans, 11e à Vienne et à Chengdu. L'équipe qui a beaucoup joué
depuis le début de saison sur le circuit Women's Series. Et Zhang, la numéro 10 de Beijing, justement, qui est très réputée pour être solide dans la raquette. On va avoir sûrement un duel intéressant face à une Dessert-Plouffe qui va avoir du travail pour la retenir. Et à noter que le sélectionneur et le nouvel entraîneur de la sélection chinoise, c'est le sélectionneur allemand qui est donc champion olympique et qui s'est mis en lumière avec les sélectionneurs chinois. Et c'est parti pour cette rencontre. On va découvrir cette équipe chinoise. Premier tir à 2 points manqués, mais un rebond offensif derrière. Ils sont roster donc réajustés. Sun, Wang, Zhang et Zhang. Et la passe là qui est interceptée par Plouffe. Pourtant une coupe intéressante de la part de la numéro 2 chinoise qui récupère le ballon. Allez, un shoot ouvert pour ouvrir le score. Non, c'est raté. Rebond. Paige Crozon. Encore avec Catherine Plouffe. On retrouve les deux joueuses. Et encore une passe. Et le panier pour Catherine Plouffe. Ce duo qui fait mal à toutes les équipes qui les affrontent. Crozon, Plouffe, ça fait plusieurs années maintenant qu'elles jouent ensemble. Et on sent justement une réelle alchimie entre elles. Quelle est la plus grande joueuse qui va récupérer le ballon? Je pense qu'on va faire appel à un second Personne. ballon. Personne ne veut se sacrifier. Allez, on va solliciter un deuxième ballon pour décrocher le premier ballon. Encore faut-il y parvenir. Voilà, c'est fait. Merci Cassandra Brown. Et c'est elle qui effectue la remise en jeu avec Catherine Plouffe. Pour Paige Crozon, Catherine Plouffe, longue distance. Un peu court. Situation intéressante encore une fois où elles ont dû lire ce que proposait la défense. Et une belle défense de la part de Crozon qui fait parler aussi son envergure et sa capacité à contrer les joueuses qui tentent de venir marquer des paniers dans la raquette. On revoit ce contre au ralenti, le contre de Paige Crozon. Très bien joué ce changement de rythme là. Malheureusement elle en met un petit peu trop sur la planche. Allez, 4 secondes pour shooter. Bon rebond de Cassandra Brown. Allez, Catherine Plouffe. Et Wang qui la laisse passer au dernier moment. On sent quand même des Chinoises qui répondent à l'enjeu physique des Canadiennes. La faute de Catherine Plouffe. L'équipe chinoise qui était venue préparer les Jeux Olympiques. Ça ressort malheureusement du côté du Krebs de Poitiers. À 2 secondes pour Paige Crozon. C'est trop court. Et le ballon qui sera rendu aux Chinoises. Pour l'instant, on est sur un score de 2-0 pour les Canadiennes. Canadiennes qui nous avaient habitués à mieux sur le premier match offensivement. Mais cela s'explique aussi par l'agressivité défensive des Chinoises qui est un peu plus élevée que leur adversaire précédent. Encore en échec là sur ce petit lay-up malheureusement. Et du coup. Ce rebond long qui permet à Plouffe de le récupérer et d'offrir une nette possession. Et Brown qui vient conclure sous le panier. 3-0. Toujours pas de points marqués par l'équipe chinoise. Après 2 minutes 30 de jeu. Brown qui démontre aussi des fondamentaux intéressants sous le panier avec un travail d'appui digne d'une bonne joueuse de 5-5. Et encore une bonne défense de la part de l'équipe du Canada.
Les Chinoises qui ne trouvent pas de solution pour l'instant. Bien joué. Contrairement aux Canadiennes qui s'offrent quand même plus d'opportunités, mais... Ouais, elles sont pas toutes converties. Mais elles ont les solutions. Et là, on va essayer de... Ah, bien joué. Oh, c'est encore raté. Et un nouveau rebond en faveur du Canada. Cassandra Brown et Catherine Plouffe, impeccable. Le duo qui fonctionne à merveille sur cette action, le 4e point des Canadiennes. On le voit, un Plouffe qui n'est pas naïve sur ses feintes de tir de la part de la numéro 9 chinoise qui reste bien sur ses appuis et qui est capable de défendre ce départ en dribble pourtant puissant. Le 5e point des Canadiennes. Le Canada qui n'a pas passé beaucoup de temps sur le terrain lors du premier match. Et qui fait la course en tête dans ce deuxième. Et toujours pas de points pour l'équipe de Beijing. Ça doit être difficile, Maud. Ça peut être difficile. Vous réussissez pas à trouver la faille. Un peu de maladresse sur le panier précédent. Oui, mentalement, il y a peut-être quelque chose de bloqué. Ce qui va être important, c'est d'essayer de se retrouver sur des basiques, sur des fondamentaux qu'elles maîtrisent. Malheureusement, pour l'instant, même sur des mismatchs, elles ont du mal à trouver la cible. Mais on le sait, encore une fois, le 3-3 reste une discipline où il faut rester concentré du début à la fin parce que tous les scénarios peuvent arriver. Et on a aperçu dans les tribunes, je ne sais pas si vous l'avez vu, Michel Plouffe. En effet, à côté du préparateur physique canadien. En rouge, regardez là-haut. Juste à gauche de Russell. Allez, équipe chinoise, toujours pas en réussite. Mais qui va réussir à conserver ce ballon, cette possession. Oula. Elle a tenté la no-look pass et malheureusement, il me semble qu'il n'y a pas eu de communication suffisante en amont entre les deux coéquipières. Oui, Zhang qui ne s'y attendait pas. Et la balle revient aux Canadiennes. Avec Paige Crozon à longue distance. Encore un peu court. Ballon qui rebondit sur l'arceau. La même du côté des Chinoises. Crozon qui décide de jouer sur un contre 1 et bravo. qui vient marquer sur la numéro 10 chinoise. Ouais, elle s'écarte de Zhang. Un peu plus grande. Et encore bien lu, ça c'est Mérissa Russell qui prend la balle. Et Crozon qui tente avec le contact, qui reprend son rebond et remonte. Et inscrit le 7e point du Canada, 7-0. Après 4 minutes 40. Le voilà, le premier panier. Il est signé Wang. Beijing qui ouvre son compteur. Et Russell qui tente à 2 points. Il aurait fait mal ce panier s'il était rentré. Pourquoi personne ne va dessus là? Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue. Il y a des moments. Oui, je crois, oui. Et là on le voit, la numéro 2, Lailai qui réclame la faute pour arrêter le jeu. On sent de la fatigue. C'est vrai que rentrer en compétition face aux Canadiennes, c'est pas forcément la chose la plus simple, tant sur la dimension athlétique que tactique. Elles ont beaucoup de ballons, les Canadiennes. Elle est sanctionnée cette fois-ci, Catherine Plouffe. La balle pour les Chinoises. Un petit score quand même, Maud. 7-1 après 5 minutes 30. Et encore un ballon récupéré par les Canadiennes. Et on sent un manque de justesse vraiment de la part des Chinoises sur leur partition offensive malheureusement. Et Crozon qui vient encore appuyer un petit peu plus sur la tête des Chinoises malheureusement. Allez, Sun qui prend son rebond et qui sert Wang.
Ah ça y est, ça rentre. Allez, de quoi relancer peut-être l'équipe de Beijing. Et Wang qui est l'autrice des 3 seuls points de la Chine. Mais pour ça, il va falloir défendre. Oh, parce que la Paige Crozon, elle passe tranquille. Elle inscrit le 9e point. Allez, un shoot ouvert. Ça rentre pour Zhang. Le jeu peut être relancé. Faute et temps mort. Le Canada qui mène 9-5. Mais voilà, l'équipe de Beijing qui a réglé la mire, qui vient de trouver 2 beaux shoots et qui revient dans la partie. 4 points d'écart. Allez, on va revoir ce panier de Paige Crozon. Et ces 2 shoots longue distance qui relancent l'équipe de Beijing. Je vous rappelle qu'après, on suivra l'entrée en liste de l'équipe de France. Après cette rencontre entre le Canada et Beijing. Cassandra Brown a inscrit un point supplémentaire pour le Canada, 10-5. Encore une fois, une passe manquée de la part des Chinoises. On sent surtout un manque d'automatisme. Et ce qui peut s'expliquer aussi par le changement des rosters qui est très récurrent au niveau de cette nation, en fait, où à chaque tournoi, elle change un petit peu de composition d'équipe. Donc c'est pas forcément simple de créer des habitudes dans ces conditions-là, ou en tout cas, ça demande un peu plus de temps. Shoot de fin de possession raté. Et nouvelle remise en jeu pour le Canada. À sa main pour l'instant dans ce tournoi. Allez, Paige Crozon qui attaque le cercle encore une fois et qui ajoute un point. Et Wang qui vient tenter un tir encore très compliqué de par la défense encore très agressive des Canadiennes et notamment de la part de Brown, qui a un profil très intéressant, une joueuse aussi très grande, plus d'1m85 avec beaucoup d'envergure, capable de tirer de loin, de driver et de défendre avec beaucoup d'intensité sur tous les profils. Le seul qui vient provoquer la faute là, qui se fait pousser dans le dos justement, l'arbitre qui était bien placé derrière, a bien lu la situation et ça va lui permettre d'avoir un lancer franc. Lancé converti par Merissa Russell. 7 points d'avance pour le Canada. 12-5. Et le 6e point pour les Chinoises. Signé Wang. Paige Crozon à longue distance. On rappelle, elle est capable vraiment de mettre ses tirs. Celui-ci passe pas très loin. Elle vient faire la faute encore une fois, une faute intelligente par rapport au fait que la numéro 10 chinoise Zhang avait vraiment l'avantage physique par rapport à elle sous le panier. Donc elle a préféré stopper l'attaque. Cassandra Brown qui avait bien lu cette passe. Permet au Canada de récupérer la possession. Catherine Plouffe, c'est court, oui. C'est très court. Elle avait Zhang derrière elle. Alexandra, on demandait par l'équipe de Beijing et le Canada qui domine les débats pour le moment. 2 minutes 08. Large avantage pour l'instant pour le Canada, assez tranquille dans cette rencontre, 12-6. Canadienne qui avait concédé que 6 points face à la Hongrie. L'équipe pour l'instant n'en ont encaissé que 6 face à cette formation de Beijing. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. On les voit vraiment très dominantes sur tous les aspects du jeu.
Mais on sent encore une fois leur capacité et leur envie de rester concentrés jusqu'à la fin du match, de bien jouer justement, de développer leur jeu comme elles l'entendent. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure justement, Freddy, avec la volonté d'imposer leur jeu plutôt que de s'adapter à leur adversaire. Beaucoup de sérieux, on le sent, d'application. Et à chaque fois, mais voilà, cette défense qui impose aux Chinoises un tir difficile en fin de possession. Ouais, c'est difficile sous le cercle pour les Chinoises. Question de rythme aussi peut-être pour les Chinoises. On a l'impression vraiment qu'elles sont à court de souffle. Complètement, il y a cette nécessité de devoir s'adapter aussi selon de leur provenance. Il me semble qu'elles sont arrivées à Poitiers en début de semaine, après un périple de 12 heures en arrivant d'Amsterdam en bus. Donc c'est pas forcément c'est pas des conditions idéales pour préparer une rencontre. Et un tournoi comme celui-ci. Zhang qui réclame la balle après ce duel sous le panier. C'est bien le Canada qui aura la possession. Avec Mérissa Russell. Pour Catherine Plouffe. Ouais, belle passe pour Paige Crozon. Paige Crozon 10 points lors du premier match. Elle a un beau total aussi sur ce match-là. On devrait la retrouver en tête du classement de la meilleure marqueuse ce soir. C'est une arme offensive indéniable pour les Canadiennes, on le sait. Paige Crozon à la fois à 2 points, à la fois dans sa lecture pour terminer au panier. Et Catherine Plouffe qui vient terminer et conclure avec un panier dans la raquette. Allez, le 15e point du Canada, 15-6. Celle qui a eu la volonté justement de tenir le contact face à la chinoise Lailai Zhang. C'est Zhang qui va remporter la faute sur ce duel. La 4e pour le Canada. 4 également du côté de Beijing. Oh, avec la planche. Belle réussite là pour la numéro 9 chinoise. Oui. Sun qui éclaire cette rencontre avec ce panier longue distance. La belle passe cette fois-ci de Paige Crozon pour Cassandra Brown. Le 16e point du Canada, 40 secondes à jouer. Et le Canada qui va s'imposer pour la 2e fois dans ce tournoi Women's Series de Poitiers. Zhang qui réduit l'écart. Le 1 contre 1, Catherine Plouffe qui se retourne, impeccable. 17e point. Et encore un shoot longue distance pour les Chinoises. Il est signé Wang. Et la faute de Wang Lai. Zhang cette fois. Ça offre un lancer à Cassandra Brown. Elle avait gagné Women's Series de Bordeaux l'an dernier, Cassandra Brown, avec cette équipe du Canada, ainsi que la finale à Shanghai. Toujours une grosse formation. Le Canada qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Victoire du Canada face à Beijing. 18-11 après son succès face à la Hongrie. Le Canada confirme face à la formation chinoise 2 succès en 2 matchs pour le Canada. 21-6 contre la Hongrie, 18-11 face à Beijing. Le Canada qualifié, donc la Hongrie et Beijing
qui se disputeront le deuxième ticket qualificatif. Allez, on va retrouver Catherine Plouffe avec vous, Maud. Bonsoir Catherine, félicitations pour cette entrée en matière. 2 gros matchs. Comment on aborde la suite du tournoi? On est très content d'être là, même si c'est 40 degrés. Mais on est heureuse d'être ici pour jouer ensemble. Et c'était notre but de commencer très fort. Donc voilà, on verra demain. Ok, félicitations et bonne chance pour demain. Salut. Merci à Catherine Plouffe, porte-parole de la 28e édition des Rendez-vous de la francophonie au Canada et qui nous répond donc en français. Merci Maud pour cette interview de la 10e joueuse mondiale, Catherine Plouffe. Double championne de France de basket à 5, je le disais tout à l'heure, avec Bourges et Basketland. Elle qui s'est imposée à Poitiers en 2023. Et donc son équipe du Canada qui poursuit son parcours dans ce Women's Series de Poitiers. Allez, on va accueillir bientôt l'équipe de France pour son entrée en lice dans cette compétition. L'équipe de France qui va affronter la formation de Neftchi Soka que l'on retrouve à l'image. On les a déjà découvertes, ces joueuses, tout à l'heure lors de leur défaite contre Ottawa avec Aoi Katsura qui ne court pas non plus pour rentrer sur le terrain. Vous avez vu Maud? Oui, on peut vraiment noter probablement un problème physique de sa part, mais on le sait, Neftchi va devoir rentrer dans cette rencontre avec beaucoup de détermination parce qu'elles n'ont plus le choix de l'emporter, et la France va vouloir aussi évidemment faire bonne impression à domicile devant un public français. Donc ça va être une rencontre très intéressante à observer. Aux côtés d'Aoi Katsura, Arika Carter, Dina Ulianova et Nevena Vukovic. Allez, on attend les applaudissements du public de Poitiers pour l'équipe de France. Le numéro 13, Marie-Michel Milapi. À ses côtés, la numéro 1 mondiale entre 2019 et 2021, championne du monde et MVP de la compétition en 2022, Laetitia Guapo. La Rochelaise Marie Manet fait partie de l'effectif 36e mondiale, championne d'Europe 2022, médaillée d'argent aux Jeux Européens 2023 où elle était porte-drapeau. Et complète le roster avec son numéro 5, c'est Marie-Ève Pagé. Championne du monde 2022, deuxième en 2023, troisième en 2018 et 2019. Championne d'Europe 2018 et 2019, troisième en 2021. Championne universitaire en 2014. Quel palmarès pour Marie-Ève Pagé. 12 victoires en Women's Series, dont la finale 2024 à Hangzhou. Elle était là en 2021 à Poitiers, elle s'était imposée aux côtés de Laetitia Guapo. L'équipe de France s'est fait attendre. La dernière à entrer en compétition. En effet, c'est pas forcément simple. En revanche, c'est vrai que les conditions climatiques sont un peu plus agréables pour entrer en compétition. Et on a hâte de les voir jouer, de les voir performer. Catherine Plouffe qui vous a parlé de la chaleur d'ailleurs tout à l'heure en répondant à votre question. Allez, l'équipe de France, 8e de la Coupe du Monde, battue, je le disais, par les États-Unis 18-16. Deuxième à Orléans. Derrière qui? Neftchi Soka. À Orléans, il me semble que c'était ça. Exactement. Et c'est la confrontation du soir. C'est l'heure de la revanche. Maud. Pour cette équipe de France qui entre en compétition à Poitiers. Allez, il va falloir que le public donne de la voix. Et Carter qui commence par un airball à 2 points. On a des joueuses aussi françaises qui sont capables d'artiller de très loin, à l'image d'une Marie Manet qui a fait preuve, et qui fait preuve d'ailleurs d'énormément d'adresse depuis le début de cet été. Ah, c'était le parfait exemple. C'est dommage, ce ballon qui ressort.
Et on a une pensée Maud pour Myriam Djekoundadé qui aurait dû faire partie de cet effectif qui malheureusement s'est blessé. En effet, tendon d'Achille. on lui envoie tout notre soutien et c'est jamais une période simple en tant que sportive de haut niveau, mais je reste persuadée que c'est une fille qui a les ressources nécessaires pour faire face à cette épreuve. On l'espère et on lui souhaite beaucoup de courage, effectivement. Voilà Marie Manet qui répond à Nevena Vukovic et qui permet à la France, grâce à ce tir à 2 points, de passer en tête. 2-1 pour les Bleus. Et qui rentre bien dans sa compétition avec ce deuxième tir réussi. Laetitia Guapo là qui met énormément d'agressivité, beaucoup d'activité des bras, mais qui va se faire sanctionner par l'arbitre. Elle est bien entrée dans ce tournoi. Bonne défense de la part de Laetitia Guapo. Je le répète, hein, c'est vrai que l'ADN de l'équipe de France, c'est d'être agressive. Oh, Laetitia Guapo, 2 points de plus. Belle réussite là, de loin. Ouais, belle défense et belle attaque. La réponse d'Arika Carter. Oh, il y a une faute là sur Marie-Michèle Milapi, mais visiblement non. Sanctionnée par les arbitres en tout cas. Une faute assez violente. A priori, elle le prend avec le sourire. Hein. C'est une de ses caractéristiques aussi. Hein. Marie-Michèle Milapi, capable de garder son sang-froid dans des situations qui ne s'y prêtent pas fortement. Elle a une victoire en Women's Series, Marie-Michèle Milapi, en 2023. Et voilà un shoot en fin de possession difficile. C'est bien défendu de la part des tricolores. On voit le retour de Marie Manet qui a inscrit son premier panier à 2 points. Et Marie-Michèle Milapi, c'est un peu court. Rebond peut-être. Oui, elle va se battre pour récupérer ce ballon avec Laetitia Guapo. Ah, c'est dommage. Et la récupération encore une fois pour les Bleus. Les Françaises agressives. La passe pour Marie Manet, ouais, bien contrée par Arika Carter. C'était une belle défense, elle avait anticipé le fait qu'elle allait tirer. Ouais, bien défendu de la part de Laetitia Guapo. Marie Manet qui décide de ressortir le ballon, elles vont jouer long, essayer de construire quelque chose offensivement et Marie Manet qui va tenter. Ouvert. Oh, ça rentre encore une fois pour Marie Manet. Bien joué. Vous avez bien expliqué cette action, Maud. Oui, c'est très bien joué. Elles ont vraiment essayé de la construire pour isoler Marie avec un écran justement de la part de Laetitia Guapo. Et pour l'instant, le succès de Marie Manet est à 45 degrés côté gauche du panier. Donc il faut continuer de la servir à ce niveau-là. Même si évidemment, c'est une joueuse qui est capable de tirer de tous les angles. Elle l'a démontré à maintes reprises. Attention défensivement dans le secteur intérieur en revanche. Pas permettre à l'équipe de Neftchi d'approcher du cercle. Elles sont dangereuses à chaque fois qu'elles parviennent à prendre l'avantage. Laetitia Guapo. On a l'impression qu'elle s'est un petit peu fait accrocher la main, mais ça n'a pas été sanctionné. Donc ce sera une possession aux Françaises avec 3 secondes. 3 secondes seulement. Donc on décide de donner la balle à Laetitia Guapo qui va potentiellement essayer de jouer un duel. Ah non, elles vont tenter un tir pour Marie Manet. Oh, ça rentre encore une fois Marie Manet en fin de possession. Vous comptez comme ça, Maud, quand il reste 3 secondes? Vous avez un shoot à faire comme Marie Manet, alors que Carter ajoute un point pour Neftchi. Est-ce qu'on compte les 3 secondes dans la tête à partir du moment où on a reçu la balle ou pas? Je pense que honnêtement, il y a un enchaînement qui est prévu. Il y a des phases de jeu aussi qui sont prévues pour ces situations où il y a peu de temps. Ouais. Et au final, tout se goupille plutôt bien parce qu'avec 3 secondes, même si ça peut paraître court pour les personnes qui ne font pas forcément du 3-3, pour Marie Manet, c'est largement suffisant pour être capable de prendre le temps d'armer un très bon tir comme elle a pu le faire. Elle connaît le rythme en fait. Exactement. Allez, en plusieurs fois, mais c'est validé pour Marie-Michèle Milapi après cette belle passe de Marie-Ève Pagé. Le 10e point de l'équipe de France, 10-4. Et si l'équipe de France s'impose face à Neftchi Sokar, je vous rappelle qu'en raison de la défaite de l'équipe d'Azerbaïdjan lors du premier match, la France sera qualifiée. Pour l'instant, la France compte 6 points sur les 10
grâce à leur panier extérieur. Donc encore une fois, une adresse qui est importante pour elle ce soir. Ça va être important de continuer à sanctionner tout en trouvant toujours l'alternance, notamment grâce à Marie-Michèle Milapi. On l'a vu qui s'est mise en lumière en prenant son rebond offensif et en étant capable de remonter notamment sur une joueuse comme Carter, beaucoup plus petite qu'elle. Et ça sera une possession pour Nefti qui a 6 points de retard sur nos Françaises. On essaye encore une fois de retrouver Carter justement sur ces situations de pic. Elle prend le tir. Alors on a un petit peu oublié. Et là on entend Marie-Michèle Milapi qui tente d'appeler la balle. Elle a vu l'avantage qu'elle allait avoir sur Carter. Et Carter qui intelligemment fait la faute plus tôt justement encore une fois parce qu'elle sait qu'elle est battue. Elle a toujours les mêmes fautes. Rapide pour éviter un panier assez facile pour l'équipe adverse qui fait de la différence de taille. Allez, il est ouvert ce shoot de Laetitia Guapo, pas de réussite, rebond pour Carter, possession pour Nefti. Julianova, longue distance, c'est raté, c'était pas droit. Le rebond pour les Françaises, oh la passe aveugle, et là nouvelle passe de Marie-Michèle Milapi, magnifique l'interception de Marie Manet, le shoot à longue distance c'est raté. La belle passe au départ de Laetitia Guapo, passe aveugle. Marie Manet qui s'est excusée de ce tir pris un peu rapidement, mais honnêtement elle avait l'occasion, ouais. Elle avait l'occasion, elle était en rythme. Je pense que c'est quand même des choix qui sont judicieux, surtout quand on a autant de réussite qu'elle. Laetitia Guapo qui s'est tentée à attraper le ballon. Il est haut. Il est à plus de 3 mètres. Oui, et puis la France a l'avantage quand même au score. Donc pourquoi ne pas tenter ce shoot? L'avantage au score, et elles sont aussi pour l'instant dominantes, il me semble, au rebond. Encore une fois, le fait que l'équipe d'Azerbaïdjan ne joue quasiment qu'à 3 joueuses peut rendre la tâche plus facile aux Françaises. Oui, parce que là, elles sont quasiment que 2 sur le terrain. Hein. Katsoura qui... Quand Katsoura est là, elle ne bouge pas. Hein. Je vais tenter quand même d'aller à la pêche aux informations pour essayer de comprendre quelle était la stratégie en alignant Katsoura et non pas une autre joueuse qui aurait pu être disponible peut-être. Allez, possession pour l'équipe de France avec Laetitia Guapo. Pour Marie Manet, bien joué. C'est dommage. Donc situation de backdoor, encore on passe par la porte de derrière qui est très intéressante. Et c'est un jeu qui est très valorisé hein, chez les Françaises, hein, une volonté de la part du staff de proposer beaucoup de mouvements, de proposer également ces coupes qu'on peut appeler les coupes gratuites, la passe gratuite également, qui n'est pas forcément tout le temps valorisée en termes de statistiques, mais qui va justement attirer un petit peu la défense et permettre à une autre joueuse de s'offrir un panier. Arika Carter. C'est raté. Vukovic qui demandait la faute, qu'il n'a pas obtenue. Maria Manet qui va attaquer le cercle avec la planche, ça rentre. On réclame la faute également. Et là, regardez cette interception. La passe pour Laetitia Guapo. Marie-Ève Paget toute seule. Elle lui donne. Magnifique. Oh, et la sanction signée Marie-Ève Paget. Et 10 points d'avance pour la France, 15-5. Elles sont vraiment dominantes sur ce match. Elles sont très sérieuses aussi, on les sent vraiment impliquées à la fois sur le côté offensif et défensif. Très plaisant à regarder. Oui, des récupérations de balles, des propositions, de la vitesse. Et un vrai fond de jeu, on le sent. Allez, Carter avec Marie-Ève Paget. Le switch et la récupération de balles pour les Françaises. Bien joué. Le duo Marie-Michèle Milapi, Marie-Ève Paget qui a bien défendu. Et l'occasion peut-être de remporter ce match avant la fin des 10 minutes. Honnêtement, je pense que c'est parti pour. Comme le Canada tout à l'heure. Surtout en vue de l'adresse dont les Françaises font preuve. Les Bleus qui conservent la possession. Avec Marie Manet. Ouais, c'est bien défendu. De la part de Vukovic.
Il va rester 4,5 secondes. Je serais pas étonné que... On va revoir Laetitia Guapo qui joue sur son adversaire pour conserver la possession. C'est court, ce shoot qui touche pas le cercle. La balle sera redonnée à l'équipe de Neftchi. Il me semble que Marie-Ève Paget pense que le ballon a touché Marceau. En revanche, c'est pas le cas, donc ça sera une balle à Neftchi. Et c'est bien défendu encore une fois. L'équipe de France qui joue très bien pour l'instant. Très bien joué cette coupe de Laetitia Guapo. Ah oui. Marie-Michèle Milapi qui retrouve Laetitia Guapo. Et Laetitia Guapo qui a cette faculté à proposer des coupes justement avec beaucoup de profondeur, et c'est ce qui est très intéressant aussi dans son jeu, parce que justement elle va vraiment loin dans sa volonté de courir sous le cercle, et ça permet justement au porteur de ballon d'avoir la possibilité de lui faire la passe plus ou moins tardivement et de trouver un panier quasiment sans avoir à poser un dribble. Allez, Marie-Ève Paget, c'est raté. C'est des tirs qui a une maîtrise en rythme, mais bon, c'est normal aussi que ça arrive que des fois ça passe à côté. Ça reste un bon tir. Le retour de Marie Manet. 16-5 pour la France, 4 minutes à jouer. Allez, la bonne passe pour Carter. Pas en réussite sur ce coup-là. Allez, Marie, elle va shooter, mais oui, c'est sûr. C'est raté. C'est pas loin. Ouais, la bonne récupération. Marie-Ève Paget, Marie-Michèle Milapi. C'était pas simple. Elle a tenté le fade away, encore une fois, ce mouvement où on s'éloigne un petit peu du panier. On va prendre un rebond, et je pense que Marie Manet va souffler. Ah non, elle va le laisser sortir justement pour couper un petit peu le jeu et souffler. Et souffler, oui. Il y aura un temps mort supplémentaire. L'équipe de France qui maîtrise son sujet pour l'instant. 16-5 face à Neftchi. Et on pourrait assister à une deuxième surprise. Après l'élimination de Bucarest, la sortie de Neftchi Sokar dès cette phase de poule. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire des pronostics avant des tournois 3-3 en vue de tous les aléas qui sont possibles. Et là, en l'occurrence, on ne s'attendait pas forcément à voir une équipe de Neftchi jouer seulement à 3 joueuses. Bien sûr. Et c'est ce qui fait, encore une fois, la beauté de ce sport. Là, ça joue en notre faveur, donc tant mieux. Même si on a sûrement un devoir d'impartialité, forcément, on supporte nos Françaises. Évidemment. Après, c'est une poule très relevée. Hein. On vous l'a dit, hein, Neftchi, Ottawa, équipe de France. Il en faut forcément une qui sort, donc voilà, à laquelle pour l'instant c'est Neftchi qui a perdu contre Ottawa 17-13 et qui est mené 17-5 face à l'équipe de France. Carter qui ajoute le 6e point. Et donc là il va y avoir un avertissement parce qu'on le rappelle, l'équipe qui est en défense n'a pas droit de défendre la sortie de balle dans le cercle justement de la raquette. Donc il y a un premier avertissement pour les filles de l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est Lina Ulianova qui a touché cette balle, alors que la balle était pour les Françaises qui venaient d'encaisser ce panier de Carter. Marie Manet à longue distance encore une fois. Super. Elle est en réussite, Marie. Elle a raison, shoot ouvert, elle tente. Et l'équipe de France qui est à 2 points d'une première victoire. Carter. Allez, regardez comme c'est dur avec cette défense française. C'est dur, et c'est vrai que c'est intéressant ce que fait l'équipe de France aussi, parce qu'il y a cette volonté de défendre fort le fait qu'elle ressorte le ballon en dribble, et ce qui laisse à l'équipe adverse seulement 6 à 8 secondes pour attaquer. Donc ça reste quand même très court pour mettre en place un système de jeu. Donc stratégie payante pour nos Françaises qui ont à la fois les qualités physiques, athlétiques pour pouvoir le faire pendant 10 minutes. Le temps mort demandé par Laetitia. Tout va bien pour les Bleus. 19-6. Est-ce que Marie Manet va prendre un nouveau shoot à longue distance pour conclure cette rencontre? C'est probablement une stratégie. Pour la balle de match en tout cas. Et la voici, Marie Manet, ça rentre. Regardez la victoire de l'équipe de France. 21-6 face à Neftchi. Et encore une fois, Marie Manet décisive
à longue distance et l'équipe de France qui du coup est qualifiée puisque la formation de NFJ a perdu ses 2 matchs. Les Françaises sont donc qualifiées, bravo, belle entrée en matière pour les Françaises, ce succès 21-6. On va aller voir Marie Manet qui va nous dire un petit mot, bien sûr, qui prend d'abord des nouvelles de la concurrente japonaise. Marie, quelle entrée en matière de l'équipe de France, victoire 21-6 face à NFJ. Vous avez tout de suite trouvé vos repères, c'était notre sentiment, est-ce que c'est le vôtre? 21-6, je pense qu'on a trouvé nos repères tout de suite. C'est une très belle équipe, c'est une équipe qui nous a battus la semaine dernière, donc on avait à cœur de les battre aujourd'hui. Malgré le fait qu'elle soit 3, que l'équipe soit un peu différente, c'est une très belle prestation de notre équipe, on a eu beaucoup d'adresses et surtout le public Poitvin nous a bien encouragés. Vous connaissez le souci de la joueuse japonaise qui effectivement fait des entrées en jeu mais ne joue pas du tout? Elle a un pépin physique, après le reste, j'en sais pas plus que vous. Bon, l'ambition de la France, évidemment, c'est de gagner ici à Poitiers. C'est votre tour, hein, l'équipe de France sur le playground de Poitiers. Grosse ambition pour les Bleus. Et puis, on n'oublie pas l'équipe de Paris qui s'est aussi qualifiée. C'est ça, on est là pour essayer de tout remporter. Donc, Paris, la France, on a un second match contre le Canada aujourd'hui. Donc, on verra ce que ça donne contre l'équipe d'Ottawa. Ce sera pas simple, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et de toute façon, on est qualifiés pour demain. Donc, quoi qu'il se passe sur le deuxième match, demain, on sera en quart de finale. L'essentiel est déjà assuré. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, vers minuit, hein. Marie, allez pas vous coucher, hein. Et puis demain, évidemment, pour la suite de la compétition. À tout à l'heure, merci Marie, et bravo à l'équipe de France qui s'est imposée face à NFJ, et donc cette équipe d'Azerbaïdjan qui était la mieux classée au classement mondial, et donc déjà éliminée de ce Women's Series de Poitiers. Autre surprise avec la sortie de Bucarest d'Hortense Limousin après ces premiers matchs de poule. On retrouvera donc l'équipe de France vers minuit pour affronter cette formation d'Ottawa. Pleine réussite pour les Canadiennes et pleine réussite pour les Françaises pour l'instant ici à Poitiers. On va suivre évidemment la fin de ces matchs de poule, le dernier tour, les dernières rencontres avec bien encore des matchs importants évidemment, des qualifications en jeu pour la journée de demain. Une petite pause du côté du terrain et puis on va eh bien s'intéresser aux prochaines affiches. En tout cas, on a de la chance d'avoir un début de tournoi en termes de niveau très prometteur. C'est vrai qu'on a, comme on l'avait prédit, de belles joueuses, de belles équipes très compétitives. Et on a hâte de voir la suite. La suite, vous le voyez, ce sera un match entre la Pologne et l'Égypte. On parlait tout à l'heure un petit peu de nos favoris et c'est vrai que le Canada nous avait impressionné par ses performances, mais l'entrée en matière des Françaises est plus qu'intéressante, très prometteuse pour demain et je suis impatiente de les voir affronter justement Ottawa, cette équipe canadienne également qui a fait une belle entrée en compétition un peu plus tôt dans la soirée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif quand on est déjà qualifié sur un match comme celui-ci qui est, vous le disiez, une belle opposition? Est-ce qu'on peut avoir des objectifs tactiques? Est-ce qu'on peut essayer de mettre en place des choses? Est-ce qu'il y a une ambition particulière en dehors de, évidemment, gagner ce match et finir premier de la poule, hein? Évidemment, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être capable de continuer à développer son jeu parce que, outre le fait de vouloir le gagner, comme vous le disiez, Freddy, évidemment, c'est important de préparer la suite demain. C'est vrai qu'on rentre demain directement avec des matchs qui sont couperés, donc à élimination directe. Donc c'est important d'accumuler suffisamment de confiance et d'être capable de développer son jeu pour pouvoir être performante dès demain sur des matchs à élimination directe. On suivra ça évidemment demain dès 19h55. Rendez-vous demain sur Noah et sur France.tv. Après, on suivre compte les quarts de finale. On compte évidemment sur l'expérience des joueuses françaises parce que c'est vrai que c'est pas toujours non plus la meilleure option de rentrer avec un match qu'on peut considérer un peu trop facile. C'est important de rester concentré et prête à faire face à plus d'adversité. Donc ce second match va être très intéressant à voir pour nos Françaises.
donc la première place qui jouera entre l'équipe de France et Ottawa dans cette poule A. Et le vainqueur de ce match affrontera l'équipe classée deuxième de la poule C. La poule C, c'est la poule d'Amsterdam, de l'Égypte et de la Pologne. Avantage pour l'instant à l'Égypte qui a remporté son premier match. Et Amsterdam qui est déjà qualifié. Donc ce sera simplement l'une de ces deux équipes. Sauf si la Pologne, qu'on va suivre dans quelques instants face à l'Égypte, parvient à inverser la situation. Après son premier match, la Pologne perdue face à Amsterdam 21-14. Ça va être compliqué évidemment pour les Polonaises. On pourrait se retrouver avec un France-Amsterdam ou un Ottawa-Amsterdam. On verra ça plus tard évidemment. Le programme donc, ce premier match entre la Pologne et l'Égypte dans une dizaine de minutes maintenant. Ensuite on suivra la rencontre entre l'Australie et les Françaises de Paris. On retrouvera les Chinoises de Beijing face à la Hongrie. Et donc la rencontre de clôture de cette soirée entre la France et Ottawa. En tout cas, on peut noter que les Françaises et aussi le staff français a réussi à tirer avantage de cette nouvelle formule, justement en ayant un roster un peu plus restreint de seulement 6 joueuses. Ça permet aussi d'aligner des équipes similaires plus souvent. Et c'est vrai que d'expérience, j'ai connu des étés où on changeait souvent d'équipe et on avait plus de mal un petit peu des fois à trouver des automatismes ensemble. Et pour l'instant, ça réussit bien en français, cette nouvelle formule, encore une fois, parce qu'elles ont l'habitude de jouer les unes avec les autres. Et au fur et à mesure de l'été, on les verra encore plus performantes. La chance n'existe pas. On suivra ça évidemment. Provoquer un petit peu ta chance et on va te laisser un dernier tir. Vous allez me dénoncer franc comme tout à l'heure. Si tu marques, tu repars avec le cadeau. Si tu loupes, c'est retour de tribune. Poitiers, on est d'accord avec ça, ça vous va? Parfait. Le Women's Series de Poitiers, compétition internationale avec une belle dotation évidemment pour l'équipe victorieuse. 14 000 $ de prix pour l'équipe qui s'impose. Et puis un titre de MVP également pour la meilleure joueuse de la compétition. On a vu Marie Manet intéressante au niveau du scoring. Paige Crozon évidemment pour le Canada. Est-ce qu'il y a d'autres joueuses qui ont retenu votre attention, Maude? On pense à ces deux parce que oui, elles ont été importantes au niveau du score. Elles ont marqué des points. Mais on a aussi vu Paige Crozon intéressante dans le jeu. Pas seulement dans le scoring. Oui, Catherine Plouffe aussi a énormément d'impact sur son équipe, mais c'est vrai que le titre de MVP est souvent desservi à la meilleure marqueuse de l'équipe gagnante du tournoi. Donc pour l'instant, si on reste avec les équipes canadiennes et notre équipe française en favori, ça pourrait être des participantes et sérieuses pour le titre de MVP, Marie Manet et Catherine Plouffe ou Paige Crozon. On fera le bilan évidemment de cette phase de poule et on vous dira tout ça demain, qui a l'avantage au niveau de ces points marqués. Est-ce que tu serais pas un petit peu basketteuse sur les ventes? Un petit peu? Ok, bon, on s'ajoute comment? 12 secondes de tir comme Ryan. Avec notamment les 10 points de Paige Crozon lors du premier match. Avant de partir, il va falloir que Poitiers fasse un petit peu de bruit. Est-ce que s'il te plaît, J'essaie de vous trouver en même temps, Maud, le score de Paige Crozon lors du deuxième match. tous ensemble, 3, 2, 1, et c'est parti. Et le premier, Pour faire les totaux, pour savoir où en est la joueuse canadienne. Et elle a dû marquer 6 points parce qu'elle est un cumul de 16 points sur la compétition. On a Kulk, la polonaise, Oui, qu'on a vu aussi marquer beaucoup de points. qui sont encore en lice. Alors on a Doustrad d'Amsterdam et Kiki Fleuren avec 12 points. Catherine Plouffe, elle se trouve à la 6e position de ce tournoi avec 9 points marqués. Merci Maud pour ces précisions. Mais on le rappelle, ce sont des équipes qui ont déjà réalisé leurs 2 matchs. Les Françaises, il leur reste un match et
On a vu Marie Manet, il me semble, cumuler 6 ou 8 points peut-être. Je dirais 8, oui. 4 tirs à 2 points. Le dernier shoot, il me semble. Il me semble qu'elle a aussi marqué un tir à 1 point, donc elle pourrait déjà être un total de 9 points dans ce cas. Oui. Poitiers, un dernier tir pour Prune. Poitiers, un dernier tir pour Prune. Pej Crozon, c'était 10 points contre la Hongrie. T'es censé me mettre ce lancer franc, c'est parti quand tu veux. Et 6 points confirmés contre Pékin, Beijing. Donc c'est bien 16 comme vous le disiez. Un dernier tir, attention, il faut marquer. Excusez-moi, les amis, je dois vous cadeau. Attention, Prune, peut-être. Avec Donc on voit les Égyptiennes et les Polonaises arriver sur le terrain. Ils ont commencé leur échauffement sur le terrain principal, après avoir probablement fait une mise en route évidemment sur le terrain d'entraînement. On le rappelle, hein, l'enjeu est vraiment de rester active entre leurs deux matchs. La particularité du 3-3 aussi, c'est cette faculté justement à rester en forme, à rester concerné et concentré malgré les conditions de jouer en extérieur avec beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. Ça fait partie du décorum du 3-3. Exactement. La musique, les DJ et le public avec lequel il faut jouer. C'est vrai, quand on a de la chance de pouvoir jouer à domicile, c'est toujours intéressant d'essayer d'en tirer avantage. C'est quelque chose de galvanisant. On dit souvent, même dans le basket 5-5, que le public peut avoir un rôle de sixième homme. En l'occurrence, ici, il peut être le 4e homme de ces équipes. Et donc l'équipe égyptienne qui, depuis ce matin, 9h, est concernée dans ce tournoi, parce qu'on le rappelle, elles sont passées par un QDRO, donc un tournoi de qualification, qui leur imposait de gagner 2 matchs pour pouvoir intégrer le Women's Series de Poitiers. 2 matchs qu'elles ont maîtrisés. Mais c'est vrai que ça fait quand même une longue journée pour ces joueuses qui font leur 2e match à seulement 22h40. L'avantage, c'est qu'elles ne vont pas au bout des 10 minutes à chaque fois. Elles s'imposent en 21 points. Elles ont compris que la stratégie était plus intéressante pour pouvoir un peu plus récupérer. Voilà. Donc on le rappelle, hein, les Polonaises ont marqué 14 points au match précédent, contrairement aux Égyptiennes qui se sont imposées face aux Néerlandaises avec 21 points. Donc ça promet encore une fois un match offensif. On va voir maintenant si les entraîneurs respectifs des différentes équipes ont essayé d'apporter un ajustement tactique en leur demandant potentiellement d'élever leur niveau de jeu défensif. On va voir les réactions un petit peu sur le terrain. Ouais, cette équipe de Pologne qui doit gagner et qui doit gagner avec un gros écart. C'est l'objectif d'Anna Pawlowska, de Claudia Gerchen, d'Amalia Rembizewska et d'Alexandra Ziemborska. 13e équipe au classement mondial. La formation polonaise opposée à l'équipe d'Égypte. pour une équipe tout droit sortie du camp. Ce matin, à la team Égypte. Avec beaucoup plus de bruit sur ces Poitiers. Veuillez accueillir maintenant 7 instruments de Elles sont là, les Égyptiennes. Numéro 7, Nadine Selawi. Ranem Mohamed, la championne d'Afrique 2022, qui avait gagné aussi les Jeux africains de la jeunesse en 2014. À ses côtés, la figure du basket 3-3 égyptienne, Soraya Mohamed. Elle qui veut qualifier son pays pour les JO 2028. Et Mostafa El-Sharawi, qui complète ce roster. Ranem Cette Mohamed formation égyptienne.
qui s'est vraiment bien illustrée offensivement sur le match précédent. On l'a vu être bien servie aussi par ses coéquipières, mais elle a été capable de conclure sous le panier. Donc joueuse très intéressante aussi à suivre. Points pour Ranem Mohamed et 9 points pour Nadine Selaoui également lors de cette rencontre face à Amsterdam. Selaoui qui a proposé énormément de jeux sans ballon, joueuse intelligente avec un grand QI basket. Quatre matchs encore au programme de cette soirée Women's Series à Poitiers. La phase de poule. Et elle prend son rebond directement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être capable de suivre son tir. Ça a été gagnant pour la Polonaise. Ouais, Claudia Gerchen qui a inscrit le premier point et la réponse immédiate de l'Égypte. Signé Ranem Mohamed. Et elle va être sanctionnée d'une faute offensive. Elle a sûrement mis son bras pour écarter le défenseur et l'arbitre était suffisamment bien placé pour le voir. La défense. Oui, perte de balle et récupération de Ranem Mohamed. On retrouve balle en main. Ouais, bien joué. Très bien joué là, cette capacité. Ah, c'est dommage. Il manque que la finition. Exactement, elles se sont fait une passe très rapide. Oh, à longue distance, ça rentre. Nadine Selaoui, une nouvelle fois. Il reste 3 secondes, 2 secondes. La réponse peut-être, c'est un peu court. Mais un bon rebond pour l'équipe polonaise. Allez, un shoot encore à 2 points possibles. C'est trop court. Et encore une fois, Ranem Mohamed. Je pense que les Polonaises ont quand même tout intérêt à essayer de faire les efforts défensifs jusqu'au bout parce que, on le rappelle, ça va être important, le différentiel aussi. Évidemment, victoire obligatoire, mais tous les points vont compter. Il ne faut pas encaisser plus de 13 points. Et il y en a déjà 4 pour l'Égypte. En moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, oui. Là, les entraîneurs, ils étudient évidemment tout ça, ils font les calculs. Les joueuses, elles sont au courant, elles sont prévenues. En tout cas, avec l'équipe de France, c'est le cas. Ouais. J'ose espérer que les autres nations... C'est ça. Le panier et la faute. Et dans le cas où l'Égypte pourrait faire un beau parcours également, on a une prétendante au titre de MVP. 9 points sur le premier match, elle est déjà, il me semble, à son 3e, potentiellement 4e point. Oui, elle enchaîne. Une joueuse impactante pour l'Égypte. Lancé converti par Nadine Selaoui. Oui, une belle défense. Attention, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Et finalement, pour l'instant, on voit moins Soraya Mohamed. On l'a vu ce matin. On était présent pour cette phase de qualification. Et là, on s'appuie plutôt effectivement sur le duo Ranem Mohamed, Nadine Selaoui. D'où l'importance d'avoir 4 joueuses capables aussi d'être dangereuses offensivement, parce que c'est vrai que dans la mesure où une seule joueuse est ciblée, ça laisse l'opportunité aux autres de pouvoir s'exprimer. Lancé réussi par Claudia Gerchen. Qui joue à 5 aussi, double championne de Pologne. Elle prend son rebond offensif là, c'est très intéressant et elle va retenter sa chance. Et ça rentre, c'est magnifique. Mostafa El Shaarawy.
Le rebond encore une fois. Elle est spécialiste de la capacité à suivre son tir, à prendre un rebond offensif. Et même si elle ne convertit pas tout de suite, mine de rien, ça use l'adversaire. Et là, c'est une tentative à 2 points. Réussie pour les Égyptiennes. Elles font un début de match super, les Égyptiennes. C'est très solide. Depuis le début de cette journée, vous rappeliez les matchs du matin, mais vraiment belle équipe d'Égypte. Les Polonaises qui n'ont marqué que 2 points après bientôt 3 minutes de temps de jeu. Allez, peut-être sur ce tir. La gamelle pour Claudia Gerchen. Mais le rebond pour les Polonaises. Elle tente un tir déséquilibré. Ouais, c'est dommage qu'elle avait l'avantage de taille. Et encore l'activité de Ranem Mohamed. On est sur une équipe qui a envie d'en finir encore avant les 10 minutes. Oui, on est bien parti pour. Si en plus en face on va pas au bout des possessions. Faute intelligente encore une fois, mais attention à ne pas faire une faute antisportive aussi, qui pourrait être plus durement sanctionnée. On rappelle, les fautes antisportives sont signalées notamment quand il n'y a pas volonté de couper la joueuse du ballon directement. Oui, jouer le ballon. Le jouer le ballon, exactement. On a un premier temps mort qui permet aux équipes de souffler et qui peut potentiellement permettre aux Polonaises d'essayer de trouver des ajustements. Pour autant, on ne les a pas vues forcément trop communiquer entre elles. On les sent peut-être déjà abattues sur ce début de match. Et oui, malheureusement, quand vous avez déjà encaissé 10 points, vous savez que vous ne devez pas en encaisser plus de 13. Là, les arbitres ont décidé de laisser jouer malgré certaines fautes apparentes et flagrantes même. Et Mustapha en profite pour inscrire le 11e point. La faute de Nadine Selaoui. Et ça sera une possession pour les Polonaises. Ouais, belle passe. Elle n'a pas pu s'emparer de ce ballon, c'est dommage. Et la récupération encore une fois pour l'Égypte. Après, elles mordent vraiment sur toutes les balles, les Égyptiennes. C'est vrai qu'on les sent affamées. Ah ouais, dès qu'un ballon est échappé, elles s'en emparent. Ouais, encore une fois, bien défendu de Mustapha. Oh! Encore elle. Elle est capable à longue distance. C'est son deuxième depuis le début du match. Eh oui. Et on atteint les 13 points pour l'Égypte. C'est vrai que l'Égypte, c'est une nation qui gagne en crédit au fur et à mesure des années. Parce qu'elles font des meilleures performances au fur et à mesure des tournois. Et c'est une équipe qui gagne vraiment en crédibilité. Alexandra Ziemborska a inscrit un point supplémentaire pour l'équipe polonaise. Et à longue distance, c'est Claudia Gerchen qui en ajoute 2. Réponse peut-être immédiate. C'est raté cette fois-ci, mais regardez la bataille pour récupérer cette balle. Elle fait vraiment tous les efforts, à la fois offensivement et défensivement. Selaoui, c'est la joueuse impactante de l'Égypte, l'Energizer, comme on peut l'appeler aussi. Pour l'Égypte. Encore une fois, cette activité des bras de la part des Égyptiennes leur permet de toucher ce ballon. Il restera seulement 3,5 secondes aux Polonaises pour cette possession. Ouais, rien n'est simple pour les Polonaises. Alors, elles ont trouvé une belle situation conclue par Anna Pawlowska. C'est bien défendu. Et regardez encore au rebond. C'est Mustapha qui s'impose alors que vous avez quand même Amalia Revizewska, 1m93, qui est sous le cercle. Elle va tenter le tir et elle se fait contrer. Ouais. Ranem qui est vraiment dans tous les aspects du jeu.
14-6. Anna Pavlovska qui marque le 7e point. La belle passe une fois pour Ranem qui a fait un bel appel. Et la magnifique passe de Soraya Mohamed. Offensivement, ces situations de backdoor, donc encore une fois de coupe dans le dos, elles sont amenées par le fait que la défense amène une suragressivité et essaye de deny, donc de couper cette balle. Et l'importance de la lecture justement de la joueuse en attaque, d'être capable d'apporter ce jeu sans ballon dans le dos pour sanctionner cette suragressivité justement. Mustafa El Sharawi, un point de plus. C'est bien joué. Elles sont au diapason, hein, toutes les Égyptiennes en plus. Hein. Très bien joué de sa part. Ouais, bien vu. Un point de plus. Ouais, l'Égypte qui est bien partie pour remporter un 4e match en 21 points. Et on les voit pas fatigués, on les sent pas fatigués. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que je pense que les matchs de ce matin, elles ont été capables d'en tirer avantage et de se mettre en rythme. Il faisait chaud ce matin aussi. Hein. Très chaud et c'est pour ça que le Kudro aussi a été avancé à 9h oui. Par rapport aux conditions climatiques et la canicule, on le rappelle. Ouais, mau shoot de Claudia Gerchen. Qui tente de l'enfoncer sous la raquette et il va y avoir... Allez, temps mort avec cet avantage des Égyptiennes, 17-10. L'Égypte qui devrait donc terminer première de cette poule C. Qui fait un magnifique tournoi pour le moment et bien évidemment l'intraitable Soraya Mohamed que vous voyez sur le terrain, le numéro 8. Et la possession sera polonaise. Du continent africain. Encore une perte de balle.
un peu trop fort, mais regardez qui se précipite au rebond. Pour un nouveau shoot, et il est dedans, et c'est la victoire de l'Égypte sur ce panier de Nadine. C'est là, oui, l'Égypte qui s'impose face à la Pologne 21-11. Et elle laisse exploser leur joie à la fin de cette journée qui a dû être fatigante pour elle. Grosse journée pour l'Égypte, mais 4 victoires et à chaque fois en 21 points. L'Égypte issue des qualifications qui termine donc première de ce groupe C devant la formation d'Amsterdam. L'équipe de Pologne battue à 2 reprises et donc éliminée de la compétition. 21-10 contre l'Azerbaïdjan, 21-11 contre le Bénin, 21-11 contre la Pologne et 21-20 contre Amsterdam. C'est le bilan de cette formation égyptienne. Et donc on va retrouver l'Australie contre l'équipe de Paris sur la prochaine confrontation. Nous sommes dans la poule D. Cette rencontre Australie-Paris. La poule D qui a vu l'élimination de Bucarest. Hortense Limousin battue à 2 reprises par l'équipe parisienne d'abord, puis par l'Australie. Donc on se joue la première place de la poule. C'est l'enjeu de cette rencontre. La prochaine à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. Vous êtes à Poitiers, face à l'hôtel de ville. Regardez cette belle vue. Et le voici, ce match entre l'Australie et Paris. On va retrouver les joueuses françaises maillot bleu pour cette rencontre. Les Françaises qui ont vraiment fait un beau match lors de la première rencontre contre Bucarest, ce succès 19-15. On a vu une équipe offensive bien rodée aussi, qui commence à prendre l'habitude sûrement de jouer ensemble. Allez, mesdames et messieurs, avant d'accueillir l'équipe d'Australie, la Team Paris, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore un petit cadeau à faire gagner. Et oui, il va falloir attendre un tout petit peu avant d'aller s'échauffer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va partir avec lui? Il faut absolument qu'il donne ce soir. Partenaire Chris, Paul, tu veux venir? Allez, tu veux venir? Mathis, j'avais demandé quand tu t'appelles, j'entends allez Mathis dans les tribunes. Et lors de cette victoire de l'équipe de Paris face à Bucarest, Camille Droguet avait inscrit 7 points. Anna Tadic avait été précieuse au rebond, 8 rebonds et 4 points. 4 points également pour Zoé Wadou et 4 points pour Eve Wembanyama. Un scoring bien équilibré, ce qui fait de Paris une équipe dangereuse aussi. Hein. Quand encore une fois on a 4 joueuses capables de marquer, c'est d'autant plus compliqué à défendre. S'il vous plaît, Poitiers, on va faire un peu kiffer Mathis là, 2 secondes. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Mathis, s'il vous plaît? Chris, mais c'est Mathis cette fois-ci, j'en parle avec les petites lunettes. Juste ici, tu peux les essayer. Par applaudissement, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a combien Mathis, les lunettes, Chris? Ok, Mathis, quel beau gosse. Tu vas pouvoir être accompagné par la place Maréchal Leclerc. En applaudissement, Mathis, tu peux regarder les tribunes avec les lunettes, je te laisse ta petite cloche juste ici. Mathis, Poitiers, Poitiers, Mathis. Et maintenant, place au basket. Et donc on voit l'équipe française et l'équipe australienne commencer leur seconde partie d'échauffement après cette forcément mise en route sur le terrain d'entraînement. Ça va être un beau défi pour les Françaises d'affronter les Australiennes qui ont été capables d'éliminer Bucarest sur un tir un petit peu
chanceux de la part de Clark. À la grande déception d'Hortense Limousin, il avait donné un point d'avance à son équipe juste avant. Oui, on a perçu sa tristesse de se faire éliminer si rapidement dans la compétition, mais encore une fois, le cumul des tournois et l'enchaînement font que c'est important de passer rapidement à autre chose, de tirer des leçons de ces échecs. L'équipe de Bucarest qui aura l'occasion de briller devant son public les 1er et 2 juillet, c'est la prochaine étape. En effet, c'est Women's Series. Me confier que c'était une date particulièrement attendue pour cette équipe, parce que l'atmosphère est toujours intéressante à vivre en tant que joueuse quand on joue presque à domicile, ou en tout cas dans le pays qu'on représente. Avec des grosses équipes engagées, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne aussi sera présente, la Lettonie, la Roumanie, la Lituanie, l'Irlande. Beaucoup d'équipes nationales engagées à Bucarest la semaine prochaine, juste avant l'étape de Marseille, où on retrouvera notamment Neftchi Sokar, équipe éliminée, le Canada, l'équipe de France bien sûr. L'équipe chinoise également, et puis l'autre formation française des moins de 25 ans. Qui se trouve actuellement en Mongolie, qui dispute un Women's Series à Ulaanbaatar. C'est vrai que c'est une destination bien connue des Jeux internationaux 3-3, où on a l'habitude quasiment d'aller en Mongolie tous les étés. Une nation aussi grandissante dans la discipline. On les voit s'illustrer et être de plus en plus performantes. Les Amazones d'Ulaanbaatar se sont imposées d'ailleurs chez elles face à l'Allemagne. L'équipe de France a pris la 6e place. La présentation de l'équipe d'Australie avec Marina Whittle et son numéro 21. À ses côtés, Lauren Nicholson. Numéro 77, vous en avez parlé, décisive dans le match face à Bucarest, Emma Clark. Et enfin, pour compléter ce quatuor, Anna Hank. On vous rappelle, l'Australie, vice-championne du monde à Varsovie début juin, battue par les Américaines 21-20 en finale. Grosse équipe présente ici à Poitiers. Et un beau défi pour les Françaises de l'équipe de Paris, région Île-de-France. Les Parisiennes, composées par la joueuse franco-serbe Ana Tadic. À ses côtés, Zoé Wadou, décisive face à Rome lors des qualifications. Ce matin, une victoire 17-16 avec 9 points de Zoé Wadou. Dans l'équipe également, Eve Wembanyama. Et enfin, la championne de France de Basketland en basket à 5, Camille Droguet. Les Françaises victorieuses de Bucarest 19-15 qui ont battu ce matin l'Ouganda
et donc Rome en phase de qualification, qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale demain. Mais termineront-elles première ou deuxième de cette poule D? Eh bien la réponse dans 10 minutes de temps de jeu effectif, ou avant si une équipe parvient à marquer 21 points avant ces 10 minutes. Et vous le disiez, Camille Droguet qui a fini championne de France avec Basketland, elle a réalisé une magnifique saison, capitaine d'ailleurs de cet effectif, et qui a également vu sa petite sœur devenir championne de France de Ligue 2 féminine avec la Tronche Mélan. Donc il y a eu pas mal de succès à fêter dans la famille Droguet cette saison. Camille Droguet, on le rappelle, c'est une joueuse qui met énormément d'intensité, une joueuse fédératrice aussi au sein d'un groupe, qui a les épaules à la fois justement pour endosser ce rôle de capitaine et de leader. Elle a fait également la Coupe du Monde l'année dernière avec l'équipe de France 3-3, donc elle commence à accumuler pas mal d'expérience dans la discipline. Elle a également connu une présélection avec l'équipe de France 5-5. C'est une joueuse qui prend énormément d'ampleur à la fois sur la scène nationale avec son équipe de 5-5, mais aussi internationale avec le 3-3. L'an dernier, elle était avec Marie Manet, Marie-Michel Milapi et Hortense Limousin pour cette Coupe du Monde. Exactement. Allez, c'est parti, et ça part fort avec ce premier panier de Marena Whittle. Un shoot à 2 points. Whittle qui shoot particulièrement vite. On le sait, on a de la chance nous d'avoir Zoé Wadou qui a cette faculté à le faire aussi. Mais Whittle, c'est assez impressionnant la manière dont elle tire, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour armer. Et elle vient dominer Zoé Wadou là dans la raquette. Elle a l'avantage de taille et inscrit le 3e point des Australiennes. Une perte de balle en plus. Une nouvelle possession pour l'Australie. Et ça rentre encore. Cette fois-ci, c'est pour Emma Clark. 5-0 pour l'Australie. Début parfait. Ouais, belle façon de rentrer dans leur match. Ah oui. C'est important que les Françaises restent sereines. Et il y a Natalic qui tente sa chance. Oui, c'était pas loin. C'est vrai qu'on tombe un petit peu dans l'urgence quand on voit un écart comme celui-ci, où on se dit qu'il faut vite rattraper en essayant de scorer à 2 points. Mais c'est important de rester sur des basiques, notamment quand on a encore du temps devant nous. Ça fait simplement 1 minute que le match a commencé. On l'a vu, Bucarest a été capable de revenir face aux Australiennes. Ça reste conséquent comme temps pour pouvoir raccrocher au score. Donc il y aura une possession pour les Françaises. Possession remise à 12 secondes. On tente de faire sortir Camille Droguet pour jouer ce pic avec Natadic. Et voilà les 2 premiers points. Signé Camille Droguet. Allez, c'est parti pour les Bleus, on espère. Ça va les lancer, les Parisiennes. Je vous en parlais tout à l'heure de cette domination athlétique, notamment de la part de joueuses comme Whittle, qui ne sont pas forcément les profils les plus intéressants, parce que elle doit faire entre 1m83 et 84, mais c'est vrai qu'elle est vraiment solide et qu'elle a l'habitude de jouer des championnats avec beaucoup d'impact physique et donc de savoir utiliser son corps à bon escient. Et là, c'est la 2e fois qu'elle le fait dans la raquette. Super, magnifique. Zoé Wadou qui rentre dans son match et qui permet à Paris de revenir à un petit point des Australiennes. La réponse des Françaises. Regardez. Zoé Wadou. 2 points de plus pour les Bleus. Et attention à l'intérieur. Encore une petite confusion là défensivement. Zoé qui retente une chance. Oh, et ça rentre encore. Zoé Wadou capable de faire lever la foule, honnêtement, avec des tirs spectaculaires. Et Paris qui égalise à 7 partout. Allez, en plus une bonne défense. C'est bien joué. Ouais, bien joué avec en plus Eve Wembanyama qui vient aider. Il conserve le ballon, il est sauvé. Allez, Eve qui obtient la faute. Eve qui a aussi de grandes qualités athlétiques, capable de driver avec de grandes enjambées.
Maintenant, elle se retrouve derrière la ligne pour essayer de convertir cette faute en un point. Et un beau rebond d'Anna Tadic qui permet à la France et à l'équipe de Paris de passer devant. Anna Tadic qui tient son duel face à Emma Regardez Clark. encore une fois. Un peu de réussite pour les Australiennes qui récupèrent ce ballon et qui marquent ce panier. Très bien joué de la part de Zoé Wadou. On sent vraiment son aptitude à lire ce que le défenseur fait en la faisant sauter. On le sait, les adversaires le savent également. Elle est dangereuse sur le tir à 2 points. Donc ils ont tendance à se jeter vraiment sur ses feintes de tir. Mais elle peut également aller driver et finir comme elle le fait à l'instant. Anna Tadic qui récupère ce ballon. Ouais, bien présente. Anna Super Tadic, belle collaboration entre les deux joueuses. Et en plus elle conclut. Il fallait pas s'affoler après ce début de match à l'avantage des Australiennes. Belle réponse des Parisiennes. 19. Bonne patience de la part d'Anna Tadic. C'est vrai qu'on l'a vu feinter la passe, mais comme je vous le disais tout à l'heure, justement, les sorties de balles sont très importantes. Et elle a été capable de la ressortir en dribble intelligemment. Et Zoé Wadou qui en profite encore pour inscrire un point supplémentaire. Le 11e des Parisiennes. La réponse de Lauren Nicholson. Freddy, j'ai tendance à croire qu'on va encore avoir un match qui va se finir avant la fin du temps réglementaire. En tout cas, oui, ça défile en ce moment les points. 11-10, il reste 6 minutes. En fin de possession, c'est raté pour Eve Wembanyama. Attention, elle est toute seule. C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est raté. Une sorte de catch and shoot. J'attrape et je tire immédiatement. Et la Whittle, elle a été intelligente. Elle a joué avec malice. Zoé Wadou, regardez. La balle n'était pas sortie. Elle a rebondi avant la ligne. Selon l'arbitre. Malgré la réclamation de la part de Zoé Wadou. Pour profiter de ce temps mort télé, justement, pour essayer de voir les ajustements à faire. Ou en tout cas, s'encourager à rester dans la continuité de ce qu'elles font depuis le début du match. C'est intéressant. On les voit un petit peu fatigués. On voit Zoé Wadou là qui reprend son souffle, mais ces 4 premières minutes ont été très intenses et elle a été vraiment importante offensivement et elle a bien bataillé également défensivement malgré les avantages de taille en faveur des Australiennes. On l'a vu là encore, mais Eve Wembanyama qui s'en sort bien. C'est toujours intéressant de jouer aussi aux côtés de joueuses comme Eve Wembanyama qui proposent beaucoup de coupes, qui sont tout le temps en activité. Elle a vraiment un jeu de course intéressant, Eve Wembanyama. Elle propose des solutions à ses coéquipières qui des fois peuvent un petit peu être en difficulté suite à certains drives. Vous la connaissez bien, vous avez joué avec elle, avec Eve. Exactement, j'ai de la chance d'avoir joué avec elle quand on était à Calais toutes les deux. Pareil, une coéquipière exemplaire qui ne fait pas semblant et qui fait énormément d'efforts pour l'équipe. Un beau rebond de Camille Droguet justement après ce shoot d'Eve Wembanyama. Et un point supplémentaire pour les Parisiennes. 12-11. Et une faute réalisée par Camille Droguet, mais une faute encore une fois qu'on peut qualifier d'intelligente parce que c'est la première faute pour l'équipe de Paris après quasiment 5 minutes de temps de jeu. Très bien joué. L'intensité là mise par les joueuses françaises ont amené la joueuse australienne Henk à devoir faire un écran considéré comme mobile et donc ça offre à Paris la possibilité de gagner le ballon et de trouver potentiellement Camille Droguet qui tente sa chance. C'était bien défendu. La faute de Zoé Wadou. Bonne faute, Oui. C'est uniquement la 3e. À ce stade du match, on est sur des standards plus que corrects. Il va y avoir un premier avertissement là pour Eve Wembanyama qui n'a pas fait rebondir le ballon pour la joueuse australienne. Lors de la remise en jeu. Exactement, il y a un protocole un petit peu à respecter. Voilà.
Elle décide de l'attaquer à contre-pied. Oui, bien joué. Emma Clark qui égalise, 12 partout. Il était dur ce shoot. Il était dur, mais honnêtement, pareil, un beau footwork de la part de Zoé Wadou dans la capacité à placer ses appuis très rapidement après un écran. Vous montez son placement là. Placement des pieds, c'est ça? Exactement. Chose qui est très importante honnêtement pour les shooters, la capacité à poser leurs appuis plus ou moins rapidement. Alors attention, Emma Clark qui trouve des solutions côté de l'équipe australienne. Et elle permet à l'Australie de passer en tête. Et elle enchaîne avec un nouveau point. Le danger actuel vient de la numéro 77 pour l'équipe de Paris, qui permet à son équipe de virer en tête avant ce deuxième temps mort TV. 14-12 pour l'Australie. Vous avez aperçu Laetitia Guapo derrière qui regarde ce match, derrière les Bleus. Viennent encourager leurs coéquipières. C'est vrai qu'elles ont envie de faire le plus beau parcours possible tout ensemble. On les retrouve les Françaises à 23h55. Dernier match de la soirée en direct sur Noah et sur France.tv. Merci à Sébastien Delette, notre chargé de production. Très belle passe de la part de Zoé Wadou sur Anna Tadic. Une belle collaboration là à deux. Et j'en profite aussi pour saluer Ludovic Pouya, qui devait être avec nous et qui n'est pas là ce soir, qui a organisé cette retransmission pour Noah. Merci à lui. Et donc merci à Sébastien Delestre pour le relais. Allez, l'Australie qui en profite pour ajouter un point supplémentaire, le 15e. Toujours de points d'avance pour les Australiennes. Belle fixation de la part de Camille Droguet qui vient finir de manière un peu acrobatique. Et Zoé. C'est court. Et le rebond, il sera pour Zoé. À la bataille. Finalement, c'est l'Australie qui hérite de cette balle. Ce shoot à longue distance qui est renvoyé par l'arc de cercle. C'est important de reprendre le temps là, de construire une attaque. Zoé qui est bien la situation et qui vient se faire contrer malheureusement. Oui, c'est bien défendu de la part des Australiennes. Regardez la défense d'Emma Clark. Deux points qui séparent les deux équipes. Il reste 2 minutes 50, c'est encore long. Il y a beaucoup de scénarios envisageables. Troisième faute des Françaises. Allez, une bonne défense, un stop. Il y aura faute. La quatrième. Et ça offrira un lancer à Anna Hank. Il est réussi. 3 points d'avance pour l'Australie. Allez, il faut réagir, les Françaises. Ouais, la passe, c'est un peu fort, dommage. C'est intéressant. Ouais, c'était bien joué. Ce qu'on retrouve sur les collaborations justement avec Anna Tadic sur les écrans, qui est capable de rouler vers le cercle. Et elle est entourée de joueuses avec une belle qualité de passe, donc elles arrivent à bien la retrouver. Enfin, c'est pas forcément toujours évident pour Anna Tadic de finir avec les contacts. Ouais, la bonne passe pour Camille Droguet, c'était bien lu. C'était très bien lu et là on s'est retrouvé face à une situation de curl justement où le défenseur de Camille Droguet a continué à la suivre et elle a décidé de continuer son mouvement avec beaucoup de profondeur
et c'était intéressant de tenter la passe. On la retrouve, Camille Droguet, un shoot difficile en fin de possession et le rebond sera français. Ah, pas de chance pour Eve Wembanyama qui perd ce ballon. Un nouveau temps mort. C'est l'équipe d'Australie qui l'a demandé. 3 points d'avance pour les Australiennes. On vous rappelle l'enjeu de ce match. La première place de la poule D, puisque les deux équipes sont déjà qualifiées après avoir éliminé l'équipe de Bucarest. Alors qui terminera à la première place? L'Australie ou les Françaises de Paris? Réponse dans les 2 dernières minutes. Clark, le contre d'Anna Tadic. Au lieu de 100m95, c'est vrai que ça peut dissuader, mais là elle est arrivée un petit peu par surprise en aidant sa coéquipière qui était légèrement battue sur le duel. Allez, le ballon redonné aux Françaises après cet échec d'Anna Hank. Ah, il faut marquer là pour revenir à proximité des Australiennes. Allez, peut-être avec Camille Droguet. Ouais, c'est bien défendu encore. Elle n'a pas mordu dans la fin de shoot. Elle a bien suivi Camille Droguet. Lauren Nicholson. Allez, une nouvelle possibilité pour les Françaises. Zoé Wadou 2 secondes. Hein. Ouais. Elle est contrée. Et la balle est sortie. C'est dur, hein. C'est dur d'approcher du cercle, c'est dur de trouver des shoots ouverts. C'est compliqué, c'est vrai qu'elles font une belle parade là devant leur cercle, les Australiennes, et athlétiquement c'est solide. Pour la première possession, ce sera une fois que l'Australie et la Team Paris en défense avec 2020 et pour 3 points de retard. Allez, Lauren Nicholson. Oh, magnifique. Et celui-ci va faire mal. Ce panier de Marina Whittle. 18-13. 5 points d'écart. Ça ne veut pas rentrer. Est-ce que là, Maud, 18-13, il reste 1 minute 02. On joue la première place de la poule. Est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on shoot à longue distance? Faut trouver quand même une situation, évidemment. Mais est-ce qu'on peut tenter des shoots un peu rapides? Alors évidemment, si on encaisse cela, c'est plus compliqué. Et du coup, ma question va être caduque, puisque l'Australie n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Mais est-ce qu'on peut tenter, dans une dernière minute, d'enflammer un peu le public, de shooter de loin? Complètement. On ne sait jamais. Honnêtement, en plus, on a les joueuses pour. C'est vrai que même si Zoé Wadou est sur le côté, on a des filles comme Camille Droguet qui sont capables aussi de mettre des gros tirs. Oui. Nathalie, on l'a montré. Wembanyama aussi est capable de s'illustrer offensivement sur ces 1 contre 1. Donc là, on tente de défendre jusqu'au bout. Et là, il faut prendre sa chance. Là, Allez, 7 points d'écart, il faut shooter. Bon, elle tente quand même de construire. Oui, c'est bien joué. Elle obtiendra la faute et le lancer. Eve Wembanyama. Après cette passe de Camille Droguet. Un match contrôlé en termes de faute de la part des deux équipes. Oui. On n'est pas dans la pénalité à 30 secondes de la fin. Oh, c'est ressorti pour Lauren Nicholson. Pas de réussite. Vous avez la possibilité de conclure le match, oui. Elle perd la balle. Eve Wembanyama. Allez, encore une possibilité pour l'Australie. Ce sera Whittle à longue distance. Gamel. La récupération française. Et le shoot de Camille Droguet. C'est raté, le match qui va se terminer. Est-ce qu'elles vont tenter de... Non, pas vu. La victoire australienne 20-13. Et donc l'Australie qui finit première de cette poule D devant l'équipe de Paris qu'on retrouvera demain pour la suite de la compétition. Les quarts de finale. Australie première de la poule devant l'équipe de Paris qui a battu Bucarest lors de son premier match et qui donc poursuit
Je suis aux côtés de Zoé Wadou. Bon, défaite face à cette équipe d'Australie, 20-13. Vous étiez mal parti, vous êtes bien revenu dans ce match. Et qu'est-ce qui fait la différence sur la fin en faveur de vos adversaires? Déjà la chaleur, il fait extrêmement chaud, ça sent pas, mais il fait vraiment très chaud. Et nous, on est sur notre 4e match de la journée, donc ça tape sur les organismes. Et on voit sur la fin, on est un peu moins dessus et elles en ont un petit peu plus. Donc je pense que là, vraiment, c'est la fraîcheur physique qui joue. Pour l'essentiel, c'est évidemment la qualification. Il y a eu cette victoire contre Bucarest qui a fait la différence. Mission accomplie aujourd'hui avec ce tournoi qualificatif en début de journée, remporter cette qualification et la suite maintenant demain avec les quarts de finale. Ouais, voilà, c'est ça. La première étape, ça a été de se qualifier pour la journée. On a réussi. Maintenant, les quarts de finale, on va voir ce qui nous attend demain. Mais en tout cas, ça va être une grosse journée. Donc, à nous d'être prêts demain, de bien récupérer ce soir. Et puis, on se remet au boulot demain. On sent que vous avez une belle équipe. Ouais. Pourtant, c'est notre 2e tournoi seulement. Donc, on apprend à se connaître. Mais les automatismes, ils commencent à venir et tout. Et franchement, ça fait plaisir. On prend du plaisir ensemble. Donc, ça, c'est cool. On vous dit à demain. On vous souhaite une bonne compétition demain pour les quarts de finale. Merci beaucoup. On va suivre évidemment le match suivant. Il reste encore 2 rencontres à suivre ce soir. Maud en direct sur Noah et sur France.tv avec cette première rencontre et les équipes qui se préparent. Beijing face à la Hongrie. Une surprise en allant jusqu'aux demi-finales. Vous aurez Jérémy Villam et gagnant du Urban FPP 16e édition qui se sont qualifiés au bout du suspense. Et on a discuté entre Françaises de l'équipe de Paris et l'équipe de France qui attend son tour patiemment. De France qui va clôturer cette journée. Après cette prochaine rencontre entre les Chinoises de Pékin, Beijing et la Hongrie, avant-dernier match de cette soirée de basket 3-3 en direct sur Noah et sur France.tv. C'est le Women's Series de Poitiers, 6e édition déjà. Un tournoi féminin de cette ampleur ici à Poitiers. On a vu la première rencontre qui a été un petit peu compliquée pour les Chinoises. Elles ont mis du temps à trouver l'accès au panier. On verra bien si ce match 2 est mieux entamé de leur part. Encore une fois, on le rappelle, hein, les conditions ne sont pas forcément toujours évidentes selon la provenance des équipes. L'équipe chinoise qui est arrivée d'Amsterdam après un trip de 12 heures en bus. En pleine canicule en France, donc c'est pas forcément toujours le plus facile. Et Zoé nous a dit que c'était dur, hein, physiquement avec cette chaleur. Effectivement, là, comme il y a moins de soleil, on l'imagine pas, mais il fait encore très lourd ce soir. Donc imaginez en jouant, en se dépensant, le corps qui monte en température. C'est un effort qui n'est pas anodin et je pense que voilà, il y a énormément de prévention qui a été faite de la part des médecins et du staff médical qui entoure toutes ces équipes-là. Allez, la poule B avec déjà qualifié l'équipe du Canada qui a battu la formation de Beijing et l'équipe de Hongrie. On se dispute donc bien la qualification entre ces deux équipes. La formation victorieuse de cette rencontre accompagnera le Canada en quart de finale demain. L'équipe chinoise composée de Wang Laizhang qui accompagne Sun, Wang et Zhang que voici. Et on le rappelle, la sélection chinoise qui est entraînée par le sélectionneur allemand qui avait permis à l'Allemagne d'être championne olympique à Paris. C'est devenu un petit peu la tendance également dans le 3-3 d'avoir des coachs étrangers qui représentent des nations. Les présentations sont faites pour la première équipe. On va pouvoir passer à la sélection nationale chinoise. S'il te plaît, Poitiers, toute ton énergie pour l'équipe de Hongrie. avec une joueuse de Women's Series, c'est lancé le petit fil, Oli Sano.
Numéro 15, Fanny Zabo. Numéro 18, Mia David. Tamara Serenches, numéro 17. Et enfin, Franca Tot et son numéro 24. Match en jeu. Une place en quart de finale pour l'équipe chinoise ou pour l'équipe hongroise. Réponse dans 10 minutes. Bruno Perandi, arbitre de cette rencontre, avec Miroslava Jovicin. Donc on va assister à ce fameux jeté de pièces pour déterminer. Donc il y a déjà eu lieu Oui, c'est avant la Hongrie l'échauffement. qui l'a gagné. Oui, c'est la Hongrie qui l'a gagné, exactement. Et je regardais pour l'équipe de Paris l'adversaire demain. Le deuxième donc de la poule D affronte le premier de la poule B, qui est le Canada. Ah oui, ça fait une belle affiche. Ah, j'ai pas posé la question à Zoé parce que j'avais pas encore repéré que ce serait contre le Canada. Voilà, Canada-Paris, beau match. D'où l'importance d'obtenir souvent la première place. Quand même, on a tendance à imaginer qu'on peut se faciliter la tâche, mais c'est vrai que ça va être un sacré adversaire demain pour les Françaises. Mais elles ont montré de très belles choses et je suis convaincu qu'elles peuvent affronter les Canadiennes droit dans les yeux. Faute offensive qui est sifflée contre Zhang, la numéro 10 chinoise, qui en a mis un petit peu trop par rapport à son adversaire dans la raquette et qui a été sanctionnée. Donc la balle sera hongroise. C'est exactement la même situation qu'on a retrouvée chez les Françaises, là, cette situation un petit peu de curl et de coupe vraiment profonde jusque sous le panier. Malheureusement, c'est pas concluant. Donc un petit peu de finition. Et une belle défense de la part des Hongroises. Oui. Ils finissent par perdre la balle. Allez, Sun, la belle passe. Et le premier panier des signé Zhang. Belle défense. Oui, encore une fois. Fanny Sun. Il va céder sa place à Wang Laizhang. Position hongroise. Bien joué. L'égalisation de Fanny Zabo. Et Lai Lai, la numéro 2 chinoise qui vient tout en malice chipper le ballon par derrière. Ah, bien joué. Bravo. Tamara Serences. Il est long ce shoot. Et encore réussi. Belle maîtrise de son 1 contre 1 là. Fanny Zabo. Allez, on joue sur la grande taille. De Zhang avec réussite. Et on a vu, les Hongrois sont venus à deux essayer de dissuader cette passe qui est quand même arrivée. Donc, beaucoup de justesse, à la fois dans le lancer et dans l'attraper. Un peu trop de lutte au rebond là et la joueuse chinoise va se faire sanctionner. Il me semble qu'elle a attrapé la hongroise au niveau du bassin. Et forcément ça fait une faute. Très bien joué. Oui, bien vu. Le décalage, la conclusion de Franca Tot, bien servi par Tamara Serences. Allez, le shoot longue distance, c'est raté.
au rebond. Oh. C'est pas loin de la portée de balle. Oui. Hardesson. Passe un peu shoot là. Ouais, elle n'a pas suivi du tout dès le départ. Zhang. Et la Hongrie qui en profite pour se détacher 5-2 désormais. Comme tout à l'heure, c'est bizarre, au rebond, on a l'impression que les joueuses chinoises sont moins concernées. Complètement, elles font un petit peu moins l'effort. Ouais. Encore une fois, ça fait partie aussi des points mis en valeur par les sélectionneurs en général. Je sais que, en tout cas, les sélectionneurs français mettent un point d'honneur là-dessus sur la volonté de jouer les rebonds, de faire les box-out aussi pour que l'équipe adverse ne les prenne pas, en l'occurrence. Et là, on est sur une équipe Beijing qui potentiellement cherche sa nouvelle identité. Je le rappelle, c'est le sélectionneur allemand qui arrive et il ne peut pas forcément faire la même chose que ce qu'il a fait auparavant avec ses joueuses allemandes parce que c'est pas forcément le même profil de joueuse, c'est pas la même culture basket. C'est vrai que c'est des cultures qui sont totalement différentes pour l'avoir vécu en équipe privée. Le jeu développé n'est pas le même, c'est des joueuses qui sont quand même athlétiques, mais c'est pas la même façon de jouer, de vouloir aller rapidement. Elles essayent de plus construire et je pense que là elles essayent de se trouver justement entre ce jeu rapide et ce jeu un peu plus construit. Et les Chinoises qui ont réduit l'écart. 7-4 en faveur de la Hongrie. Il va rester 6 minutes 35. Des chances qu'on aille au bout du temps réglementaire sur ce match. Jusqu'à présent, on s'est jamais trompé avec Freddy sur les fins de match en 21 points ou en 10 minutes. Et je crois que l'Australie n'a pas marqué le 21e contre Paris juste avant. En effet. Alors qu'on avait dit que ça pouvait aller à 21, mais elles ont eu l'opportunité du 21. Ouais. Il me semble que c'est Henk ou Emma Claire qui n'a pas forcément vu qu'il restait seulement 2 secondes, mais elles avaient la possibilité de le faire. Allez, possession pour Beijing. Oh, ça rentre, magnifique ça. Et elle recolle à seulement un point. Wang. Ouais, elles sont revenues. Ce ballon qui est sauvé par les Chinoises. La faute de Tamara Serengses. Cinq fautes du côté des Hongroises. On se rapproche dangereusement de la sanction des lancers francs à chaque faute. On va passer le cap des 6 fautes, on le rappelle. C'est 2 lancers francs pour l'équipe adverse. Zhang qui joue avec son physique et qui égalise 7 partout et qui récupère encore un nouveau ballon. Très bien joué ça, de prendre sa position, de la garder dans le dos. C'est bien vu également de la part de la numéro 2, Zhang Lailai justement, qui a tenté de trouver Zhang à l'intérieur. Et la 6e faute hongroise. Allez, le match qui est en train de s'inverser là. Avec Sun qui obtient la faute et qui aura 2 lancers. C'est la 7e faute hongroise. Signée Mia David. Jeune joueuse de 21 ans. Et elle n'avait pas fait attention au fait qu'elle avait 2 lancers francs. Oui, elle était partie déjà soit au rebond, soit pour défendre. Et elle avait un 2e lancé et elle le concrétise. Et Beijing est devant, 9-7. On a ralenti l'action hongroise. Il reste 4 secondes pour marquer.
secondes, c'est suffisant pour aller tenter un panier. Et c'est bien joué, c'est réussi. Proche du cercle. Franck Catotte pour ce point. Zhang qui manque un peu de finition là sous le cercle. Ouais, c'est dommage. Il avait été trouvé avec la planche, c'est raté pour Tamara Cerences. Et Zhang qui finalement réussit à concrétiser ce panier malgré la défense. Ouais, elle est précieuse quand même. Elle est précieuse et c'est vrai que c'est un point de fixation très important de par sa domination physique. C'est quand même usant de défendre sur des joueuses comme ça qui prennent leur position et malgré tout ça fatigue les joueuses hongroises. Il va falloir trouver de la réussite à longue distance. C'est pas le cas de Tamara Cerences sur ce shoot là. 4 minutes 37, 2 points d'avance pour Beijing. Essen qui est passé. Qui en met un petit peu trop. Ouais. Et on retrouve les deux mêmes joueuses. Et j'allais dire même conséquence, mais non, puisqu'il y aura une faute. C'est seulement la 3e faute. Oui. Des Chinoises. Annoncé parce que c'était sur une situation de tir. C'est parfait pour Fanny Zabo. 19. Il est court, il est très très court. Ouais, vous l'aviez vu suffisamment tôt. Tir qui est envoyé sur la ligne de fond. Et donc ça fera une possession pour les Hongroises. Match encore très serré. Hein. Ouais. Seulement, un point de différence. Du suspense dans cette rencontre. Oh, c'est court aussi. Ouais. Ce sont des trajectoires un petit peu trop hautes là sur ces 2 derniers tirs. C'est bien joué. C'est signé Wang. Et les Chinoises qui prennent un léger avantage sur la rencontre avec 2 points d'avance. Et il y aura un écran considéré encore une fois comme mobile de la part de Zhang. Mais on le rappelle, c'est vrai, vous soulignez l'importance de Zhang, la numéro 10, parce que sur les précédentes possessions, justement, les Hongroises ont préféré tenter des tirs de loin. Et c'est aussi explicable par le fait qu'elles n'ont pas forcément envie d'aller se confronter à elle en dessous de la raquette. Donc son physique imposant aide grandement également Oui. les Chinoises. Ouais, c'est l'occasion pour moi de saluer le joueur qui a été drafté, le français drafté de Poitiers, Narcisse Ngoy, dissuasif lui aussi dans la raquette du haut de ses 2,14 m, meilleur contreur du championnat, meilleur joueur d'ailleurs du championnat d'élite 2, qui a vécu une superbe saison avec le PB 86 et qui donc a été drafté au 2e tour. Narcisse Ngoy, le joueur de Poitiers. Et qui devrait quand même aller en université américaine sa première année, bien sûr. Allez, retour au Women's Series. C'est raté, mais rebond pour Wang. Pas de réussite non plus, mais encore un rebond, cette fois-ci signé Sun. Elles ont eu 4 tentatives consécutives là de tir. Parce qu'elle bataille fortement au rebond, elle va se retrouver presque toute seule, Sun, mais au final la Hongroise a bien récupéré. Et Franck Catotte qui sort ce ballon. Oui, je disais tout à l'heure qu'elles étaient un peu lentes justement sur leurs interventions au rebond. Elles ont changé. Ouais, il y a eu un petit déclic. Et là, elle suit son tir. Oui, exactement. Zhang. Et son défenseur s'est complètement oublié. Elle n'a même pas un peu tenté de faire son écran de retard justement. Et il va falloir marquer pour les Hongroises, menées de 4 points maintenant. 13-9. Et défendre sans faire de faute. Compliqué pour les Hongroises. Et voilà, défendre sans faire de faute. Et elle est sanctionnée. Il y aura 2 lancers francs pour la jeune chinoise numéro 9, Sun.
22 ans, Feng Nissan. Un peu court, son premier lancé. Là, elle a vu qu'elle en avait un deuxième. Elle a compris maintenant que les fautes étaient sanctionnables par 2 lancers francs. Et son deuxième est réussi. 5 points d'avance à 2 minutes 30 de la fin. Pour la Hongrie, il faut réagir maintenant. Sous peine d'élimination dans cette poule B. Le Canada est déjà qualifié avec ses 2 victoires. Et on entend le coach allemand qui représente donc l'équipe chinoise de les inviter à faire des fautes si jamais il faut arrêter certaines possessions, parce qu'on le rappelle, elles sont qu'à 4 fautes d'équipe à bientôt 2 minutes de la fin du match. Super. Il y a 2 fautes à donner. Beau tir à 2 points là de la part de Zhang. Ah ouais, et là on fait un écart quand même pour les Chinois. 16-9 plus 7. Il reste que 2 minutes. Et on défend bien. Aucun panier facile. Même si là, Francatot est parvenu à inscrire un point. La domination à l'intérieur de Zhang, une nouvelle fois pour le 17e point de Beijing. Elle se retrouve vraiment toute seule. Tir un peu long. Et là, on sent que les Hongroises ont la volonté d'essayer de marquer rapidement pour recoller au score. Exactement. Le 11e point, il est signé Francatot. 1 minute 23, 6 points de retard. Et les Hongroises qui demandent un temps mort. L'occasion pour les 2 équipes de souffler un petit peu, de revoir leur stratégie, et les Hongroises doivent potentiellement être en train d'essayer de trouver des solutions pour trouver des tirs à 2 points. 1 minute 23, ça reste quand même relativement long, 6 points, ça peut aller très très vite dans le 3-3. On va voir ce qu'elles vont être capables de proposer pour la fin de ce match. Les Chinoises en tout cas qui font preuve de plus de sérénité que le match 1. Elles sont aussi rentrées en compétition. Donc, on a revu l'activité de Zhang notamment. Et bien joué là, Laila, la numéro 2 qui vient inscrire un point tout en finesse. Le 18e point pour Beijing. Est-ce qu'elles vont nous donner tort et conclure le match en 21 points après ce nouveau panier réussi à 2 points? Les Chinoises qui sont plus qu'à un panier de la victoire et de la qualification pour les quarts de finale demain. Pour jouer contre l'Australie en quart de finale. Ce qui ne sera pas forcément l'adversaire le plus facile à affronter. C'est sûr. Mais vous le disiez, quand on termine 2e de poule, c'est sûr, on a un adversaire coriace en quart de finale. Complètement. Allez, les 40 dernières secondes. 9 points de retard pour la Hongrie. C'est fini des chances hongroises. Est-ce que les Chinoises vont conclure la rencontre avant la fin du chrono? C'est le seul suspense qui demeure dans cette rencontre. Elles ont la possession. La balle de match. Pour Zhang. Encore une fois. Et voilà, c'est fini. Zhang qui conclut cette rencontre 21-11 en faveur des Chinoises. Les Chinoises de Beijing qui se qualifient donc pour les quarts de finale. Elles ont vraiment montré un meilleur visage que sur la première confrontation. C'est souvent le cas aussi des équipes qui montent en puissance au fur et à mesure du tournoi. On va voir maintenant si les Australiennes leur laissent l'opportunité ou non demain de s'exprimer comme elles ont pu le faire ce soir. Beijing qui accompagne donc le Canada en quart de finale. Le Canada
termine à la première place de cette poule D, juste devant les Chinoises. Dans la poule C, l'Égypte a pris la première place, l'Amsterdam la deuxième. Dans la poule D, c'est l'Australie qui a devancé les Françaises de Paris. Reste à connaître maintenant qui de la France ou d'Ottawa terminera à la première place de la poule A. L'équipe battue terminant deuxième, puisque dans cette poule, la formation d'Azerbaïdjan de Neftchi Sokar est éliminée. La tribune centrale. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. La tribune de droite. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Tribune de droite, c'est parti. Un t-shirt. La tribune derrière le panier. Est-ce qu'on est ensemble encore? Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je reviendrai vous voir. Allez, s'il vous plaît. Donc on voit l'équipe canadienne en train de s'échauffer un peu plus dynamiquement, et en revanche les Françaises prennent un temps plus calme pour essayer de sûrement ajuster leur stratégie. Par là, je l'espère, en pleine tribune, super. Mais toi, t'es déjà reparti avec un gun. Et elles les rejoignent seulement maintenant pour se mettre un petit peu en jambes avant de commencer. Sur la rencontre précédente, on a vu Marie-Mané s'illustrer merveilleusement bien, notamment à 2 points. Oui. Et aider les Françaises à gagner ce match avec facilité, disons. À voir maintenant leur réaction face à un adversaire qui peut être un peu plus coriace. En quart de finale, vous préférez jouer l'Égypte ou Amsterdam, pardon. J'aurais quand même tendance à préférer Amsterdam, de par le fait qu'elle soit amoindrie en termes de nombre. Oui. Et j'ai trouvé que l'Égypte proposait des choses vraiment intéressantes, et je pense aussi que quoi qu'il arrive, ces deux adversaires-là, l'équipe de France est capable de les affronter, mais à choisir, je partirais sur Amsterdam. Et vous, Freddy? Moi, j'étais impressionné par l'Égypte, vraiment, sur les 4 matchs qu'on a pu voir, les deux de la phase de qualification ce matin, et puis les deux ce soir. La victoire d'un point contre Amsterdam, justement. Ouais, belle équipe d'Égypte. Donc on est d'accord, pour éviter l'Égypte, il faudrait impérativement battre Ottawa ce soir. Il faut gagner, exactement. Le vainqueur de ce match entre la France et Ottawa affrontera Amsterdam, et le perdant de cette rencontre défiera l'Égypte. Après, sur un match, bon, je vous pose la question évidemment, mais tout est possible entre ces équipes à ce niveau-là. En effet, tout est possible, mais c'est vrai qu'il y a des adversaires des fois qui nous conviennent un petit peu mieux. Mais quoi qu'il arrive, en vue des affiches qui s'annoncent pour demain, ça va être une journée très intéressante à suivre. Et réglementairement, on est d'accord, vous commencez le tournoi à 3, vous le terminez à 3. Oui. Il n'y a pas de possibilité, lors de la deuxième journée, de faire entrer une autre joueuse. Impossible. Donc effectivement, de ce côté-là, Amsterdam a un vrai désavantage. Oui, parce que sur la durée, face à une équipe comme la France qui développe un jeu quand même athlétique et physique, elle leur rendrait la tâche bien trop compliquée. Et puis défensivement pareil, le niveau de l'équipe de France est très élevé. Je pense à des joueuses, encore une fois, comme Marie-Mané, qui ont une faculté de dissuasion de par leur envergure. Grande activité de Laetitia Guapo, de Marie-Ève Paget également, et évidemment de Michel Milapi, qui à l'intérieur aussi se veut très dissuasive et également capable de défendre les petites loin du panier. Donc ça en fait une équipe très dangereuse défensivement et usante. Dernière rencontre de cette phase de poule de ces Women's Series de Poitiers. La France affronte Ottawa avec dans ses rangs Marie-Michel Milapi, Laetitia Guapo, et oui, c'est Marie-Mané qui allait rentrer. Mais non, c'est Mep qui est appelé. Marie-Ève Paget. Et enfin Marie-Mané. Et son numéro 1. L'équipe de France, 11e au classement mondial. On vous le rappelle.
8e de la Coupe du Monde début juin, battu en quart par les États-Unis 18-16. 2e du Women's Series d'Orléans, 4e de la compétition à Vienne. Et si la France s'imposait à Poitiers cette année, comme elle l'avait déjà fait en 2021, Marie-Ève Paget et Laetitia Guapo étaient déjà dans cette équipe. Face à elle ce soir pour la première place du groupe A, cette formation d'Ottawa qui nous a bien plu également lors de son premier match. Dans cette équipe, Nia Becker, Jade Belmore, Sesha Grantalen et son numéro 77. Et l'expérience de Casey Bosch, numéro 4. 4e des JO 2024 et vice-championne du monde en 2022. L'équipe d'Ottawa, 23e mondiale, qui est composée donc de joueuses qui ont participé au camp d'entraînement du Canada au mois de mai, dirigé par Daniel Ferguson, avec Michel Plouffe comme responsable de la performance qu'on a vu tout à l'heure dans les tribunes quand l'équipe du Canada jouait. Ottawa, France, belle affiche pour conclure cette soirée de basket 3-3 en direct sur Noah et sur France.tv. Et en espérant que nos Françaises concluent cette journée de la plus belle des manières avec une victoire, ce qui impliquerait une première place de la poule et un quart de finale donc contre Amsterdam demain. Dans le cas contraire, elle finirait 2e et affronterait l'Égypte. Exactement, Maud. Je suis sûr que c'est un match auquel vous auriez aimé participer, Maud. Forcément. Rencontre comme ça, fin de soirée, devant le public français, avec pour Angers la première place. C'est vrai qu'il y a une très belle ambiance, hein, on le voit. Le public répond présent. DJ Lass aussi. Hein, absolument. Et il est en forme. Il est en forme. Il répond toujours présent lors de ces moments importants. Il est pratiquement minuit sur le playground de Poitiers. La France affronte Ottawa pour la première place du groupe. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Qui va s'imposer ce soir? Réponse peut-être à l'issue des 10 minutes de temps de jeu effectif. Où la première équipe à 21 points. C'est dommage, Marie Manet avait été capable de semer son défenseur et malheureusement la passe n'est pas passée. Et là on voit que le Canada ouvre le compteur. Oui, avec Sesha Grantalen pour ce premier panier. Une faute de Marie-Michel Milapi. Ça promet un beau duel hein, face à Grantalen aussi qui est capable de répondre à cet impact physique. On la retrouve, ballon en main. Grantalen. Nia Becker, bien défendu. Très bien défendu. Et je suis obligé de souligner ça pour avoir affronté Marie-Ève Paget. On a du mal à imaginer à quel point elle peut être difficile à passer tant c'est un roc. Elle est vraiment très solide sur ses appuis et est capable de défendre avec une intensité physique importante. La faute au rebond de Nia Becker. Paget qui va laisser sa place à Marie Manet qui finalement rentre en jeu à nouveau pour laisser Milapi se reposer un petit peu. Encore une fois, il y a un ajustement qui est fait par rapport au changement adverse. On voit Grantalen qui sort, donc on sent notre grande aussi. Allez, Laetitia Guapo qui égalise un partout. Le score ouvert pour les Françaises, belle passe, mais Marie-Ève Paget était encore là pour défendre. Très bien. Elles étaient arrivées au bout des 12 secondes après ce rebond offensif, ce qui permet aux Françaises de récupérer la possession sans aucun point encaissé sur cette dernière action évidemment. Allez, Laetitia Guapo
Une faute obtenue par Marie Manet. Elle avait anticipé la passe, hein, c'était très bien joué, mais c'est vrai que la faute a stoppé Marie Manet dans son élan. Donc on reprend une possession en tête de raquette avec 12 secondes. On va jouer un écran entre Laetitia Guapo et Marie-Michèle Milapi. Elle a fait le choix de s'arrêter, la mid-range, Laetitia Guapo. Ouais. Et Casey Bosch qui s'est jeté sur le rebond. Allez, la remise en jeu. Casey Bosch qui tente sa chance à 2 points mais qui fait une gamelle. C'est récupéré par les Canadiennes. Allez, la fleur effective au rebond. Là, c'est la taille qui compte là sur ce coup-là. Pour Grant Allen. Laetitia Guapo qui joue son coup et je pense qu'elle aurait mérité d'avoir une petite faute. Et Marie-Ève Paget qui vient faire une faute là sur la passe de Grant Allen justement. Ouais, Laetitia Guapo qui a pris un coup dans la tête. Il va sortir. Profit de Marie Manet. Ouais, elle va mettre un peu de glace. Et Ottawa qui mène 2-1. Elle est nouvelle difficile. faute, attention. C'est déjà la 4e en 2 minutes. Ouais. Et Marie-Ève Paget là qui a un peu du mal à comprendre cette situation. Et c'est vrai que je trouve qu'elle était plutôt bien défendue. Après encore une fois l'interprétation des arbitres. Ils ont l'avantage d'être très bien placés. Oui, c'est vrai. Ils sont juste à côté, juste sous le panier. Allez, on la retrouve, Marie-Ève Paget, ouais, avec ce dribble dans le dos. Et elle va obtenir la faute et elle aura un lancer. La faute de Casey Bosch. Vous a proposé un beau 1 contre 1 là justement avec ce ballon dans le dos pour passer son adversaire. Casey Bosch qui n'a pas lâché quand même son duel. Mais c'est remporté par Marie-Ève Paget. Il n'y a plus qu'à convertir derrière la ligne. C'est court pour Marie-Ève Paget. Toujours avantage à Ottawa ou la mauvaise passe de Nia Baker. Allez, on profitait de ces ballons cadeaux. Oui, elle lui a dit de couper. Marie qui donne des consignes et qui va tenter le tir de loin parce qu'il restait plus beaucoup de temps. Ouais, Marie qui attendait la proposition de Laetitia plus tôt, au début de l'action. Cette communication elle est importante aussi de comprendre ce que ses coéquipières attendent de nous. Et là-dessus Marie Manet se veut être un leader vocal justement. Ouais, c'était bien joué de la part de l'équipe d'Ottawa. Là on était en retard côté française. Beau rebond là de la part de Marie-Michèle Milapi. Marie Manet qui va jouer le 1 contre 1. Oh, c'est dur. Qui prend son avec propre le rebond. Et ça rentre. Voilà, sous les applaudissements du public de Poitiers. Le 2e point d'équipe de France. Sifflé tardivement, mais oui. Casey Bosch, elle va obtenir la faute là sur son drive. 5e faute française. Vous ne nous avez pas dit si ça allait aller à 21 ou pas, Maud? On attend quand même de savoir. Là, sur ce début de match, j'aurais tendance à croire que non. Que non. J'imagine une fin de match au bout du temps réglementaire. Lancé validé par Casey Bosch. Malheureusement, elle n'arrive pas à attraper la balle et la joueuse d'Ottawa décide de laisser le ballon sortir en touche pour avoir le temps justement de faire un changement. Et il y aura un temps mort. Avantage Ottawa 3-2 dans ce début de match après plus de 3 minutes de jeu. On le voit là sur ce temps pour mort. l'instant en mode. Marie Manet qui prend la parole justement pour donner certaines consignes sur mon tactique.
Ces moments-là, ils sont importants aussi pour les équipes pour essayer de faire preuve de sang-froid et de se réaligner aussi collectivement. Là, on voit une belle action de Marie Manet, hein, justement, qui a été très agressive sur son drive et qui a récupéré son rebond pour marquer un point supplémentaire pour les Françaises. Très belle activité, encore une fois, de la part de Marie Manet. On le redit, hein, des qualités athlétiques qui lui permettent justement de toucher pas mal de ballons, de les amener en touche ou de les intercepter. Et c'est un vrai point fort pour l'équipe de France. De Marie Manet pour Marie-Ève Paget. Très belle passe à terre. Et la belle finition de Marie-Ève Paget, l'égalisation 3-3. Belle collaboration là entre les deux joueuses. Allez, profitez de ces rebonds. Marie Manet pour Laetitia Guapo. C'est raté. C'est raté, mais c'était vraiment un bon tir. Oui, c'était bien joué. De la part de Laetitia Guapo là à 0 Regardez degré. encore les mains de Marie Manet qui contrarie l'attaque d'Ottawa. Et encore une fois, Marie Manet qui intervient. Il reste 1 seconde 4 dixièmes. Elle est partout. Hein. Oh, elle est très en jambes, Marie. Alors, en jeu, Marie-Michel Michou, remplaçante de luxe pour l'équipe de France. Allez, Casey Bosch qui prend le shoot. C'est raté. Obligé de le prendre rapidement, là il restait peu de temps. Oui. Et Allez. toujours avec le sourire. Hein. Est-ce que les Françaises vont réussir à prendre l'avantage? Laetitia Guapo en 1 contre 1. La balle est redonnée aux Canadiennes, me semble-t-il. Oui. Un ballon perdu là pour les Canadiennes et qui permettent à Laetitia Guapo d'aller marquer un lay-up facilement. Ouais, on ne s'est pas compris entre Casey Bosch et Jade Bellemare. Et les Françaises qui passent en tête 4-3, la bonne défense de Laetitia Guapo. Très Le belle soutien défense. ensuite de Marie-Ève Paget, peut-être le shoot. Alors, contrôle de balle un peu difficile, elle n'a pas pu shooter, la faute de Nia Baker sur Marie-Ève Paget. Allez, bonne séquence française. On est quasiment à l'équilibre hein, en ce qui concerne les fautes d'équipe. Il y en a 5 pour l'équipe de France contre 4 pour Ottawa. Oui, c'est serré. Bien joué de la part de Guapo. Oh, le contre signé Grant Allen sur Laetitia Guapo. La possession reste pour les Françaises. Allez, Laetitia, l'écran de Marie Milapi. Et Laetitia qui attaque le cercle, qui ajoute un point. 5-3. Qui permet à l'équipe de France de mener de 2 points et elle va aller souffler un petit peu pour laisser sa place à Marie-Ève Paget. C'est un temps fort pour les Françaises. Essayer de continuer. Casey Bosch. Attention, ouais. Il est court ce shoot. Au rebond. La grande taille de Seycha Grant Allen. Et Casey Bosch là qui, de tout son élan, a tenté d'intercepter le ballon. Et ça va être une possession pour les Françaises. Marie-Ève Paget avec Laetitia Guapo qui shoot. Oh, ça rentre pour Laetitia Guapo. 7-4. C'était bien joué, c'est avec Marie-Ève Paget. La réponse elle est courte. Nia Baker. Allez, continuez les Françaises. Laetitia. Oui, c'est un peu désaxé. On répond. Ottawa qui saisit la balle avec Nia Baker. Un talent qui va attaquer le panier. Ouais, c'est bien défendu. Laetitia Guapo, magnifique. Et regardez derrière Marie Manet. Oh, ça rentre avec la planche et un peu de réussite. 2 points de plus. Ça a l'air d'être la première surprise aussi. Ouais. C'est vrai que de notre point de vue, on s'attendait pas forcément à le voir dedans. Ah non, pas du tout, ouais. Mais il en faut aussi quelquefois de la réussite. Ah ouais, il partait vraiment à gauche. Et avec la planche, il est rentré. La faute de Laetitia. Attention, 6e faute côté tricolore.
Regardez ce shoot. Et Laetitia Guapo qui lève les bras. 9-4 pour la France. Il est court. Et on voit toute la détermination de Marie Manet justement, qui a la volonté de remporter cette première place. Oui. De faire aussi proposer une belle image du basket 3-3 français à Poitiers. Pour l'instant, elles le font très bien, toutes les 4. Et même, j'aurais tendance à dire toutes les 8, parce que ce que Paris a proposé était vous avez raison, très intéressant. Grant Allen a eu une deuxième chance. Elle l'a concrétisée. Faut rester vigilante, c'est vrai qu'il reste 4 minutes 09, il y a seulement 4 points d'avance, on le rappelle, c'est 2 possessions au 3-3. Ça peut aller très vite dans les deux sens. Et à la prochaine faute, il y a 2 lancers pour les adversaires. Une belle passe. Il est dur ce shoot. Un petit peu tardé à le prendre. Allez, Laetitia Guapo qui obtient la faute. Qui jette un petit regard noir à l'arbitre ligne de fond. Ouais, exactement. C'est pas elle qui a sifflé. Mais honnêtement, je pense que l'arbitre qui a sifflé la faute était sûrement mieux placé pour voir la situation de dos. C'était peut-être plus évident pour elle de la signer. Allez, 3 minutes 55, 9-5 pour la France. Après sa première victoire assez facile contre Neftchi, l'équipe de France vise un deuxième succès. Alors qu'on revoit le contre de Laetitia Guapo, qu'on va retrouver maintenant au lancer. Allez, le 10e point français. Et bien ce ne sera pas sur ce lancer. Il est raté. Et le rebond est pour Ottawa. Ouais, ça c'est bien vu. De la part de Nia Baker. Et Laetitia Guapo là, qui a tenté une passe un petit peu à l'aveugle à Marie-Michèle Milapi. Malheureusement, elle arrivera en touche. Donc ça fera une possession à Ottawa. Oui, on aurait pu être à 10-5. On est à 9-6. C'est possession Ottawa. Attention. Faire un stop. Ah, c'est bien contrarié pour l'instant. Il reste 4 secondes. Bien défendu de la part de Laetitia Guapo. Toujours. Ouais, elle va prendre le shoot. Complètement à côté. Ouais, les Françaises qui sont récompensées de leur bonne défense. Allez, Marie-Ève Pagé, elle peut shooter. C'est raté au rebond. Casey Bosch. C'est un très bon choix là, de la part de Marie-Ève Pagé, qui au final a lu la confusion entre les deux coéquipières canadiennes. Et au final, elle s'est ouvert un tir. Malheureusement, il est à côté, mais bon, encore une fois, c'était un choix très juste. Elle tente de trouver leur intérieur, un Grant Allen qui est vraiment dominante à l'intérieur. Ouais. C'est un sacré chantier. Allez, Marie-Michèle. Il va falloir retrouver un peu d'adresse côté française là. Ouais, d'adresse ou d'alternance aussi. C'est vrai que faut continuer à être agressive. Ouais, Marie Manet qui gagne son duel là cette fois-ci. Pas facile pour Marie-Michèle Milapi d'être en lutte comme ça contre une joueuse plus petite qu'elle justement. Parce qu'encore une fois, ses points d'ancrage sont touchés, notamment au niveau du bassin et des genoux. Elle tente de la déséquilibrer et c'est pas forcément évident de recevoir des ballons dans des conditions comme ça. Donc il y a vraiment un travail de la part de Marie-Michèle Milapi qui a souligné encore une fois des choses qu'on voit pas toujours dans les stats mais qui sont très importantes pour l'équipe. Allez, ça fait un petit moment que les Françaises n'ont plus marqué. On profite de la taille justement de Marie-Michèle Milapi au rebond et elle obtiendra la faute en plus. Avec un petit coup dans la bouche, j'ai l'impression. Oui. Et c'est la 7e faute. Mais c'était très bien joué encore une fois cette situation de jeu à 2. Laetitia Guapo qui a
créer le switch, hein, donc le changement des défenseurs pour retrouver le mismatch, à savoir la situation d'une grande contre une petite à l'intérieur, ce qui permet à Marie-Michel Milapi d'avoir l'avantage. Premier lancé raté. Allez, essayez de les convertir. Pas lâcher de points en route. Et le deuxième est dedans. 11-7, 4 points d'avance pour les Bleus qui jouent en blanc ce soir. Le shoot raté de Casey Bosch. Le rebond de Laetitia Guapo. Ouais, shoot difficile, belle défense. Et encore une fois la malice de Laetitia Guapo qui parvient à sauver cette possession. Il restera 3 secondes. La malice et l'expérience, hein. C'est vrai que c'est intelligemment joué, ça, d'être capable d'avoir la lucidité nécessaire pour mettre le ballon sur son adversaire. Et donc on va voir. En sautant pour pas être dehors. Exactement. Le buzzer a retenti avant le shoot qui de toute façon est raté. Allez, 11-7. Ça aurait pu être intéressant de retrouver une joueuse comme Marie-Mané justement sur ces fins de possession qui sont capables d'être décisives. Oui, on l'avait vu tout à l'heure justement, on avait 3 secondes, le même cas de figure. Exactement. Allez, elle revient en jeu. Marie, possession française, 4 points à 2 minutes de la fin. Très bien joué. Ah ouais, mais c'est bien défendu, hein, de la part de Nia Baker. Puis je pense que c'est des situations aussi qui sont scoutées en vidéo. Et quand je dis scouter, c'est analyser. Oui. On essaye de comprendre justement les phases de jeu et les points forts des unes et des autres. Et Laetitia Guapo aussi est connue pour son jeu sans ballon. Donc forcément le défenseur se tient prêt à ses éventualités. 2 lancers pour Marie-Mané après cette 8e faute d'Ottawa. Elle avait bien provoqué là, Marie-Mané. Marie déterminée à être meilleure marqueuse de cette équipe de France, hein, pour permettre aux Françaises d'obtenir la première place de leur poule. En tout cas, on sent beaucoup de détermination dans son jeu. En dehors de sa réussite tout à l'heure à longue distance. Et une vraie volonté de gagner, c'est sûr, ça se sent. Et 2 sur 2 au lancer pour la Rochelaise. Marie-Mané, pas loin de chez elle, à Poitiers. Voilà, double défense, Marie-Michel Milapi, Marie-Mané, la double lame. Et la récupération de la balle. 13-7 pour les Françaises, 1 minute 41. Et la possession avec Marie-Michel Milapi pour Marie-Mané. Il va y avoir une faute sifflée contre Casey Bosch. Ouais. On a trop mis dans son agressivité défensive. La sanction, c'est de lancer. Et on se rapproche des 10 fautes d'équipe, hein, donc ce qui va forcément entraîner 2 lancers francs plus la possession aux Françaises, donc ce qui nous arrange. Hein. Pour l'instant, c'est encore 2 lancers. Le premier raté pour Laetitia Guapo. Allez, on convertir au moins. Ah, deuxième en échec aussi. L'ex numéro 1 mondial de basket 3-3, Laetitia Guapo. Figure de la discipline. La joueuse de Bourges. Casey Bosch, elle avait fait le choix d'aller au bout, hein, contre Marie-Michel Milapi. Elle a réussi à obtenir une faute. Et donc les Françaises passent également à 7 fautes d'équipe, ce qui implique 2 lancers francs pour Casey Bosch à partir de maintenant. Celui-ci, il est parfait. Magnifique. 13-8. Et deuxième est court. Mais au rebond, l'intervention de Grant Allen. Grant Allen qui a bien lu, hein, l'avantage qu'elle avait. Ah ouais, l'avantage de taille sur Marie-Ève Pagé a inscrit un point supplémentaire. J'ai le sentiment quand même que les Canadiennes n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Ah non, regardez, elles vont encore récupérer une balle. 13-9 à 1 minute 06, rien n'est joué. On préfère quand les Françaises ont 3 possessions d'avance. C'est vrai que c'est plus confortable.
Allez, un stop défensif. Kissy Bosch qui a le ballon. On va encore jouer sur la grande. Avec Marie-Michel Milapi. Et le tir un peu court. Regardez la bataille de Kissy Bosch pour récupérer ce ballon. Et le shoot à longue distance. Il rebondit sur le cercle. Il ressort. Ce tir de Jade Bellemare. Allez, Marie-Ève Paget. 40 secondes à jouer. Et une faute offensive de Marie-Michel Milapi qui fait un écran qui est considéré en mouvement. Allez, Poitiers, dernière fois, s'il vous plaît, on s'arrive à décrocher, La sanction n'est pas la même sur les fautes offensives, hein, Maud. Non, il n'y aura pas de lancer. Il n'y a pas de lancer. Et pour expliquer un petit peu les fautes offensives à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément spécialisés le basket, c'est justement ces situations d'écran où la joueuse doit rester statique et finalement fait un mouvement, et donc ce qui contraint le défenseur à être forcément pris un petit peu en otage justement par le corps obstacle qui a bougé. Allez, nouveau temps mort. Pris par l'équipe de France. On a une possession à bien négocier. Quel système mettre en place pour marquer? On est à plus 4 à moins de 30 secondes. Les Canadiennes vont probablement soit chercher un tir à 2 points évident, soit essayer d'être agressives, hein, parce que les deux équipes ont plus de 7 fautes, donc forcément il y aura 2 lancers francs à chaque faute, ce qui n'est pas négligeable si proche de la fin du match. Et on est à 9 pour Ottawa. Allez, Laetitia Guapo fait retourner le chrono, on a l'avantage. Il reste 4 secondes, oui. Alors, qui va prendre le shoot? Marie-Ève Paget en se retournant, c'est raté au rebond. C'est elle qui vient sur cette balle. Et encore 12 secondes. Laetitia Guapo, et ça rentre, et c'est la victoire française obligatoire, 14-9. Il reste 6 secondes, la dernière possession pour Ottawa. Il y aura une faute de Marie-Ève Paget et donc 2 lancers pour Sesha Grant Allen. Deux lancers, il restera 3 secondes 7 de possession. Allez, premier lancé. Il est dedans. Le premier dedans, ça fait 14-10. 14-10. Et le deuxième, il est dedans également. Les 3 dernières secondes. Marie-Ève Paget qui tente ce shoot, c'est raté. Les victoires de l'équipe de France, 14-11. Deuxième succès des Françaises dans la compétition en 2 rencontres aujourd'hui ici à Poitiers. Les Françaises qui se qualifient donc pour les quarts de finale et qui affronteront demain la formation d'Amsterdam. On retrouvera les 2 équipes françaises en quart de finale avec un solide duel face au Canada pour l'équipe de Paris, et donc l'équipe de France qui jouera contre Amsterdam demain. Les félicitations du public et les félicitations également de tout le clan canadien, de l'équipe du Canada qui était là toujours en bord de terrain pour encourager l'équipe d'Ottawa. Allez, on va recueillir les impressions d'une joueuse française. On va demander à Laetitia. Laetitia, un petit mot? Laetitia, mission accomplie, 2 victoires aujourd'hui, qualification pour les quarts de finale. Quel est votre sentiment global sur ce début de tournoi? Mais on est contente de jouer en France déjà. On a le public avec nous, donc ça aide à chaque fois. C'est vrai qu'on savait que ça allait être difficile avec la chaleur, et on joue à minuit. Ça m'était jamais arrivé dans toute ma carrière. Mais c'est une première fois et c'est chouette. Maud, un petit mot pour Laetitia. Tout d'abord, félicitations, c'est une super journée. Demain, vous allez affronter les Pays-Bas. On sait, elles sont que 3. Comment vous abordez ce match avec l'équipe? Mais on sait que les Pays-Bas, elles sont championnes du monde l'année dernière. Elles sont encore sur le podium cette année. Franchement, elles sont vraiment sur une pente ascendante. Donc ça va être un match chaud. On sait qu'un animal blessé, c'est souvent le plus dangereux. Donc on sera prête pour jouer ces quarts de finale et aller le plus loin dans la compétition. Super, merci Laetitia. Il y a un gros plateau cette année à Poitiers. Tous les matchs sont durs. Ouais, carrément. Franchement, le niveau est dur, mais
c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on se développe et qu'on continue d'avancer. Donc c'est ce qu'il nous faut dans notre prépa olympique. Merci beaucoup Laetitia, on vous retrouve demain pour la suite de la compétition face à Amsterdam et puis on le disait tout à l'heure, l'équipe de Paris qui jouera la redoutable formation du Canada. Là ça s'annonce difficile mais on a vu une belle équipe française de Paris aujourd'hui, donc pourquoi pas. Complètement, je pense qu'elles sont capables de rivaliser avec n'importe qui droit dans les yeux, donc ça va être très intéressant de suivre ces quarts de finale demain. Eh bien, on se donne rendez-vous demain aux alentours de 20h, 19h55 précisément, hein, Maud, sur Noah et sur France.tv pour suivre quart de finale, demi-finale et finale. On suivra évidemment toutes les rencontres de ce tournoi Women's Series de Poitiers. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette retransmission jusqu'à minuit passé. Ce soir, les conditions étaient meilleures pour les joueuses quand même si Laetitia dit qu'il fait encore chaud, qu'elle n'a jamais joué à minuit de sa carrière. Ben voilà, c'est une première, c'est ici à Poitiers. On suivra donc la suite demain en direct sur Noah et sur France.tv. Merci beaucoup, Maud. Merci Freddy et merci à tous. Passez une bonne soirée. À demain, 19h55.